chi tempo va non do quaiu è stato un militante di lingua, di cultura e soprattutto di musica in Corsica. Nando Acquavive a contribué activement, vous le savez, au réacquisto musical des années 70 en créant le groupe Accompagnia et en créant aussi l'association Eoge Yugumun. Et dans les années 80, il est devenu le président de Festiwodge. En 1977, peu de gens le savent, mais ça mérite d'être souligné, c'est lui qui redécouvre et remet en valeur la ceetera. Donc instrument traditionnel corse qui ensuite sera reproduit parce qu'il n'existait pratiquement plus de ceetere. Il a dit que la ceetera, je le cite, l'avait réconcilié avec la musique de son pays. Lorsque j'en joue, j'ai le sentiment de faire plus que de la musique, je prends racine. Sa vision de la musique était très pragmatique parce qu'il avait appris à jouer de la guitare de manière exceptionnelle avec des gitans. Voilà, les gitans qui passaient à Île-aux-Rousses. Je salue la mère d'Île-aux-Rousses. Et il en a fait ensuite véritablement la passion de sa vie, qu'il a transmise, notamment dans l'école de musique de Pigne. Et il a surtout développé une vision théorique aussi, et de la musique et du chant corse, avec une thèse soutenue à l'Université de Corse, en partenariat notamment avec l'IRCAM, qui est un laboratoire CNRS très connu, parisien, sur la question de la recherche en musicologie et en acoustique. Donc, Nando, désormais, nous regarde de là-haut. Je tiens à avoir une pensée pour sa femme, pour ses filles, Cécile, Baptiste, que plusieurs d'entre vous connaissez, et nous leur adressons bien évidemment nos condoléances. Je voudrais rappeler aussi, c'est plus récent, le décès de Roger Romani, ancien ministre originaire de Ghisoni, ancien ministre gaulliste, proche de Jacques Chirac, qui s'est vu confier, vous le savez, plusieurs portefeuilles ministériels au cours de sa carrière, notamment dans les gouvernements Balladur et Juppé. Il fut aussi vice-président du Sénat. Je ne le connaissais pas personnellement, certains d'entre vous, et sa famille politique en particulier, oui. Je ne vais citer donc, puisque je ne le connaissais pas, que le maire de Ghisoni, Don Marc Albertini, qui a dit l'autre jour, qui a déclaré l'autre jour, c'était un homme d'une grande humilité et d'une grande discrétion, très attaché à son village, à ses habitants, et qui a toujours maintenu un lien très fort et développé cette solidarité qui nous caractérise, au-delà d'ailleurs de la famille politique qui était la sienne, en soutenant et en aidant beaucoup de Corses installés notamment en région parisienne, mais aussi installés ici et ayant besoin, à un moment donné dans leur parcours de vie, d'être accompagnés. Plusieurs hommages ont été faits au cours des derniers jours et je tenais à le dire. Et évidemment, je salue non seulement sa mémoire, mais évidemment, je présente mes condoléances en votre nom à tous, à sa famille. Je souhaitais aussi rappeler le décès d'une personne que la famille nationaliste connaît bien, Gustave Valirol, ancien président de la Fédération des partis régionalistes, Régions et Peuples solidaires, qui est désormais présidée par François Alphonse. Il est décédé à l'âge de 77 ans. Il était professeur de droit public, peut-être que certains l'ont connu, à l'Université de Lyon. Il était maire aussi, conseiller régional d'Auvergne, ancien président du parti Occitan, qui partageait avec nous l'idée d'une Europe des peuples, d'une Europe fédérale. Je pense que ça parle notamment à Pierre Jong, mais à d'autres bien sûr aussi. Il a été vice-président de l'Alliance libre européenne, qui, au Parlement européen, à Strasbourg, regroupe les partis régionalistes. Enfin, je voudrais rappeler qu'une personne membre de la grande famille de la collectivité de Corse est décédée, bien que retraité, donc, mais qui appartient toujours les retraités de la collectivité qui ont passé
des décennies parfois ici avec nous, avec vous, les plus anciens, font partie de cette famille. Il s'agit de Michel Rinsan, qui était l'époux de Virginia Marcellesi, elle-même directrice des ressources humaines, retraitée de la collectivité. Donc ce décès a eu lieu récemment et je tenais à ce qu'on lui rende aussi hommage, qu'on ait une pensée pour lui et une pensée pour sa famille. Hommage a été fait à ceux qui sont partis. Je voudrais ce matin souligner la présence à nouveau de la jeunesse et en particulier du master de gouvernance territoriale de l'Université de Corse, toute la promotion de cette année que je salue, qui va suivre nos débats, qui les a suivis à distance hier aussi, et souligner évidemment la présence et les remercier de leurs enseignants et de leurs responsables de master, donc Madame Vanda Mastor et notre ancien collègue, voilà, mais désormais maître de conférence à l'université, ce qui n'empêche pas aussi de faire de la politique, Pedranto Tomasi, Bisalvudu et a ringraziabi per la vostra presenza e la vostra pazienza di noi. Ecco, a ringraziabi. Monsieur le Président, si vous souhaitez intervenir. Non, merci, Madame la Présidente, vous avez été complète, notamment en ce qui concerne Nando Acquaviva. Je tiens moi aussi à évoquer sa mémoire, à assurer sa femme, ses filles et toute sa famille de notre soutien, de notre affection. On sait qu'il a été et qu'il restera un acteur culturel de premier plan. Il a notamment contribué au DU sur les chants et musiques de Corse et de Méditerranée. Mais je voudrais aussi dire que même si cet engagement-là était plus discret, il a été également et depuis toujours engagé au plan politique pour que ce peuple puisse être reconnu et vivre. Et puis, nous avons appris hier, par la voix de l'Église de Corse, le décès du père Rabazzani. Et donc, bien sûr, nous pensons à lui et nous pensons à toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, le regrettent et le pleurent. Et puis, pour finir sur des notes plus joyeuses, effectivement, bonjour au master gouvernance territoriale, ça tombe très bien. Nous en parlions tout à l'heure, y compris avec des conseillers d'opposition. On essaie de réfléchir à une politique en partenariat, y compris avec l'État, qui permettrait d'offrir des débouchés sécurisés aux jeunes étudiantes et étudiants, singulièrement celles et ceux de l'Université de Corse, y compris dans la fonction publique d'État et en Corse. Et donc, tout à l'heure, j'ai pu m'entretenir et avec les étudiantes et étudiants et avec leurs enseignants, Vanda Mastor et Pedranto Tomasi, que je salue très amicalement. Et on va essayer de mettre en forme cette belle idée qui nous permettra aussi de pouvoir, en ce qui concerne la collectivité de Corse, je l'espère, s'appuyer sur ses compétences pour aujourd'hui et pour demain. Merci. Bien, quelques informations pratiques, puisque l'ordre du jour est sensiblement modifié, et quelques alertes aussi. Donc, comme vous le savez, hier, nous nous sommes quittés au moment où débutait la commission permanente qui avait à examiner une soixantaine d'amendements relatifs au rapport concernant la lutte contre les pratiques mafieuses. On vous dira pourquoi pratiques tout à l'heure. Donc, nous avons fini très tard dans la nuit, comme vous le savez. Je voudrais remercier les journalistes pour leur patience. Nos collègues aussi qui ont attendu, puis finalement nous n'avons pas repris les débats cette nuit ou ce matin très tôt. Donc nous sommes en train de stabiliser sur le plan formel la réécriture de la délibération à la suite des multiples amendements de compromis que nous avons rédigés ensemble hier soir. Donc le travail est en cours. Dans l'intervalle, nous avons stabilisé la chose suivante avec le Conseil exécutif. Il va présenter le document d'orientation budgétaire. Nous sommes d'accord ? Oui, je vous donne la parole, Monsieur le Président. Et si vous permettez, j'invite aussi
les groupes concernant les désignations, concernant tout le bloc désignation, commission permanente, etc., à faire les choses qui doivent être faites pour que, dans l'après-midi, nous puissions passer au vote sur la commission permanente qui doit être renouvelée et sur un certain nombre de désignations parce qu'il y a des instances qui attendent les renouvellements. Monsieur le Président, je vous en prie. Simplement un point d'ordre. Comme nous en rappelons, il a été procédé au renouvellement du Conseil exécutif, renouvellement partiel du Conseil exécutif sur proposition du Président, donc de moi-même. Simplement informer l'Assemblée que, je dirais, la multiplication des événements imprévisibles et l'enchaînement des contraintes ne m'ont pas permis de procéder à la présentation officielle des nouveaux conseillers et conseillers. Je souhaite le faire en insistant également sur ce que je voudrais proposer à l'Assemblée de Corse en termes de méthode de travail. Je pense qu'aujourd'hui encore, nous sommes dans un calendrier très étroit, donc ça ne s'y prête pas. Je voulais simplement, à titre formel, dire que, d'abord, saluer à nouveau, bien sûr, Antonia Lugiani, Alex Vinciguer et Flora Mattei et les remercier pour l'action qu'ils ont menée au sein du Conseil exécutif de Corse et vous informer brièvement ce que sont les nouvelles nominations. Madame Anne-Laure Santucci est donc nommée conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, du mécénat, de la vie associative et des sports. Il y a donc une redéfinition du périmètre de certains conseillers et conseillers territoriaux. Madame Lauda Giudigili Sbragia est nommée conseillère exécutive en charge de la jeunesse, de l'égalité femmes-hommes, de l'innovation sociale, du handicap, mais également, elle a désormais dans son portefeuille l'éducation, la formation professionnelle et en gros un pôle global de la jeunesse. Et également M. Gilles Giovanangi, qui est nommé conseiller exécutif en charge du développement économique, du budget et des finances, président de l'agence, et enfin Jean-Félix Aquavive, qui est nommé président de l'Office des transports de la Corse. J'y arrive, je préfère finir par les dames. Commencer par une dame, je finis par une dame. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, du tout. Et enfin. Il faut surveiller ces mots. Hein. Et enfin, les deux derniers et dernières, donc je disais, Jean-Félix Aquavive, président de l'Office des transports de la Corse, Evanina Chiarileluzzi, à mes côtés, à ma gauche, présidente de l'Office d'équipement hydraulique de la Corse. Donc j'aurai l'occasion de vous présenter de façon plus large l'intégralité périmètre des délégations des uns et des autres, également la nouvelle méthode de travail que je souhaite impulser au sein du Conseil exécutif de Corse et proposer à l'Assemblée de Corse. Ringraziamo, allora stiamo nei Gabi du Guidiontia mi risponde tra u presidente e a presidente. Je voudrais signaler que suite au remaniement qui avait eu lieu, certaines personnes membres de l'Assemblée de Corse étaient sorties de l'Assemblée de Corse. Elles ont bien évidemment été réintégrées, ça n'a pas été signalé hier matin. C'est le cas donc d'Anna Maria Colombani, c'est le cas de M. Panzani, et il me manque un, et Joseph, je l'ai fait exprès, et Joseph, il attendait Joseph, parce que Joseph était très stressé, très stressé, il y avait un suspense énorme. Voilà, donc le rattachement a été opéré, la réintégration, je dirais, a été opérée, et donc nous saluons bien évidemment, mais je l'avais déjà fait par ailleurs, l'arrivée dans le groupe d'Antonia Luciani, de Flora Mattei et d'Alex Vinciguer. Le groupe Corin Front, et lui, avait indiqué déjà, mais je l'avais signalé, le rattachement donc, de M. Jean-Noël Profidi. Vous avez déjà tous souhaité la bienvenue. Et M. Violimatch, désormais, fait partie des anciens. Voilà. Donc, très bien. Je vais quand même, avant que nous commencions le débat sur le DOB, ce qui vous permet de réviser vos interventions, je vais vous faire adopter des ordres du jour. Pardon, non, les procès-verbaux. L'ordre du jour, vous êtes d'accord?
Procès verbal, s'il vous plaît, du 30 et 31 janvier 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté. Approbation du procès verbal de la session du 13 février 2025. C'était le 13, voilà, on en a eu 3. Hein. Nous sommes qu'à la 4e en un mois, c'est bien. Bon score. Quand je pense qu'il y a des régions qui ne font que 4 sessions par an, nous on en fait 4 en un mois. Voilà, notez hein, quand même. L'approbation du procès verbal donc du 13 février. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Alors, non-participation, d'où sauf? Oui, bien sûr, il n'était pas là. C'est cohérent. Approbation du procès verbal de la session du 16 février. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? On sauf et correspond. À Wansem aussi. Donc, qui est pour? Adopté. Bien, merci. Monsieur le secrétaire général est rassuré. Les procès-verbaux sont adoptés. S'il n'y a pas d'autres points organisationnels, juste un point quand même, comme ça vous vous organisez, nous avons prévu un déjeuner sur place. Bien, je ferme la parenthèse. Je passe la parole à l'exécutif et ce sera Gilles Giovanangeli, désormais président de l'ADEC, qui va présenter les orientations budgétaires. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors, un exercice habituel que ces orientations budgétaires qui ouvrent le début justement de la séquence budgétaire. Donc je vais vous les présenter bien sûr avec ces deux parties. La première partie, ce sera la trajectoire budgétaire, mais cette fois-ci vraiment avec une volonté qu'elle soit pluriannuelle, 2025, 2026, 2027. D'abord dans un souci, je crois, de cohérence, de lisibilité, mais aussi clairement dans un souci de suivi et d'évaluation. Ça vous permettra aussi de vérifier que les engagements que nous prenons, ils sont bien entendu suivis dans le temps. Et donc une deuxième partie qui sera l'application de ces orientations budgétaires en matière de politique publique. Là aussi, vous l'avez certainement constaté, nous avons choisi un document plus ramassé parce qu'on entend aussi, et on a entendu souvent les remarques qui ont été faites au sein de cette Assemblée sur la nécessité peut-être de mieux identifier des priorités. Donc c'est un peu dans cet esprit que cette deuxième partie sera présentée. Sur la première partie, celle de la trajectoire budgétaire, vous le savez, Alex, que je salue, qui était à ma place ces 2 dernières années, faisait état régulièrement de cette contrainte budgétaire qui pèse aujourd'hui sur notre collectivité. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une double contrainte. La première contrainte que nous connaissons, c'est la contrainte que connaît la France en général, et vous le savez comme moi, avec une instabilité politique forte, qui induit des difficultés budgétaires et qui induit même, on peut dire, une fragilité budgétaire, avec un budget qui a été voté il y a quelques semaines. Et dans ce budget, vous le savez tous aujourd'hui, un effort particulier demandé aux collectivités locales, territoriales. Et dans cet effort, les régions ou les collectivités à statut particulier sont particulièrement impactées. L'effort aujourd'hui, il est stabilisé autour de 2,2 milliards au niveau français. Pour ce qui est du bloc régional, c'est environ autour de 840 millions. Donc c'est le bloc qui est le plus impacté aujourd'hui par l'effort qui est demandé aux collectivités. Et cet impact, bien entendu, il concerne aussi la collectivité de Corse. Et je dirais, pour nous, de manière relativement forte, puisque c'est un effort à hauteur d'à peu près 12 millions d'euros qui nous sera demandé cette année, réparti à la fois sur des baisses de recettes, principalement de la fiscalité, liées aux recettes de transfert de TVA nationale qui sont écrêtées et qui ne nous permettront pas cette année de bénéficier de la totalité de cette dynamique, puisque nous nous verrons amputés d'un montant à peu près, qui se situe à peu près entre 7 et 8 millions d'euros. Et en même temps, nous aurons des charges supplémentaires liées aux cotisations sociales des agents de la fonction publique, dites CNRACL, que vous connaissez tous, et qui, de manière pluriannuelle,
parce que l'effort qui sera demandé aux collectivités, il faut bien l'entendre, ce sera aussi un effort pluriannuel, et particulièrement sur ce volet-là de charges supplémentaires, de charges sociales supplémentaires, la CNRACL sera augmentée en 2025 de 4 points, ce qui aura un impact à peu près de plus de 4 millions en termes de charges sur notre collectivité, mais sera aussi augmentée de 3 points en 2026 et de 3 points en 2027. Donc on est bien dans une perspective d'augmentation de charges qu'il faut aussi intégrer dans notre trajectoire de construction budgétaire. Donc vous voyez, globalement, pour notre collectivité, un impact de 12 millions d'euros qui, bien sûr, n'est pas neutre sur notre budget. Contraintes liées à la situation française, mais bien sûr, et vous le savez, contraintes propres au budget de notre collectivité, à la structure budgétaire de notre collectivité. Nous n'avons de cesse de le répéter, on a un budget qui est sous-dimensionné au regard des besoins de la Corse. Un budget qui ne nous permet pas aujourd'hui, clairement, de répondre complètement aux compétences qui sont les nôtres, ou d'assurer complètement les compétences qui sont les nôtres. Un budget qui ne nous permet pas de rattraper complètement le besoin en infrastructure. Un budget qui ne nous permet pas, comme je vous le disais, tout simplement de répondre à l'ensemble des besoins des acteurs, que ce soit communes, intercommunalités, mais aussi les acteurs de la société civile qui nous sollicitent. Donc, ce budget sous-dimensionné, il l'est tout d'abord par une structure de recettes qui est inadaptée aujourd'hui. On le sait tous, et qui, chez nous, se caractérise en 3 blocs, à peu près de même importance, 3 tiers. Le premier tiers de nos recettes, c'est celui des dotations. Aujourd'hui, les dotations de l'État, elles pèsent dans les recettes de fonctionnement de la collectivité de Corse à peu près un tiers. Si on faisait l'examen comparatif, on s'aperçoit que dans les régions françaises, cette partie-là, elle ne représente que 22%. Alors pendant longtemps, on l'a lu comme un avantage. Aujourd'hui, vous voyez bien que dans le contexte de contraintes que connaît la France, ça devient un handicap. Et ça valide aussi notre volonté incessante de militer pour pouvoir actionner les leviers qui nous permettront d'avoir nos propres recettes. Le deuxième bloc de recettes, c'est celui de la fiscalité locale, qui pèse là aussi chez nous à peu près un tiers. Je vais reprendre les propos d'Alex Vinciguer. Ce sont des recettes de réserve d'Indiens, puisque principalement sur cette fiscalité locale, nous avons les DMTO, donc la taxe sur les transactions immobilières, les taxes sur les tabacs et les taxes sur l'essence. Ce sont des recettes pour nous qui sont extrêmement difficiles à gérer, puisqu'elles sont par nature volatiles et cycliques. Et vous le savez, et c'est un paradoxe, elles ont boosté les recettes de la collectivité de Corse pendant un certain nombre d'années. De 2018 à 2022, pendant que les recettes de la collectivité de Corse augmentaient d'à peu près 170 millions, celles liées à ces 3 taxes-là augmentaient de 110 millions. Donc vous voyez que sur 170 millions de recettes sur cette période-là, 110 millions étaient liés à ces recettes qui, vous en conviendrez, sont peu vertueuses. Et si on devait se comparer aux régions françaises, je vous l'ai dit, ces recettes-là ne pèsent qu'à peu près 28%, c'est-à-dire 5 points de moins, et ce n'est pas neutre. Enfin, la troisième partie, le troisième bloc de recettes chez nous, ce sont des recettes liées au transfert de fiscalité nationale, notamment de la TVA qui nous est reversée. Important parce que chez nous, elle pèse un tiers. Et là, si on se compare aux régions françaises, on s'aperçoit que dans le bloc des régions françaises, ces recettes-là pèsent pour 50%. Et ce sont des recettes extrêmement dynamiques. C'est celles qui portent justement au niveau français les recettes des collectivités locales. Donc on est bien dans une situation à la fois inadaptée et quelque part inéquitable par rapport à l'ensemble du bloc régional. Face à ces recettes de fonctionnement inadaptées et insuffisantes, on a en face des charges qui, elles, sont chez nous très rigides et évolutives. Vous le savez, on l'a aussi souvent dit ici, sur à peu près 1 milliard de charges de fonctionnement, on peut considérer que 70% de ces charges,
même un peu plus de 700 millions, sont des charges extrêmement rigides. Quand vous avez 250 millions de charges liées à la RH, quand vous avez 220 millions de charges liées aux politiques sociales, quand vous avez plus de 200 millions aujourd'hui de charges liées à la dotation de continuité territoriale, quand vous avez plus de 50 millions de charges liées à la politique de sécurité et au financement des SIS, vous voyez bien que vos marges de progrès, vos marges d'économie sur ces aspects-là, elles sont forcément restreintes et difficiles à mettre en œuvre. Donc, on a un effort à faire sur le fonctionnement, mais sur une partie qui est extrêmement limitée. Donc, ce budget sous-dimensionné, on l'a souvent affirmé, pour sortir de cette situation, pour évoluer positivement de cette situation, on sait très bien qu'il faut passer par un pacte budgétaire, fiscal et financier avec l'État. C'est la solution qui serait la solution pérenne et qui nous permettrait de trouver véritablement, par le pouvoir fiscal, par l'autonomie et le pouvoir fiscal, de nouvelles marges de manœuvre pour pouvoir financer l'ensemble de nos politiques. Néanmoins, nous, dans le cadre budgétaire d'aujourd'hui, dans le travail que nous avons produit, c'est un travail à droit constant. Donc on va vous proposer un budget ou des orientations budgétaires qui sont extrêmement volontaristes, qui sont sérieuses et parfois même, on va employer le mot, empreinte de rigueur, même si moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, pour ce qui me concerne, la rigueur, ce n'est pas l'austérité, mais les orientations qu'on vous présente, elles seront dans cet esprit-là, à la fois volontariste et d'extrême sérieux budgétaire, en respectant 4 principes. Ce sont les principes des orientations budgétaires et sur lesquels, nous, on vous le dit, on vous propose qu'ils soient évalués, suivis, et que régulièrement, on puisse revenir débattre sur les 4 principes qui seront les nôtres aujourd'hui pour les 3 prochaines années. Le premier principe, c'est celui de la maîtrise des charges de fonctionnement. Nous avons travaillé à des propositions, et vous l'avez sur les tableaux, pour 3 années, qui consistent à ne plus augmenter nos charges de fonctionnement, voire en 2025 à les réduire un peu par rapport à l'exercice 2024. C'est un effort important, très important, parce que ça veut dire, il faut que vous le compreniez, il y a ici dans cette Assemblée un certain nombre d'élus, de maires, de présidents d'intercommunalités, qui sont, comme nous aujourd'hui, en train de préparer leurs exercices budgétaires. Donc je leur parle, je leur dis, vous savez ce que c'est aujourd'hui, et je vous demande, est-ce que vous avez prévu vous-même de réduire vos charges de fonctionnement par rapport à l'exercice 2024? Vous savez l'effort que cela comporte. Donc nous, on va le faire cette année. Nous allons le faire. Nous n'allons pas, notamment, intégrer dans cette projection budgétaire le coût de l'inflation, estimé par exemple en 2025 entre 1,5 et 1,8. Donc, non seulement on n'intègre pas le coût de l'inflation, mais on va faire un effort, on va tout faire pour réduire nos charges de fonctionnement. Globalement, ce sera un effort de 20 millions d'euros sur le fonctionnement qu'on va réaliser pour sur le fonctionnement de la collectivité de Corse. Donc, c'est important, c'est un signe important, c'est une volonté importante que l'on traduit aujourd'hui, parce que derrière tout ça, on ne le fait pas par orthodoxie financière, parce que cette économie, vous le savez tous, elle nous permet d'abonder notre épargne pour nous permettre de continuer notre politique ambitieuse au service de l'investissement. Et c'est le deuxième principe que nous affirmons aujourd'hui, maintenir un haut niveau d'investissement. 310 millions, vous l'avez vu dans les documents, par an pendant 3 ans. Et je vais rajouter 310 millions minimum. On a construit ces orientations sur une vision prudentielle. Nous nous engageons au minimum à réaliser 310 millions d'investissements par an pendant 3 ans. Mais nous pensons que si nous tenons notre trajectoire de fonctionnement, on dégagera des marges supplémentaires pour pouvoir faire un peu plus. Mais le minimum sur lequel nous prenons l'engagement aujourd'hui, c'est 310 millions pendant 3 ans. Vous le savez, c'est de l'argent à la fois que nous portons sur des opérations de maîtrise d'ouvrage collectivité, mais c'est aussi l'investissement qui est affecté par notre politique de soutien au territoire. Soutien au territoire direct, intercommunalité, mais il faut le dire aussi, soutien au territoire
à travers notre politique d'investissement en maîtrise d'ouvrage. Moi, je pense qu'il faut le dire aussi, parce qu'on entend des choses. Quand on réalise des opérations en maîtrise d'ouvrage, collectivité de Corse, on irrigue quand même indirectement la politique d'investissement des territoires. Quand je prends l'exemple que je connais le mieux aujourd'hui, quand on réalise aujourd'hui les infrastructures, la RIROS du barrage de Figre et les infrastructures connexes, c'est 20 millions qui sont injectés dans le territoire de l'extrême sud. Quand on va faire globalement la même chose en Balagne, ce seront 20 millions qui seront apportés directement au bénéfice du territoire et de la gestion de l'eau de ce territoire. Quand on y mettra 40 millions pour la retenue collinaire de Vadine, c'est bien 40 millions qui seront au service du territoire et du monde agricole de toute la plaine orientale. Donc, une politique de soutien au territoire direct, mais une politique de soutien au territoire offensive de manière indirecte par la réalisation des infrastructures en maîtrise d'ouvrage de notre collectivité de Corse. Le troisième principe, il est lié aux deux premiers. C'est le niveau d'emprunt, la trajectoire de nos emprunts. Alors là, d'abord, deux choses qui me paraissent essentielles à dire. La première, elle est évidente, mais je veux la repréciser. C'est que l'emprunt dans les collectivités territoriales, dans les collectivités locales, il doit servir réglementairement, légalement, à financer l'investissement. Et c'est ce qui est chez nous, depuis toujours. Les emprunts que nous faisons, ils servent à l'investissement. J'ai trop souvent entendu ici que l'emprunt servait à financer le train de vie courant de notre collectivité. Voilà. Donc, je veux quand même le préciser, cette expression-là, elle est clairement inadaptée. Quand on mobilise de l'emprunt, il sert bien à financer l'investissement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le stock d'emprunt, le montant de notre dette. On entend dire aussi trop souvent et avec facilité que nous serions face à un mur de dette, que nous serions face à une situation qui serait irrémédiable. Moi, je crois clairement que là aussi, on n'est pas dans l'objectivité financière, en tout cas budgétaire, et cette objectivité, elle se mesure quand on travaille sur ces aspects-là. Elle se mesure par des ratios. Moi, je vous en donne deux, les deux principaux. Le premier, vous le connaissez parce que c'est souvent celui-là qu'on utilise le plus, c'est le ratio de désendettement. Aujourd'hui, notre ratio de désendettement, il est largement sous le niveau d'alerte. Le niveau d'alerte, c'est 9 ans. Nous, on a un ratio de désendettement aujourd'hui à cette année et vous verrez qu'on va faire descendre, en tout cas qu'on souhaite faire descendre d'ici 2028. Premier ratio, donc il n'est pas une situation d'alerte. Deuxième ratio, c'est celui du niveau d'endettement. Le niveau d'endettement, il se mesure en appliquant le stock de dette sur les recettes totales de fonctionnement d'une collectivité. On a un niveau de dette à peu près d'1 million 100 millions ou un peu plus, et on a un niveau de recettes au-delà de 1 milliard 100, pardon, et on a un niveau de recettes qui est un peu plus d'1 milliard 2. Donc on n'est même pas à 100% aujourd'hui. Notre niveau d'endettement, il n'est même pas à 100%. Le niveau d'endettement des régions de France, la moyenne du niveau d'endettement des régions de France, si on va se comparer, c'est important qu'on le fasse aujourd'hui, c'est 115%. Donc c'était extrêmement important de vous dire qu'on est bien sur un stock de dette qui aujourd'hui n'est pas un mur de dette, mais par contre, il faut aussi avoir cette honnêteté aujourd'hui d'affirmer que ce qui n'est pas bon, c'est notre trajectoire. Notre trajectoire n'est pas bonne. Il faut corriger la trajectoire. Et c'est donc ce que l'on veut faire au cours des 3 prochaines années. Aujourd'hui, l'année 2024, ce sera 128 millions de mobilisation d'emprunts. Nous en avons parlé il y a quelques mois. Nous avions fait ici, à travers une décision modificative, contracter un emprunt supplémentaire de 20 millions. Je vous avais dit à l'époque que nous n'allions pas mobiliser la totalité de ces 20 millions, et c'est ce qui est arrivé, puisque nous sommes en deçà des 130 millions. Notre atterrissage sera autour de 128 millions. Notre objectif, c'est dès 2025 d'inverser la trajectoire et d'être dans une trajectoire descendante. Je crois qu'on sera autour des 125 millions en 2025,
pour passer progressivement en dessous des 120 millions 2026 et 2027. Notre objectif, pour être clair là aussi, c'est de continuer cette pente descendante pour arriver autour des 110 millions. Dans le contexte budgétaire qui est le nôtre actuel, le bon niveau, c'est celui-là. Au-delà, effectivement, progressivement, on détériore notre situation et nos ratios. Donc il faut retrouver ce niveau de 110 millions d'emprunt pour financer nos politiques, ce qui nous contraint, comme je vous disais précédemment, à faire des efforts sur le fonctionnement. Troisième point, quatrième principe, celui des stocks et de la rotation des stocks. Nous en avions discuté lors d'une session précédente. Nous avons sensiblement et même de manière notable amélioré notre niveau de rotation des stocks. Aujourd'hui, sur nos stocks d'investissement, nous sommes à peu près à un ratio de rotation d'en dessous les 3 points. Nous étions en 2020 à 5 années. Aujourd'hui, on est en dessous de 3 années, c'est un bon niveau, on continue de travailler là-dessus, mais je pense qu'il faut aussi entendre les remarques qui ont été faites. Il faut entendre les remarques qui ont été faites sur la lisibilité de cette politique. Moi, je pense, et le président l'a affirmé à plusieurs reprises, que c'est un sujet particulier sur lequel il faudrait qu'on travaille en commission des finances. Parce que c'est un sujet qui prend un peu de temps et qui demande de la connaissance à la fois sur le stock et à la fois sur les désengagements lorsqu'on opère le nettoyage. Donc moi, ce que je vous propose à ce stade, je le dis pour ce sujet-là, mais de manière générale, pour le travail budgétaire et notamment pour la préparation budgétaire, c'est, et j'en ai aussi parlé avec le président de la commission des finances, que dans les 15 jours qui viennent, nous nous retrouvions pour une séquence de travail pour à la fois aborder les questions de préparation du budget, mais pour aussi aborder ces questions notamment de stock pour que vous en ayez une information totale. Cette première réunion nous permettra aussi, à mon sens, de travailler sur un agenda avec les thématiques, notamment toutes celles liées à la fiscalité, sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble. Donc vous voyez, 4 principes qui vont être un peu la matrice de notre politique budgétaire des 3 prochaines années. Maîtriser le fonctionnement, avoir un haut niveau d'investissement, je vous le rappelle, 310 millions, hein, et même si on baisse le niveau d'investissement par rapport aux deux dernières années, je veux aussi rappeler que là aussi, il faut se regarder, se comparer. Quand on regarde un certain nombre de régions françaises, vous apercevez que la baisse sur l'investissement est souvent importante, voire plus importante. Moi j'ai pris quelques éléments de comparaison. Le centre Val-de-Loire, la région, 15% de baisse d'investissement. Les Pays de Loire, Madame Morancet, fait un effort particulier, une politique très austère sur le fonctionnement, mais malgré tout, qui va diminuer son investissement de 5 à 6%. Le Grand Est, M. Leroy, présidé par le groupe politique Horizon, moins 15% sur l'investissement. La Normandie, Hervé Morin, moins 28% sur l'investissement. La Nouvelle-Aquitaine, alors M. Rousset, Parti socialiste, moins 8%. L'Île-de-France, qu'on connaît tous, Mme Pécresse, moins 11%. PACA, M. Muselier, moins 8%. Je ne vous parle que de l'investissement. Donc vous voyez que dans cet ensemble-là, me semble-t-il, la position de la collectivité de Corse, le choix que l'on fait, nous, c'est un choix extrêmement, me semble-t-il, mesuré, raisonnable et qui correspond malgré tout à notre volonté de continuer à investir fortement. Voilà pour cette première partie. Maintenant, bien entendu, cette volonté de trajectoire, elle doit aussi se traduire par la mise en œuvre de politiques publiques et donc par des choix, vous l'avez compris, des choix et des priorités. Ce travail, nous l'avons fait. À ce stade, moi, je voudrais parler des 3 grandes priorités de l'année qui seront celles de l'année 2025. La première des priorités, le président en parlait tout à l'heure, c'est d'agir, nos moyens d'action. Donc la première des priorités, elle va consister, et ce sera un chantier qui a commencé en 2024 et qui se poursuivra en 2025, à adapter, à réorganiser notre administration pour qu'elle puisse être au niveau de ce défi de contrainte, qui est celui
que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi le défi, en voyant un peu plus loin, de préparation, de préfiguration de l'autonomie, y compris du travail sur les lois organiques. Donc le défi de contrainte, on doit le faire par une administration mieux pilotée, plus recentrée, plus efficace. Et vous le verrez, le mois prochain, je crois qu'est prévu à la session du mois prochain la présentation du nouvel organigramme de notre administration. Donc c'est un travail qu'on va faire. On va dire les choses, je vais le dire un peu de manière directe. Il s'agit pour notre administration de faire encore mieux avec moins, parce que la contrainte budgétaire, elle sera aussi forte pour notre administration. Je vous donne quelques chiffres. Nous n'impacterons, ou du moins nous n'augmenterons cette année les volumes financiers de notre administration qu'au niveau de notre obligation réglementaire, c'est-à-dire du surcoût de la CNRACL. Le reste des augmentations, qui sont les augmentations habituelles, hein, GVT, etc., elles seront absorbées, ces augmentations, par des mesures de gestion. Donc c'est un effort particulier que l'on fait, bien entendu, en respectant l'ensemble des droits sociaux des agents et qui se fera, bien sûr, dans la négociation et la discussion avec les organisations représentatives des agents. Donc je crois que c'est un point essentiel. Premier niveau, on veut adapter et réorganiser notre administration pour répondre avec efficacité aux défis de la contrainte. Mais on veut, et je l'ai dit aussi précédemment, préparer, préfigurer l'autonomie, les nouvelles compétences, avec, dans cette réorganisation, la définition, bien sûr, de nouveaux périmètres administratifs qui intégreront cette vision sur les nouvelles compétences et qui auront aussi vocation d'être mieux coordonnés avec les périmètres politiques dont vous parlait tout à l'heure le président du Conseil exécutif. Donc, cette réorganisation, elle a un but aussi, et c'est la deuxième grande priorité, de réaffirmer notre projet politique. Je crois que sur ces aspects-là, nous avons une constance. Nous considérons que projet politique, projet de société sont des choses, ce sont des fondamentaux de notre majorité nationaliste. Et l'année 2025, de ce point de vue, ce sera une année riche, puisque c'est l'année de révision du lancement officiel de révision de PADUC, avec un travail concerté et collaboratif, avec trois grands enjeux, parce que vous le savez, ici on est tous d'accord, je pense, on le partage, le PADUC, ça ne peut pas être qu'un document à vocation d'urbanisme. C'est un document qui porte le projet de société de la Corse. Trois grands sujets qui nous renvoient à nos fondamentaux et au moment que l'on vit aujourd'hui. D'abord le foncier et la question de la terre. C'est évident, la terre que l'on doit protéger, question des espaces à protéger, les espaces sensibles, les espaces naturels confèrent le mois dernier la délibération qui a été portée, le rapport qui a été porté par Guillermo Manet, et donc la continuation de cette politique de préservation. Mais en même temps, la terre que l'on doit aménager, et notamment la problématique du logement, qui, on le sait tous, est une problématique fondamentale chez nous, permettre aux Corses de se loger chez eux, permettre notamment à notre jeunesse d'accéder au logement, c'est aussi une priorité à travers cette vision de la politique foncière. Le deuxième enjeu du travail qui sera mené au sein du PADUC, c'est bien sûr le travail autour de l'éducation. Nous en avons longuement parlé hier. L'éducation, le sport, la culture, dans notre environnement global qui est celui de la Méditerranée, et qui intègre naturellement la question de la langue. Alors, je reprends les mots de la présidente d'hier. Pour nous, c'est important parce que c'est le vecteur principal de notre émancipation. C'est aussi, et on l'a dit longuement hier, la meilleure façon de construire la culture de la légalité contre les pratiques mafieuses précisément. Nous avons fait le choix d'avoir une politique ambitieuse. Là aussi, vous le savez, si on regarde ce qui se fait dans les autres régions françaises, on s'aperçoit que ce sont des postes budgétaires sur lesquels il y a
des coupes sombres, souvent des coupes sombres qui ont été effectuées. Nous ne serons pas dans cette logique, même si on doit le dire. Même si on doit le dire, on devra faire des efforts. On devra faire des efforts et on demandera aux acteurs un certain nombre d'efforts. Mais nous allons le faire là aussi dans la concertation. Il y aura des diagnostics culturels, notamment, qui seront menés et qui seront présentés dans les territoires par la conseillère exécutive Anne-Laure Sontouch. C'était une attente des acteurs. Ils seront présentés dans les semaines à venir et il y aura une concertation large sur notamment les choix et la stratégie de soutien aux acteurs, qui est réaffirmée et qui reste stratégiquement pour nous un élément essentiel d'émancipation. Le troisième enjeu du travail qui sera mené, c'est celui des transitions écologiques et économiques. Moi, je ne vais pas distinguer les deux, puisqu'elles sont imbriquées et complètement liées. La transition écologique, parce qu'au moment où on parle de contraintes budgétaires, au moment où on parle de dette budgétaire, on ne peut pas occulter la dette écologique. Parce que cette dette écologique, c'est peut-être celle qui, dans 20 ans, dans 30 ans, impactera le plus les générations futures et nos enfants si on n'en prend pas garde et si on ne prend pas des mesures adéquates. Donc là aussi, nous avons un discours de constance et nous le réaffirmerons dans ces travaux. C'est celui de la préservation de notre espace, la préservation de la biodiversité, la préservation de nos ressources naturelles et qu'on ne peut pas aujourd'hui décorréler la préservation de ces ressources au modèle économique que l'on veut construire. Au contraire, ce modèle économique, il doit être en adaptation à nos possibilités en termes de ressources naturelles. Et ce sera bien sûr un objectif, celui de transformer notre modèle économique. Là aussi, on peut entendre dire souvent dans les débats, et ce seront certainement ceux-là qui seront portés, qu'il faut accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, plus que de l'accompagnement, il faut se projeter sur l'adaptation, sur la transformation du modèle. On le sait, c'est un modèle qui pèse aujourd'hui, qui est plus adapté à notre réalité, système de dépendance au manque de production, dépendance à la saisonnalité, qui n'impacte pas que les opérateurs tourisme, mais qui impacte l'ensemble de notre économie. Donc, voilà le troisième enjeu de travail dans la révision qui sera menée du PADUC. Enfin, la dernière grande priorité de l'année 2025, ce sera répondre véritablement de faire des choix sur l'action de 2025. Et les choix, y compris budgétaires, j'ai commencé à en parler, ce sera cela. Le premier choix budgétaire, c'est celui de la politique de cohésion sociale. On n'y renonce pas. Là-dessus, on maintiendra les budgets. Il n'y aura pas de diminution. Il y aura un maintien des budgets du social. Et peut-être que si on peut faire plus, on fera un peu plus. Mais nous sommes sur cette logique de maintien. Pourquoi? Parce qu'on le sait. En même temps qu'on vous parlait de modèle économique, on doit vous parler de la deuxième face, c'est la précarité qui frappe la Corse de manière importante, y compris la précarité pour nos plus anciens, avec y compris la stratégie de démographie que l'on subit. Donc, je prends l'exemple de l'aide aux personnes âgées, parce qu'il est significatif de l'effort budgétaire de la collectivité de Corse. Sur la politique de l'APA, plus de 80 millions sont aujourd'hui investis ou mis à disposition des opérateurs par la collectivité de Corse, par an. Sur ces 80 millions, que les choses soient claires, ils ne sont compensés à hauteur que de 40 millions par l'État. Donc aujourd'hui, sur une politique transférée par l'État, nous avons à assumer sur nos fonds propres, chaque année, 40 millions et la trajectoire est croissante. Et sera, de toute façon, compte tenu de notre contexte démographique et compte tenu en plus de la situation de pauvreté qui frappe particulièrement nos personnes âgées, elle sera forcément en croissance. Donc c'est un point important parce que ça prouve notre volonté d'être aux côtés des plus fragiles. Bien sûr, je pourrais vous parler de la politique en faveur de la jeunesse ou de l'enfance et de la jeunesse ou de la politique en faveur des plus précaires, sur lequel nous avons aussi une action très déterminée en soutien, souvent au monde associatif. Première
priorité première de notre année 2025, la cohésion sociale. Deuxième, je vous en ai parlé tout à l'heure en mode projet long terme et stratégie, les questions économiques. En général, vous le savez, nous avons à faire face à une période économique contrastée, avec d'un côté des indicateurs qui sont, on va le dire, pas alarmants, mais d'un autre côté, une réalité qui nous remonte du terrain, des acteurs économiques, qui est beaucoup plus difficile. Donc, il va falloir travailler à la résilience de notre monde économique dès 2025, en accompagnement, et je vous présenterai dès le mois prochain un rapport sur les outils financiers qui doivent permettre justement de venir accompagner les besoins de nos entreprises. De la même façon dans le tourisme, parce que ça fait partie intégrante de notre économie, et on va en convenir, le moteur essentiel de notre économie. La politique qui est menée par la conseillère exécutive Angèle Bastiani, bien sûr, et qui est une politique gagnante, et qui démontre que la stratégie aujourd'hui de déconcentration porte ses fruits et est la bonne stratégie. Il faut la confirmer, et nous aurons en 2025, vous le savez, une mesure forte qui sera portée, c'est celle de l'achat de flux, qui traduit cette volonté politique. Malgré les difficultés aujourd'hui, nous espérons que ce projet-là, qui est très important, verra le jour dès 2025. Et enfin, le troisième aspect, c'est celui de l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est aussi de l'économie. Souvent, on a tendance à l'oublier, et on profite pour le réaffirmer à ce niveau-là. Et que donc, aujourd'hui, je crois qu'avec la création de la Chambre régionale d'agriculture, c'est un atout supplémentaire pour construire le projet agricole de 2025. Un ODARC qui pilote la politique, une Chambre régionale qui va pouvoir la mettre en œuvre et accompagner sa mise en œuvre, c'est incontestablement une plus-value avec les 3 enjeux de 2025, qui ont été aussi ceux souvent énoncés à la fois par le président d'ODARC et aujourd'hui par le président de la Chambre régionale d'agriculture. Le premier, la question foncière, on en a parlé, et la question de la spéculation hier, y compris sur les terrains agricoles. Il y a une action à mener et qui renvoie y compris à l'enjeu de la SAFER. Le deuxième point, c'est celui des filières, notamment de la filière d'élevage, qui est une filière, vous le savez, qui est menacée aujourd'hui et qu'il va falloir sauver absolument, puisqu'elle est celle qui représente le mieux l'identité agricole, mais au-delà, l'identité corse de ce que nous sommes. Et enfin, le troisième aspect, celui qui est aussi abordé, celui de la gestion de l'eau. Je salue ma collègue conseillère exécutive en charge de la politique de l'eau et qui aura apporté avec l'ODARC et la représentation agricole de ce sujet-là. Il est important, vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau, mais qu'en même temps, il faut que le monde agricole s'inscrive dans une démarche encore plus vertueuse de gestion économe de l'eau. Donc, important, 2025, ces aspects d'accompagnement économique. Et enfin, le troisième aspect de 2025, le troisième enjeu de priorité de 2025 sera le soutien, et je terminerai par là, le soutien au territoire. J'en ai parlé tout à l'heure dans la politique d'investissement, je veux y revenir sur 2025, parce que je pense qu'il faut répéter les choses pour qu'elles soient comprises. C'est toujours pédagogiquement intéressant, et je vais le faire. Peut-être que Julien Paolin aura l'occasion aussi de s'exprimer ici ou lundi sur ce sujet en Chambre de territoire. Nous avons une politique choisie de soutien au territoire. Si on se compare aux autres régions, là aussi on a un atypisme. Personne ne fait ce que nous faisons en termes de soutien au territoire. Chaque année, c'est plus de 80 millions qui sont directement fléchés vers les territoires par la collectivité de Corse, notamment vers les communes et les intercommunalités. Ça se fait sur un certain nombre de dispositifs de soutien et d'aide. Premier travail de 2025, vous le savez, ça a déjà été dit, il y aura un travail sur la refonte de ces dispositifs d'aide. Ça va nous prendre l'année 2025, il y a un sujet, il faut absolument que l'ensemble des acteurs, principalement, et au niveau premier, les maires et les présidents d'intercommunalité, se mettent au travail avec nous pour redessiner nos régimes d'aide au territoire. Ce sera
le travail de 2025, l'objectif étant que dès le premier trimestre 2026, nous ayons en opérationnalité un nouveau règlement d'aide. Le deuxième point dont je veux vous parler, c'est celui de la dotation quinquennale. Parce qu'entre-temps, il y a l'année 2025 transitoire. Et là, on veut être très clair. On veut tellement être clair parce que je peux vous annoncer qu'il y a un courrier qui partira au maire parce qu'il y a eu trop de choses ambiguës qui ont été dites. Peut-être des fois par méconnaissance, peut-être des fois avec un peu de malice politique. Donc, ce qu'on veut, nous, réaffirmer, c'est qu'il y aura bien une dotation quinquennale. Alors qu'on l'appelle transitoire, enfin, on peut la dénommer de la façon que l'on veut, mais il y aura bien une dotation quinquennale avec des crédits de paiement qui seront au même niveau que les 3 dernières années, et peut-être même un peu supérieur, c'est-à-dire entre 25 et 25 millions de crédits de paiement fléchés dans le cadre de la dotation quinquennale. Donc, après, on peut tout expliquer, mais vous savez, les chiffres sont têtus. Et moi, je reste à votre disposition pour vous démontrer que les 3 dernières années, nous avons payé entre 25, les meilleures années, et 20 millions, les moins bonnes, de dotation quinquennale. Et cette année, nous inscrirons au budget certainement 25 millions d'euros de dotation quinquennale. Donc, voilà, je crois que ce débat, maintenant, il faut qu'il s'arrête. En tout cas, sous cet angle-là, après, on peut discuter sur beaucoup de choses concernant la dotation quinquennale, et ce sera l'objet de la négociation de 2025. Donc, oui, un soutien réaffirmé au territoire en 2025 et sans ambiguïté. Je terminerai donc cette présentation par une conclusion qui reprend mes propos, la démarche qui est pragmatique, je crois, sérieuse, parfois, je le concède et je le répète, rigoureuse, avec une triple volonté. D'abord, s'adapter à une logique de contrainte qui sera pluriannuelle. Elle va être durable, donc on doit s'adapter. Répondre, le deuxième objectif, néanmoins aux besoins essentiels, les besoins du quotidien, qui sont ceux des Corses, mais ceux qui remontent souvent par les communes et les intercommunalités, avec une logique de proximité et une logique, bien sûr, de priorisation. Et enfin, troisième ambition, anticiper et préparer l'autonomie. Je crois que c'est important aussi. Il faut qu'aussi on sache, à un moment donné, s'élever, prendre le temps et de voir un peu plus loin, en préparant à la fois notre administration et en affirmant nos fondamentaux dans le cadre de la révision du PADUC. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Oggi consigliere dunque c'è un avviso di Usesec che ribia i punti che avete già sottolineato. Le SESEC s'inquiète, s'inquiète pas, il s'interroge sur les raisons qui font que la collectivité a une structure de recettes atypique, singulière, et donc qui la rendrait plus vulnérable que les autres régions et les départements de droit commun. Il s'interroge aussi sur la dynamique de TVA qui est beaucoup moins forte en Corse, notamment la part reversée par rapport aux autres régions. Le SESEC sollicite aussi sur ces 2 points des éléments complémentaires d'éclaircissement et d'analyse auprès des services de la collectivité. Il demande aussi que les données relatives aux différents flux financiers relatifs à la Corse soient enfin apportées par l'État, chose que nous ne cessons de demander nous aussi. Il est inquiet, mais vous l'avez évoqué, il attire la vigilance de la collectivité concernant le budget alloué à la culture. Il est conscient du contexte budgétaire contraint et s'inquiète de la baisse des financements aux associations. Il exprime aussi son inquiétude face au basculement de plus en plus important sur le plan social de personnes qui bénéficiaient du régime de l'allocation de solidarité spécifique vers le RSA et des conséquences évidemment que ça aura en termes budgétaires, et donc nous appelle à la prospective sur cette question-là. Vous avez parlé de la transition écologique, bien évidemment, et on connaît votre souci de ce point de vue et que nous partageons. Donc, le SESEC voudrait une annexe budget vert investissement et réitère donc la volonté de voir l'axe transition écologique traité comme un axe prioritaire, mais vous vous êtes exprimé là-dessus.
il prend acte du rapport relatif aux orientations budgétaires de la collectivité pour l'exercice 2025. Bien, il y a également un rapport de la Commission des finances. Je vais faire la lecture du rapport, Madame la Présidente. Allez-y. Monsieur Jean Biancucci a fait observer que ces observations budgétaires n'étaient pas seulement celles de l'année 2025, mais qu'elles s'étageaient sur 3 ans, répondant ainsi aux demandes des groupes d'opposition sur la nécessité d'avoir plus de lisibilité en matière de fonctionnement et d'investissement sur une dimension pluriannuelle. Ainsi, il y aura une continuité dans les politiques mises en œuvre durant ces 3 années au regard des indications et des directions données dans ce document d'orientation budgétaire. Monsieur Jean Biancucci a souhaité que la Commission des finances soit associée à ces travaux dans la mesure où la Corse se retrouve, comme c'est le cas à une échelle européenne, française et pour d'autres régions, dans une situation où il va falloir à la fois maintenir les investissements, limiter le recours à l'emprunt et essayer de compresser, en tout cas de stabiliser les coûts de fonctionnement. Certes, c'est un exercice difficile et le Conseil exécutif pourrait être critiqué si demain les élus de la majorité et de l'opposition n'étaient pas informés des évolutions et des difficultés rencontrées pour mener à bien ce challenge. Tout en rappelant que le Conseil exécutif n'aura aucune difficulté à réussir dans ce domaine, il a souligné que le DOB était assez explicite sur les politiques menées et à venir, notamment en ce qui concerne les politiques sociales, le maintien des moyens financiers et la nécessité politique d'être extrêmement présent. Monsieur Jean Biancucci a précisé que la majorité territoriale soutenait l'action du Conseil exécutif, tout en restant preneur d'informations tout au long de cette année. Les orientations budgétaires sont la première étape de l'année budgétaire, puis viendront le budget primitif, le compte financier unique et enfin le budget supplémentaire. La Commission des finances devra être informée, y compris des difficultés rencontrées, afin de mieux partager les efforts consentis par le Conseil exécutif. À la fin de la réunion, M. Jean Biancucci a regretté que le document d'orientation budgétaire n'ait pas donné lieu à davantage de débats au sein de la Commission des finances et il a rappelé que les débats dans les commissions organiques à l'Assemblée de Corse permettent de poser des questions sur les rapports présentés par les conseillers exécutifs et ou par les services afin d'éclairer les sujets abordés. Il a espéré que ces questions ne viendront pas uniquement lors du débat en séance publique de l'Assemblée de Corse. La Commission des finances a pris acte du document d'orientation budgétaire. Bien, merci. Donc, la parole est à qui veut la prendre? Paul Félix Benedetti, pour Corinne Frontin. Bon. J'ai entendu le propos productif du président rapporteur. Un dossier ramassé, pour qu'il soit plus synthétique. Moi, je trouve, oui, il est ramassé, mais il est surtout aplati et rabougri. Parce que les orientations en termes de définition de politique nouvelle, je n'en vois aucune. Je vois une continuité dans la continuité d'une route qui va amener à un accident certain. La conjoncture mondiale, la conjoncture corso-française, elle est ce qu'elle est. Mais nos éléments traceurs d'un changement de méthode pour revenir à un état financier qui générerait des disponibilités accrues. Non pas par des recettes nouvelles, puisque nous n'avons pas les moyens de les chiffrer, nous subissons l'état général des recettes, et le seul moyen que nous avons pour pouvoir en avoir de nouvelles, c'est de gérer nos fonctionnements. Il y a les annonces, de dire que vous voulez réduire et que vous ambitionnez de le faire à l'horizon 2028. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu une inflation des logiques de fonctionnement qui ont très probablement été subies, mais qui ont pris 17% entre 2020 et 2025. Et en face, des investissements qui, eux, n'ont pris que 12%. Donc on a un delta de 5%. Ce delta, lorsque vous le mettez avec une fonction exponentielle bancaire, vous arriverez à la faillite à échéance de très peu d'années. Et là, je vous parle d'une échéance qui arrivera à la fin de votre mandat. Je vais vous donner simplement un indicateur de ces phénomènes.
En 2018, la collectivité territoriale a investi 266 millions d'euros avec un emprunt de 0. En 2025, elle ambitionne d'abonder un budget d'investissement de 310 millions d'euros avec un emprunt de 125 millions d'euros. Sauf qu'en 2018, les 266 millions d'euros, si on les actualise en euros courants avec l'indice français des travaux publics, il faut faire plus 24%. Ce qui ferait quelque chose qui serait de l'ordre de 330 millions d'euros. Donc en 2018, en euros constants, actualisés, on a fait 330 millions d'euros d'investissement pour 0 € d'emprunt. Ça veut dire que la logique, bien entendu, l'emprunt, il finance le reste à faire en investissement. Mais la part d'investissement, elle diminue sans cesse. Or, la Corse a besoin d'un effort structurel en termes d'aménagement. Et dans ce cadre-là, moi, je ne vois pas d'effort et de volonté stratégique. Ensuite, à enveloppe constante, à dépenses constantes, il y a des politiques à prioriser qui ne l'ont jamais été faites jusqu'à présent. Au contraire, elles sont potentiellement minorées. La culture, le sport, la langue, c'est le parent pauvre. La différenciation et la bonification pour les communes du rural par rapport aux communes qui sont déjà riches. Ça y est pas de manière forte, ce sont des taux marginaux. Après, la dotation aux communes. Moi, je veux bien que vous annonciez les 25 millions d'euros. Ils sont dans les documents comptables d'exécution des budgets. Mais combien y a-t-il de communes en ce moment qui sont dans l'impossibilité de clôturer leur budget prévisionnel 2025 parce qu'elles n'ont pas les arrêtés de subvention de la dotation communale qui est logiquement discrétionnaire et à l'appréciation exclusive du maire. Qu'est-ce qui se passe? Si l'enveloppe y est, il doit y avoir derrière les arrêtés. Je pense qu'avec 4 500 salariés, on doit avoir les moyens humains de se recentrer sur ce qui est fondamental. Et c'est fondamental, l'aide aux communes. Donc dans ces conditions-là, ou alors c'est que l'enveloppe des 25 millions d'euros, elle est en deçà du quantum des aides allouées aux communes et qui, lorsqu'il y a des consommations, qu'ils deviennent à la hauteur de leur droit de tirage, la disponibilité des 25 millions d'euros est insuffisante. Ça, j'aurais aimé le voir. Et c'est probablement cela qui se passe. Et à ce moment-là, vous différez les arrêtés de subvention pour les faire chevaucher sur 2 programmes quinquennaux, mais à ce moment-là, on doit dire que c'est une dotation décennale. Bon, vous savez, je ne vais pas épiloguer. Moi, j'attends de voir des traceurs de nouveautés, de modernité, de bonne gestion et de bonnes pratiques. On est dans la continuité. La continuité, lorsque vous aurez tout le temps ce delta de 5%, je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire un petit tableau Excel, mais on arrive vite à rentrer en dehors de la règle d'or de la comptabilité publique et vous allez vous retrouver avec un capital à rembourser qui va être supérieur à la disponibilité d'excédent de votre budget de fonctionnement reversé à votre budget d'investissement. Vous savez compter sûrement aussi bien que nous tous. Donc, quelles sont les voies et moyens que vous envisagez de manière rationnelle? Quelles sont les décisions fortes qui vont être prises pour le prochain budget? Dans ce document d'orientation budgétaire, il n'y a rien. C'est un document de continuité et une continuité dans le marasme. Georges Mella. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Conseil exécutif, le rapport sur les orientations budgétaires qui nous est proposé et mis en débat aujourd'hui indique, hélas, un nouveau fléchissement qui vient confirmer nos doutes qui ont souvent été exprimés ici dans cet hémicycle par notre ancien collègue Xavier Lacombe.
En effet, depuis la fusion des 3 collectivités, la fameuse trajectoire Clopfer s'est considérablement éloignée et à la lecture du compte-rendu de la Commission des finances, cette dégradation semble enfin assumée. Alors bien sûr, on pourrait partager cette présentation qui est plus humble, qui est plus dépolitisée, qui se veut aussi moins offensive contre l'État, l'héritage, les conseils généraux. Et pourtant, cela fait des années que l'on parle de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, d'une part, et qu'il nous faut impérativement travailler à la mutualisation des moyens grâce à la fusion des collectivités, d'autre part. Mais vous le savez bien, ces sujets restent malheureusement, depuis votre prise de fonction collective, au stade des incantations. Cela me fait penser au peu d'empressement manifesté pour solutionner les difficultés rencontrées et s'engager résolument sur de l'investissement productif, quelque part, tarde à arriver. Et pourtant, vous le savez, vous l'avez dit vous-même, quand on pilote les finances d'une collectivité, il faut nécessairement faire des choix et choisir. Eh bien, choisir, c'est renoncer. Concernant les recettes, vous y avez fait allusion, nous le savons, leur structuration est à revoir dans un contexte budgétaire national contraint, avec la volonté, je cite, de continuer à mener un combat politique, que la collectivité de Corse soit dotée des prérogatives et ressources adaptées à sa mission et à ses besoins. Déjà, vous ne l'avez pas mentionné, mais on peut quand même se féliciter que la Corse soit exonérée du dispositif de lissage conjoncturel, sans oublier la majoration de dotation de continuité territoriale de 50 millions d'euros qui a été actée et pour laquelle on peut quand même espérer dégager des reliquats. D'ailleurs, à combien l'Office des transports de la Corse les évalue-t-il? Comment seront-ils utilisés? On a vu à la dernière session des opérations routières, certaines d'envergure comme la déviation d'Olbet, celle de Sainte-Lucie dont il sera question aujourd'hui, sans oublier d'autres opérations avec un coût moindre, je pense au parking dans l'hypercentre de Venaco, que l'on écarte faute de moyens. Ces 4 millions d'euros qui seraient nécessaires à leur réalisation pourraient être financés par le biais de ces reliquats. La majoration des reliquats, dois-je le rappeler, avait été de 33 millions il y a 2 ans, 40 l'an dernier et 50 pour 2025. Alors on peut facilement croire que cette année, il restera quelque chose. Quant à nos recettes fiscales, on peut constater que malgré le relèvement de 0,5 points des droits de mutation à titre onéreux, le produit estimé devrait se situer autour de 87 millions. Alors, c'est mieux qu'en 2024, mais moins bien que 2021, 2022, 2023. Le tassement, comme vous l'avez précisé, semble donc se confirmer. L'autre recette importante, celle des tabacs, elle, poursuit son augmentation, avec 157 millions estimés. Mais doit-on s'en réjouir, même si, comme envisagé, la baisse du nombre de paquets achetés est compensée par la hausse des prix de l'unité? On enregistre également, et vous l'avez signalé, une baisse de 7 millions d'euros sur la TVA, qui se maintient malgré cela à 258 millions d'euros. Quant à la taxe des transports, 36 millions, et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, 53 millions, elle devrait être identique à l'an dernier. Sur les cartes grises, vous le savez, suite à votre décision d'augmenter les taux, chose à laquelle nous n'étions pas favorables, la collectivité de Corse encaisserait 8 millions de plus. 18 donc contre 10 l'an dernier, compensant ainsi la baisse de recettes de la TVA. Le droit annuel de francisation de navigation augmente aussi de 1 million d'euros puisque l'on a baissé la réfaction de 20 points. On passe de 4 à 5, mais attention, les conséquences risquent de se faire sentir dans le nautisme et j'ai attiré votre attention à plusieurs reprises sur ce sujet. In fine, au niveau des recettes, malgré le contexte contraint auquel vous faites allusion, la collectivité de Corse bénéficie d'une augmentation de 1,1% de celle-ci. Il ne doit pas y avoir beaucoup de régions ou de départements dans cette situation. C'est tant mieux pour nous et il est juste de le souligner. Mais nous le savons tous, il nous faut impérativement innover et nous l'avons dit à plusieurs reprises, en tout cas votre prédécesseur s'en est fait l'écho à plusieurs reprises et vous-même aujourd'hui, d'innover sur des recettes nouvelles, car nos rentrées fiscales restent aléatoires et nos besoins sont bien au-delà de nos moyens.
J'ouvre une parenthèse sur des autorisations de programmes de transport qui sont présentées en page 13, où sont mentionnés 260 millions d'euros sur les routes, pour vous rappeler que lors de notre dernière session, au détour du rapport sur la déviation d'Olmet, notre amendement sur l'actualisation du PPI transport routier a été adopté et qu'on l'attend dans les 6 mois, soit avant le BS de septembre. Le stock d'autorisation de programme devrait être adapté en conséquence dans la foulée et il serait bon que le budget supplémentaire l'intègre. Quant aux dépenses de fonctionnement dont la maîtrise est la clé de voûte de tout édifice, et vous l'avez dit, même si une stagnation des dépenses réelles de fonctionnement est annoncée, à la lecture du tableau page 7, on y voit malheureusement un réel engrenage au niveau de l'investissement, de l'emprunt et de l'encours de la dette, comme cela a été signalé par notre collègue Paul-Félix Benedetti. Alors, les éléments qui apparaissent sont les suivants. Au 31-12-2024, 343 millions d'euros d'investissement, 128 millions d'euros d'emprunt, 1 119 millions d'encours. Au 31-12-2025, l'investissement régresse de façon forte, 310 millions d'euros. Alors que sur le précédent document qui nous avait été présenté lors de l'examen du budget primitif 2024 et au cours du débat d'orientation budgétaire, le tableau faisait apparaître une lecture et une prospective à hauteur de 330 millions. Aujourd'hui, les 330 deviennent 310. Malgré donc la baisse de cet investissement, l'encours de la dette, comme cela a été signalé, augmente de 5%. Au 31-12-2026, 310 millions d'euros d'investissement, 118 millions d'euros d'emprunt, 1,228 milliard d'euros d'encours. Montant d'investissement qui est identique à 310 millions puisque c'est la perspective que vous vous fixez. Mais l'encours de la dette, lui, continue d'augmenter de 4%. Au 31-12-2027, toujours au même montant d'investissement, 310 millions d'euros, 116 millions d'euros d'emprunt et 1,269 milliard d'encours. On voit bien que malgré le montant des investissements qui reste identique, l'encours de la dette augmente à nouveau de presque 4%. Alors c'est quoi? C'est le recours à l'emprunt qui devient systématique et tous les ans, depuis 2018, l'encours de la dette augmente de 100 millions d'euros malgré le remboursement annuel du capital de la dette. Ces chiffres sont catastrophiques. Ils montrent un effet ciseau incontestable avec comme tendance un alourdissement permanent de cette dette malgré une baisse supplémentaire du montant des investissements programmés, je le disais tout à l'heure, qui passe de 330 millions d'euros à 310 sur les 3 années de mandature. Aujourd'hui, en 2025, eh bien, force est de le constater, nous investissons bien moins que les 3 collectivités réunies investissaient en 2015, avec une dette multipliée par presque 2 et exclusivement sous vos mandatures en l'espace de 9 ans. Elle passe de 616 millions d'euros en 2017 à 1,119 milliard en 2025. De plus, et je le regrette, une ligne qui avait toute son importance sur le tableau auquel je faisais allusion tout à l'heure et qui figurait, a été supprimée. Il est vrai qu'elle était loin de vanter les mérites de votre gestion. Il s'agit de l'indice volumétrique d'endettement en pourcentage, qui est le rapport entre la dette contractée et les recettes réelles de fonctionnement. Et vous y avez fait allusion tout à l'heure. Sauf qu'en se livrant à l'exercice, on obtient des résultats qui sont quand même un petit peu différents des vôtres. 98% en 2025, 100% en 2026 et 103% en 2027. Vous voyez que nous dépassons les 100% malgré le commentaire qui a été le vôtre. Alors cela montre 2 tendances. La première tendance est un risque de non-solvabilité si la collectivité continue de s'endetter. Et la deuxième, c'est une dette en 2027 qui sera supérieure aux recettes annuelles de fonctionnement, comme cela a été précisé par Paul Félix, de fonctionnement, qui limitera ainsi sa capacité à investir et à répondre aux besoins courants. Alors sur les effectifs, vous connaissez notre position, notre collègue Chantal Paye-Digné vous apportant souvent la contradiction. Mais j'apporterai quand même une précision complémentaire, à savoir le niveau d'argent en nombre qui est quasiment identique à celui de 2018.
Nous savons, et vous-même en avez fait état, qu'il y a environ 120 départs à la retraite par an. Cette pyramide des âges aurait pu être considérée comme une aubaine si vous aviez fait de ce sujet la priorité essentielle. Hélas, ce n'est que 7 ans après cette fusion que vous y faites référence en parlant d'années stratégiques pour un projet d'administration modernisé, et cela figure en page 22 de votre document. Par contre, vous avez choisi jusqu'à aujourd'hui le remplacement automatique des départs, malgré un des objectifs qui était de supprimer les doublons. Alors nous avons une masse salariale qui est conséquente, mais ce qui transparaît aussi, c'est qu'on n'a jamais eu autant recours aux AMO, cabinets d'études, etc. En commission des finances, je me rappelle avoir souhaité avoir un ordre d'idée des montants consacrés sur un exercice, et il en était de même concernant le recours à des entreprises pour assurer l'entretien des routes. Mes sollicitations sont restées malheureusement vaines. Quant aux dépenses de personnel, vous le savez, elles augmenteront à nouveau de 4,2% par une hausse mécanique. Vous évoquez une piste d'économie sur les dépenses réelles de fonctionnement, page 26, avec l'organisation du temps de travail, pointeuse, compte épargne-temps, etc. Vous parlez également d'engagement et de poursuite d'investissement. Je suis surpris de constater qu'aucun chiffrage n'apparaît. C'est curieux dans un débat d'orientation budgétaire qu'il n'y ait aucun chiffre. Nous attendrons donc le budget primitif pour en savoir plus, même si nous savons déjà qu'il ne sera en aucun cas à la hauteur des enjeux et des besoins des Corses. Un mot quand même sur cette modernisation de l'administration en vue de l'autonomie. J'ai envie de vous dire, et vous le savez, vous qui avez administré une commune, qu'avec ou sans écriture constitutionnelle, loi organique, contrôle de constitutionnalité ou d'opportunité, l'administration doit être organisée et structurée. On est la collectivité la plus décentralisée de France, le seul échelon au-dessus du bloc communal désormais. Le nouvel organigramme est annoncé pour mars 2025. Je vous rappelle quand même que la collectivité de Corse date de janvier 2018 et qu'il y a des dysfonctionnements palpables et qui sont de grande importance. Alors on le voit bien, nous avons un problème de temporalité et de prise de décision. En page 29, le rapport égrène les plans évoqués au titre de la démarche de planification. Aqua Nostra est mort-né. La PPE est mise en œuvre avec du retard. Le plan déchets est en cours avec 10 ans de retard et des revirements incessants. Le schéma de développement urbain durable est annoncé depuis 3 ans. On en parlait encore hier. Toujours rien. Les communes sont exhortées à élaborer des documents d'urbanisme. Vous y faisiez référence, mais il faudra ensuite les mettre en compatibilité avec le PADUC et le ZAN, qui doit être défini par la collectivité de Corse et dont il conviendrait que les communes connaissent les règles du jeu pour établir leur PLU. En commission des finances, monsieur le conseiller, vous avez affirmé, pour tordre le cou aux rumeurs, qu'il y aura bien une dotation quinquennale en 2025, qui sera dans les mêmes proportions que celle attribuée lors des 3 dernières années, mais mieux encadrée, avec la possibilité de recourir à des appels à projets. Ça semble très vague. On attendra donc le règlement qui devrait intervenir en mars, concomitamment au BP. Dans le rapport, je n'ai hélas pas trouvé toutes ces précisions. Et vos explications aux justifications d'aujourd'hui sont encore plus préoccupantes lorsque l'on sait que certaines communes qui ont déposé des dossiers structurants en 2024 n'ont toujours pas reçu aujourd'hui d'arrêté. Et cela a été précisé par notre collègue tout à l'heure. En page 46, il y a bien l'évocation d'une révision du plan, avec une volonté de poursuivre le soutien au territoire, comme vous l'avez dit. Mais dans les faits, notons que c'est la première fois depuis 1994 qu'on n'a pas de dispositif pendant plusieurs mois, puisque le règlement prenait fin au 31/12/2024. De plus, lorsque l'on sait que, lors de votre dernière décision modificative de décembre 2024, bon nombre d'opérations structurantes ont été supprimées pour un montant de plus de 136 millions d'euros, dont 11 millions sur les routes ex-départementales, 7,5 millions sur les routes territoriales, 9,8 millions sur des dotations aux communes rurales, 8 millions sur des projets
d'AEP et d'assainissement. Ils deviendront, et vous nous en avez donné acte, à travers une réponse anticipée, de percevoir votre ligne politique. Vous parliez de coupe sombre dans votre intervention. Comment qualifiez-vous celle-ci? Quelles sont ces opérations annulées? S'agit-il d'opérations annulées par des porteurs de projets ou bien une décision unilatérale de la collectivité de Corse, chacun qu'aucune réflexion n'a été menée par la Commission des finances, et ce que j'ai profondément regretté, puisque celle-ci a été totalement écartée. Vous comprendrez donc que nous restons dans l'opacité la plus totale. Mais je retiens la promesse que vous venez de prendre, j'espère que c'est plutôt un engagement, pour un travail en commission des finances sur ce sujet. Oui, je le répète, nous avons un problème de temporalité et de prise de décision. Vous le savez comme nous, cette collectivité ne pourra continuer d'exister que si des choix courageux sont faits. Qu'ils plaisent ou pas, vous êtes la majorité. C'est donc à vous de les faire et de jouer ce rôle. Il y a un proverbe qui dit, en parlant des Occidentaux, « Eux, ils ont l'heure, mais nous, on a le temps. » Or, nous ne l'avons pas. Pire encore, nous ne l'avons plus. Je vous remercie. Il fait un peu froid, non, dans cet hémicycle. Romain Colonna. Moi, je trouve que ça se réchauffe. Merci Madame la Présidente. Moi, je remarque quelque chose sur la forme, c'est que les deux premières interventions enflammées sont celles de travailleurs acharnés jusqu'à 4 heures du matin. Paul Félix et Georges Mel, donc je ne sais pas si j'aurai leur niveau d'énergie, mais je vais essayer quand même. Oui, in piena forma, tu mica, che ti mangiato stamane? Plus sérieusement, monsieur le conseiller, rapidement, vous dire que nous sommes tout à fait rassurés, notamment par les 4 principes que vous avez évoqués, parce qu'aujourd'hui, il s'agit bien d'un débat d'orientation budgétaire. Donc nous, en tant que conseillers de ce côté-là de l'hémicycle, on a besoin d'avoir des orientations. Et je crois que vous avez parfaitement réussi l'exercice à travers les 4 objectifs majeurs et principes. Je ne vais pas les énumérer, vous l'avez fait bien mieux que je ne le ferai à ce micro, mais vous dire réellement que là, nous avons une perspective politique qui est très concrète et sur laquelle nous allons vous accompagner, bien évidemment. Moi, je voudrais avoir un propos un peu moins technique que notre collègue Georges Mel, et attirer votre attention sur 2 faits. Vous avez, d'une part, parlé d'une contrainte multifactorielle. Il y en a une, alors ce n'est pas forcément une contrainte au moment où je le dis, mais telle qu'on l'a subie, puisqu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, ça peut l'être. C'est la contrainte démographique. Je dis au moment où j'en parle, ce n'est pas forcément une contrainte. La démographie en soi, l'accroissement de la démographie en soi n'est pas forcément une contrainte. Mais le taux d'accroissement de la démographie en Corse, et j'ai avec d'autres, je crois qu'il y avait Madame la Présidente aussi assisté à la présentation, notamment des travaux de l'ADEC et de votre prédécesseur, en présence du directeur de l'INSEE, avec chiffres à l'appui présentés par l'INSEE, où l'accroissement démographique en Corse est 2 fois supérieur à celui du continent. Et on évoque souvent le chiffre de 5000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on rentre dans cet hémicycle en 2021, il y a à peu près, lorsque l'on en ressortira, grosso modo 20, 25, 30 000 personnes en plus. Ça veut dire que nos politiques publiques et les contraintes qui pèsent sur nos politiques publiques, en fin de mandature, ce n'est pas tout à fait les mêmes qu'en début de mandature. Et il y a des contraintes, notamment en termes d'aide sociale, par exemple, et vous l'avez évoqué, qui posent un problème dans la trajectoire qui se pose à notre collectivité. Et ça, on ne peut pas faire, et vous l'avez évoqué, je vous en remercie, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et donc, il faut absolument, et ça appelle une modification, parce que, je répète, sur le continent, l'accroissement, c'est 0,5%. En Corse, on est à plus de 1%. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons absolument, dans notre réflexion, dans notre perspective, et je sais que Madame la Présidente y travaille aussi dans le cadre de Corsica Prospective, c'est une donnée qui est fondamentale pour l'avenir de la Corse et de nos finances publiques. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, on a tracé comme perspective politique et institutionnelle qu'il y ait une modification statutaire cette année. Et
vous l'avez dit dans votre présentation, et c'est le second point sur lequel je voudrais insister, à partir du moment où on ambitionne une autonomie politique de la Corse, celle-ci doit nécessairement, solidairement, s'accompagner d'une autonomie fiscale. Or, et vous l'avez dit, et nous vous appuyons encore dans cette requête, mais je voudrais aussi que ça soit fortement souligné dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire 2025, nous n'avons pas les données qui sont demandées par l'ensemble de la classe politique corse, les données fiscales. La dernière visite ministérielle, nonobstant celle d'hier, qui était celle de M. Rebsamen en charge du dossier Corse, et je parle sous le contrôle de ceux qui étaient présents au nom des groupes, l'entrevue que nous avons eue avec le ministre, nous avons encore une fois réitéré cette demande en disant que nous ne pouvions pas aller vers une négociation sur un statut d'autonomie sans aborder bien évidemment la question fiscale et qu'il n'était pas possible pour nous de l'aborder dans les meilleures conditions si nous n'avions pas les données adéquates. Donc voilà, moi je ne serai pas tellement plus long, je voulais attirer votre attention sur ces 3 points. Pour synthétiser, nous sommes parfaitement d'accord avec les perspectives que vous tracez, intégrer la donnée démographique dans nos réflexions telles que vous l'avez fait, et encore une fois que cette Assemblée, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, puisse haut et fort dire que nous avons besoin de ces données-là, nous avons besoin de construire une autonomie fiscale pour accompagner l'autonomie politique de la Corse. Merci. Ringraziabi. Colleghi chi vuole la parola, Jean-Christophe. Et debout, Pierre Jong. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis. Un jour de 2007 ou 2008, je ne sais plus très bien, on avait eu un débat budgétaire, et je le dis avec beaucoup de respect pour Gilles, pour Romain qui vient de s'exprimer au nom de la majorité, Dominique Bouchini, qui était à l'époque président d'un groupe d'opposition, avait dit en Santini, entre ce que vous présentez et ce que nous croyons deviner, ci passo a mezzo. Je reprendrai cette expression une quinzaine d'années après. Votre volonté politique, même si elle est discutable et discutée, n'est pas en cause. Pas davantage la sincérité que vous mettez dans la présentation des choses. Mais je pense vraiment qu'il est temps, selon les modalités que cette Assemblée déterminera, de voir les choses en face. Et je crains de ce débat, qui n'est pas relatif au vote du budget, qui est un débat d'orientation, qui ne nous éloigne de l'objectif, bien plus, malheureusement, qui ne nous en rapproche. Quelques considérations liminaires. La première d'entre elles, Madame la Présidente a rappelé brièvement l'avis du CESEC. Quand on le lit dans le détail, c'est ce que nous avons fait bien sûr, on comprend que la présentation ait pu être aussi rapide. Le CESEC s'interroge beaucoup, s'inquiète, me semble-t-il, mais il dit surtout 2 choses. Et on ne peut pas le suspecter de complaisance à l'endroit de l'opposition, pas davantage de la majorité, il est dans son rôle, je crois. Sur la capacité de désendettement, donc elle atteindra cette année 7 ans, justement. L'objectif affiché est de la ramener à 6,7 vers la fin de la mandature. On est bien sûr en deçà, et je cite toujours le CESEC, du seuil prudentiel de 9 ans, mais on est, pour des raisons que vous pourrez expliquer techniquement, et je pense que Louis ou d'autres un peu plus tard le feront, en expliquant qu'on voit le monde en noir, qu'on est taquin, voire méchant. Mais je ne crois pas, en tous les cas, pas du tout même. On est au double par rapport à 2018, où, je vous le rappelle, nous étions à 3 années 8. Concernant la dette et le mur de dette que vous évoquiez vous-même, le CESEC, je cite, s'inquiète que celle-ci ne cesse de croître d'année en année pour passer d'1,45 milliard en 2023 à 1,119 milliard en 2024,
avec une projection à 1,179 milliard en 2025, 1,228 milliard en 26 et 1,269 milliard en 27. Donc ça, ce sont des chiffres, des projections qui, je le répète, ne sont pas le fait d'un groupe nécessairement partisan dans sa lecture des choses, mais de notre Conseil économique. Je vous épargne le reste. La vigilance à laquelle on nous appelle et un certain nombre de marqueurs politiques qui manifestement manquent également du point de vue du Conseil à l'appel. On a donc une situation qui aujourd'hui, et vous le savez aussi bien que nous, est très problématique. Vous nous dites, on va y répondre en baissant nos dépenses de fonctionnement. Ces 7 dernières années, vous les avez augmentées sans interruption de plus de 3 points. Il est, pardon de vous le dire avec une forme de brutalité, non, de sincérité excessive, impossible que vous les baissiez d'autant, au regard des contraintes que vous avez objectivement évoquées et que pour le coup nous pouvons partager. Ça relève de la pensée magique. C'est techniquement impossible. Je nous renvoie au compte administratif. Chacun opposera des chiffres et des tendances. Nous, on oppose une conviction, comme vous opposez la vôtre, mais très honnêtement, ça nous paraît quelque peu improbable, voire davantage. Je vous rappelle qu'au même moment, les dépenses de personnel, qui constituent un peu de fonctionnement, elles connaissent une hausse de 4,2%. Et d'ailleurs, vous explicitez de manière on ne peut plus détaillée, et je veux le souligner, les prévisions de recettes, mais vous êtes, pour le moins, évasif dès lors qu'il s'agit des projections de dépenses. Alors, vous nous répondrez que les choses seront précisées au moment de l'examen du budget primitif, mais je veux redire ici, au seuil de cette explication, notre profonde inquiétude. Deuxièmement, sur l'emprunt, vous annoncez cette année 123 millions. Nous considérons que cette somme, d'autres groupes l'ont dit, Georges Mel à l'instant, Paul Félix plus tôt, elle est très élevée. Vous dites, si demain nous devions, et c'est une partie du propos de notre collègue ami Romain Colonne, bénéficier d'autonomie fiscale, nous aurions en face de ces dépenses, de cette trajectoire d'emprunt, une dynamique de recettes mieux dimensionnée, plus adaptée. Ce que notre groupe soutient, c'est que même en cas d'autonomie fiscale et de structure de recettes beaucoup plus adaptée, nous n'atteindrions pas, ou en tous les cas si rapidement, les horizons que vous évoquez. Qu'est-ce qui nous préoccupe, puisque vous en appeliez aux collectivités locales? Nous, on a compris assez vite quelle était la trajectoire il y a quelques temps. Qu'avons-nous fait? On a, d'une part, tenté d'avoir, je dirais, des sorties du côté d'autres sources de financement. Fonds vert, PTIC, PIA 4, appel à projet, etc. On a, d'autre part, initié une réflexion sur la mise en œuvre d'un fonds de dotation pour mobiliser une partie de l'épargne porto-vecchiaise et notamment du mécénat d'entreprise, du mécénat culturel. Tous les ans, avec une régularité de métronome, nous vous disons, il y a 10, 11 milliards
d'épargne corse, sur des comptes bancaires, des comptes d'assurance, des placements divers. Vous nous dites tous les ans, avec la même régularité, mais ça renvoie au débat en cours sur l'autonomie, puisqu'à droit constant, la collectivité n'est pas en capacité de solliciter cette épargne, d'autant qu'il s'agirait d'en défiscaliser l'usage à des fins d'investissement productifs dans les infrastructures ou l'économie insulaire. Ça pose quand même une difficulté que nous n'ayons à ce stade pas expertisée en droit et que d'année en année nous vous disions, nous, quelles sont les tendances et que vous nous renvoyiez, vous, à ce qui est, dirons-nous, compréhensible et légitime, mais que nous ne partageons pas. Plus grave, nous avons reçu hier par un collègue conseiller régional les chiffres officiels du FEDER et du FSE. Nous sommes, à ce stade, dans la consommation des crédits dernier, avant-dernier, dit la présidente. Je vous les rappelle, et ce sont les chiffres officiels, hein, ce n'est pas les chiffres d'avant-de-CEMO. FEDER FSE, 118 millions. Taux de programmation estimé, 8%. Taux de réalisation, à ce stade, 0%. Donc, là, pour le coup, même si je sais la mécanique d'autorité de gestion, le poids de l'État dans la discussion globale, ça va être compliqué de convoquer l'héritage, le Covid ou la guerre en Ukraine. Des régions de taille certes largement supérieure à la nôtre ont des équipes de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de personnes dédiées à ces sujets. Quant à nous, et ça n'est faire injure à personne que de le rappeler très factuellement, nous n'en avons, et bien malheureusement, que quelques-uns ou quelques-unes à notre disposition. Donc, quand vous dites l'autonomie fiscale, bien sûr, mais qu'est-ce qui en l'État nous empêche, quand toutes les régions de droit commun, y compris celles qui bénéficient de prérogatives largement inférieures aux nôtres, mobilisent autant d'essayer de le faire? Ça n'est pas le cas. Et quand vous conjuguez les chiffres annoncés par l'État, dont je ne me ferai à aucun moment le porte-parole ou l'exégète, ceux annoncés par l'Europe et ceux que vous détaillez vous-même dans votre document ici présenté, vous voyez bien qu'il n'y a pas qu'un défaut d'autonomie. Il y a un défaut majeur d'anticipation et d'ingénierie. Le financement de l'investissement, et je ne vais pas faire de leçon, on le sait tous, n'est plus fonction, ou en tous les cas plus uniquement, des dotations de décentralisation ou des recettes conventionnelles. Il est le fruit, et de plus en plus, dans un pays exsangue et une économie à la fois mondialisée et incertaine, le fruit d'appels à projets, le fruit de financements entre guillemets exceptionnels, le fruit de dotations communautaires, toutes choses dont, pour des raisons que nous ne nous expliquons pas, vous vous tenez soigneusement éloignés comme si elles étaient radioactives. Alors, moi je comprends vos difficultés, mais je vous redis à quel point les façons
que nous pourrions collectivement avoir d'en sortir ne me paraissent pas, à ce stade, inventoriées et moins encore mises en œuvre par vos soins. Sur le remboursement de la dette, 17% des dépenses réelles d'investissement. J'avais eu l'occasion de le dire à la faveur d'un précédent débat budgétaire. Dans les dépenses d'investissement, vous comptez, et c'est normal, toutes les collectivités le font plus ou moins, les dépenses dites productives. Mais vous n'alignez pas à euro constant, et pour cause, l'inflation entre autres étant passée par là, les bons chiffres, puisque vous ajoutez donc le remboursement des annuités, et on a aujourd'hui un volume global d'investissement qui, en dépit de tout ceci, baisse de 24 millions par rapport à l'année budgétaire écoulée. Donc on voit bien que la trajectoire d'investissement, elle est appelée à baisser de manière drastique, et ça nous renvoie, pour partie au moins, à vos choix politiques. Nous avions, à la faveur d'un débat précédent, soutenu un amendement pays. Georges a cité un certain nombre de programmations pluriannuelles, PPE, etc. Il n'a pas cité celle-là, mais il aurait tout aussi bien pu le faire, j'imagine. Je le ferai pour notre part, et je le crois plus largement. Le problème de fond demeure, à savoir que nous en arrivons, comme c'est d'ailleurs le cas pour le dossier de Sainte-Lucie, qui, je le crois, est reporté, à comble du comble, débattre de travaux lourds sans pouvoir voter, avec un vote de prise d'acte sur des opérations structurantes d'investissement. Et les réserves, je crois que le président du Conseil exécutif, bien sûr, est informé, soulevées par ailleurs par les élus locaux sur un certain nombre de sujets que je n'aborderai pas ici, ce n'est pas, je dirais, pertinent à ce stade. Donc, on voit bien, pour rester globalement dans le temps imparti, que vos dépenses de fonctionnement telles que projetées ne sont pas réalistes. 2, que vos recettes d'investissement ne sont pas dimensionnées et que les chiffres cités à ce stade sont accablants. 3, que le montant de l'emprunt, bien que nous situions dans une zone qui, à défaut d'être confortable, reste acceptable, eh bien, est inscrit dans une trajectoire de quelques temps, quelques années, qui, elle, est profondément inquiétante. 4, que toutes les ressources qui auraient pu être mobilisées, en tous les cas dans les termes attendus, ne le sont pas. Et 5, et enfin, au service, pardonnez-moi de vous le dire, d'une absence désormais cruelle de vision politique et de trajectoire à la fois féconde et durable d'investissement pour la Corse. Alors, chers amis, on peut rentrer dans le jeu de rôle. L'opposition exagère, la majorité tempère, certes. Mais je crois, et vous l'avez dit, monsieur le conseiller, que les chiffres, bien plus que les élus, sont têtus et qu'ils viennent dire une réalité qui, à ce stade, bien plus que de nous inquiéter, nous alerte, nous alarme et nous préoccupe parce qu'effectivement, et je le dirai pour conclure, même si demain, élément improbable, s'il en est, nous devions, avant la fin de l'année, à la faveur d'une révision constitutionnelle, bénéficier d'un début d'autonomie fiscale, nous n'aurions pas pour autant, en collectivité majeure et responsable, réuni les éléments nous permettant d'investir pour ce pays et de faire du budget de la collectivité
non pas un débat d'initiés, non pas une finalité, mais un puissant moyen au service du changement pour notre peuple. On vous disait, et je conclus vraiment, ça n'est pas un budget de transformation, ça n'est même plus un budget de gestion, c'est un budget d'alerte. Et je crois qu'à la faveur de ce débat, il est temps, résolument temps, et avant que nous n'ayons à voter le budget primitif, que nous en prenions collectivement conscience. Je vous remercie. Pierre Giunga. Presidente, vi ringrazio. Signor Presidente, cari colleghi, voglio salutare gli studenti del Master Diritto Straniero Territoriale di mamma von der Master e tuo amico Pedro Antonio Tomasi. Voglio per la piazza della lingua corsa, nostra istituzione, capiranno cosa solo che da parlare corso e non tutte le intervenzioni, due persone hanno parlato della piazza della lingua corsa no oggetto, Radio EU e il consigliere esecutivo. Per dire che da qui a 10 anni, quando poserete all'affare, che sarà la piazza della lingua corsa, non si sa, forse è sparita. Amendement. E Iudino. Voilà. Scusate. Mi scuso. Va. Dunque, qualche riflessione non sta sto dibattito. Siamo un tempo di soli scarsi e dunque ce la fa scelte forti. Ce la fa nante le nostre competenze obbligatorie, scelte per essere più forti spendendo meno. Do un esempio, no sociale. Per l'esempio del prezzo della giornata di dipendenza e dell'alloggio nelle case per persone anziane va da 71 a 86 euro per giorno. A casa che 86 poi assai personale, salotti, animazione. Quelli che ha 71 non fanno tanti affari e a dire appena. Penso che sono i residenti che parlano più corso, che sono meno Bon, là, du quand on a plus longtemps, le plus en dériamo, dans ta terreni difficili. Donc, io se boade 78 euro a tutto il mondo, sarà meglio, fare le economie e tutto il mondo sarà più meglio in carga. Per le nostre competenze, qualcosa da dire, penso all'aiuto ai comuni e alla SOGI, in calco sempre, poi 15 anni o 20 anni, ha messo bisogno da messa in ballo di l'eco-socio-condizionalità dell'aiuto. Permette di mettere i nostri soldi in coerenza con le nostre politiche. A so che è difficile, ma ce la mettesi. Un punto non oggetto di lingua corsa, per dire, mi manca sempre una grande politica di formazione di un nostro personale per giungere a un'amministrazione korsovana. Vi ringrazio. Ringraziabile, consigliere. Dunque, altre domande di parola? Louis Pozzo di Borgo, Presidente della Commissione. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers exécutifs, chers collègues. Alors, après différentes interventions, je vais d'abord rassurer tout le monde, on ne va pas convoquer d'histoire, on ne va pas convoquer les anciens conseils généraux, simplement on va essayer de se projeter et de ramener ce débat là où il doit se situer. Puisque si d'un côté, à ma droite ou à ma gauche, si tant est qu'il y a encore une droite, une gauche ou d'autres mouvements, certains ont la baguette magique, nous ne l'avons pas. Alors, ce qui est certain, oui Christelle, je sais bien, n'en doutez pas. D'ailleurs, ce qui est certain, c'est que ce DOB, ce document d'orientation budgétaire, est un document prospectif qui se veut établir une prospective sur 3 ans. C'est le cas. La philosophie de ce document, on nous a longtemps opposé un catalogue à tiroir à n'en plus finir. Ce n'est pas un document aplati, ce n'est pas un document ramassé, c'est un document qui se concentre sur les grands enjeux à venir avec pragmatisme. C'est un mot qui est souvent venu en opposition aux incantations. D'un côté, des recettes prudentielles, c'est la philosophie, et fort heureusement en vue de la conjoncture.
De l'autre, je le disais, du réalisme sur les dépenses, même si c'est remis en question. La trajectoire, eh bien, elle doit nous amener jusqu'à 2027 à préserver et à conserver ou améliorer nos ratios. Pourquoi ? Parce que, sans rentrer sur le débat de l'autonomie, nous devons nous laisser des marges de manœuvre pour pouvoir amorcer un travail qui, nous souhaitons tous, nous mènera à l'autonomie avec de nouvelles recettes fiscales, mais qui ne seront pas efficientes à l'instant T. Ça, nous sommes tous d'accord aussi. Donc l'objectif, et il est clairement dit, même si ça n'a pas été dit, c'est de nous amener en 2027 avec un taux d'épargne brute qui soit bien en deçà des seuils d'alerte, idem pour la capacité des endettements. Quand on a dit ça, c'est très technique, on n'a pas dit grand-chose. L'investissement de 2022 à 2024, c'est 1 milliard d'euros. L'investissement de 2025 à 2027, ce sera 930 millions d'euros. C'est dit et c'est assumé. On aurait dit que vous découvriez quelque chose. Il n'y a pas de poteau rose, c'est écrit. C'est une trajectoire que nous allons assumer. Et là, ce sera le premier point de mon propos pour répondre et à Jean-Christophe et à Georges et à Paul Félix. Alors, l'euro constant, on se projette en 2018, on se projette avant, les 3 collectivités, sur l'investissement et le montant de l'investissement à l'euro constant. OK, très bien. Mais il faut faire l'exercice inverse. Et les contraintes, et les dotations d'État. Elles n'étaient pas similaires en 2015, 2016, 2017. Vous nous êtes en train de nous expliquer que si on projette les chiffres, à l'époque, nous investissions tant de millions d'euros, mais vous oubliez quand même l'évolution et la conjoncture de ces 10 dernières années où les dotations d'État n'ont pas cessé de baisser et où aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des contraintes sociales, sociétales, sans précédent. Si vous voulez être honnête intellectuellement, et je sais que vous l'êtes, il faut faire le processus inverse aussi. OK, on remet l'investissement au bon niveau, mais on remet toute la contrainte au bon niveau aussi. Le monde de 2015, ce n'est pas le monde de 2025, on est tous d'accord. Dans nos collectivités locales, comme la collectivité de Corse. Alors ça, c'est la première chose qu'on doit dire aux Corses. On veut bien, nous, faire un petit retour en arrière. C'est vous qui convoquez le passé, ce n'est pas nous, mais on le convoque dans son entièreté. Ça, c'est le premier point, parce que je pense qu'il fallait quand même le dire. Là-dessus, on nous parle de dette. Paul Félix s'est aventuré en disant qu'en 2018, on avait investi un peu plus de 300 millions d'euros sans emprunt. Oui, mais l'emprunt était reporté sur 2019. Il fallait tourner la page dans la lecture du document. Donc l'emprunt était là, mais avec une année de report. Ça c'est bien de le dire aussi, parce que nous aussi, on travaille des documents, on les lit, on n'est pas là en vacances. Hein. Sur le fonctionnement, aujourd'hui, nous avons en 2024 une épargne brute à 14%. C'est la moyenne nationale. Alors, on ne va pas convoquer la moyenne nationale, c'est la moyenne nationale des départements et régions de droit commun. Nous avons une capacité d'endettement de 7 ans. Nous sommes dans la norme. Pour autant, on ne se rassure pas. On ne comptait pas vous rassurer, on l'avait bien compris. Et on n'est pas en train de dire aux Corses que tout va bien. C'est faux. C'est absolument faux. J'entends aussi les marqueurs politiques, et notamment, sur, non pas l'opposition, mais ce besoin du rural qui est évident par rapport aux communes riches. Moi, je les cherche, les communes riches aujourd'hui, et les interco riches. Alors peut-être que du côté de Jean-Christophe, et je le salue, et tant mieux, à Porto-Vecchio, il y a l'épargne, à Porto-Vecchio, il y a du mécénat. Moi, à la CAB, il n'y a pas de mécénat, et il y a peu d'épargne. La ville de Bastia est une des villes les plus pauvres de Corse, je le dis, des grandes villes. La précarité est galopante, comme sur le reste du territoire. Cathy n'est pas là, mais j'aurais bien voulu que Cathy aille chercher du mécénat dans sa interco ou dans sa commune. Voilà. Je pense qu'elle aurait dit la même chose que moi, même si nos visions politiques sont différentes. Donc attention, comparaison n'est pas raison, mais aller chercher l'épargne aujourd'hui des Corses, c'est compliqué. Aller chercher l'épargne, c'est considéré aussi comme un emprunt. Il y a le remboursement de la dette et des intérêts. Ce n'est pas gratuit, hein. Et aller chercher l'épargne dans une période où la confiance n'est pas là, ici comme ailleurs, je vous souhaite du plaisir. Autre point. Donc on parle de l'évolution des recettes et je viendrai sur le fonctionnement puisque au niveau investissement, on l'a dit, oui, nous finançons notre investissement avec de l'emprunt, comme partout ailleurs. La collectivité de Corse n'est pas, je dirais, une espèce de comète qui passe dans le ciel mondial et où les choses se passent différemment. Aujourd'hui, toutes les collectivités financent leur investissement par l'emprunt. Voilà, c'est la règle et c'est comme ça. Donc là-dessus, cet emprunt-là, il ne va pas beaucoup varier. La PPI, le président et l'exécutif se sont engagés à la présenter d'ici le mois de juin, Georges, c'est exact. Laissez-nous le temps, puisque vous l'avez réclamé le mois dernier. Voilà, elle arrivera dans les temps impartis. Et cette PPI viendra rassurer sur les grands projets, notamment ce qui doit être fait. Mais on ne peut pas argumenter, comme ça a été fait par différents intervenants, en disant que les communes ont besoin des arrêtés,
les communes sont en difficulté, les communes doivent continuer à investir, à se développer, et penser que la collectivité de Corse doit supporter tous les financements. Moi, je vais reprendre une phrase qui a été prononcée par Renaud Muselier, qui a dit « Là où l'État finance, nous dégageons ». C'est la stricte situation inverse ici. Là où l'État finance, on nous oblige à financer le PTIC. Donc nous sommes aussi là à contre-courant de ce qui se fait ailleurs. Alors, on ne va pas reprendre le Tour de France qui a été fait par Gilles Jovanange, mais tout de même, je dirais, quelle que soit la région de France aujourd'hui, quel que soit le département, et je me répète, on ne se compare pas parce qu'on va être différent, tous les investissements sont à la baisse. Je ne vous parle pas du fonctionnement, notamment sur un grand pan de ce qui nous concerne et qui a été évoqué hier par les différents intervenants, c'est la culture, le sport, le patrimoine. Toutes les régions, tous les départements ont baissé les dotations au fonctionnement sur ces secteurs-là. Et quand on a eu le débat que nous avons eu hier, nous disons, nous allons essayer et nous allons vous le dire et vous le prouver, de ne pas baisser la culture, le sport, le patrimoine. C'est très difficile aujourd'hui. Oui, il faut faire des choix. Alors oui, c'est un budget, un futur budget, c'est un document d'orientation budgétaire qui se veut contraint. On a parlé de rigueur, pas d'austérité, donc nous allons avancer tranquillement là-dessus. Après, moi je sais qu'en tant que président d'intercommunalité, je vais vous parler aussi, et là je change de casquette, et je parlerai aussi, Christelle est là, j'ai suivi le débat d'orientation budgétaire, non pas par voyeurisme, juste par intérêt intellectuel, parce que ça me permet aussi de progresser, d'avancer, comme je suis celui de Porto Vecchio ou ailleurs. C'est de dire qu'aujourd'hui, il faut casser le mythe, et je crois que Christelle me donnera raison pour une fois, il n'y a plus de communes riches. Il n'y a plus de communes riches. On est tous dans la difficulté. Bastia, la CAB, la CAPA, Ajaccio. Aujourd'hui, Ajaccio, avec les efforts budgétaires que fait le maire, que je salue, Stéphane Esbradge, présente une épargne nette de moins 5 millions d'euros. Ça veut dire que la commune est en difficulté. Et pourtant, il y a une bonne gestion. Mais vous voyez bien qu'ici aussi, ça baisse. Ajaccio, ça baisse. La CAB, eh bien aussi, il y a des ratios qui baissent. C'est partout pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tient à Ajaccio? C'est la CAPA, de parler. Les AC, 13 millions d'AC, 5 millions de DSC. Idem pour la CAB avec la ville. On sait qu'on a des strates. On sait qu'on est obligé de rester là-dedans. Donc ne nous demandez pas ici d'être différents d'ailleurs. Surtout quand c'est aussi proche. Ce qui se passe ailleurs se passe ici. Ça, c'est une réalité. Là-dessus, je voudrais vous dire aussi que sur le 012, je vais prendre un exemple, je ne vais pas parler d'Ajaccio sans parler de la CAB. 2020, la CAB, je vais ressortir mes chiffres si vous le permettez, et c'est intéressant pour se projeter et transposer sa collectivité de Corse. 2020, la CAB, c'est 266 agents, pour une masse salariale de 12,2 millions d'euros. 2024, la CAB, c'est 273 agents, plus 7. Vous me reconnaîtrez qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Mais la masse salariale, c'est 15,5 millions d'euros. Un agent de collectivité territoriale, pour ceux qui en gèrent, c'est environ 45 000 euros annuels chargés. Donc l'augmentation aurait dû être de 300 000 euros. Et je me tourne vers Jean-Michel, puisqu'il siège avec nous à la CAB, il sait les efforts que nous faisons. Il a 3 millions d'euros de 0,2 supplémentaires qui sont dus à des facteurs exogènes. Ce n'est pas compliqué. Eh bien, c'est le GVT, c'est aujourd'hui le dégel du point d'indice des fonctionnaires, c'est aujourd'hui les RIC qui augmentent, et ça, nous le subissons, ici comme ailleurs, à la CAB, à Bastia, à Ajaccio, dans nos communes. On le sait aussi, autant se le dire. Donc là-dessus, nous faisons des efforts. Quand cette année, nous avons aussi le point des retraites qui va augmenter. Pour la collectivité, pour les 3 prochaines années, soyons clairs, c'est 4,5 millions d'euros par an supplémentaires. À ça, vous rajoutez 1,8 million d'euros de GVT, 1 million d'euros annuels d'URSSAF et 800 000 euros d'avancement en CAP, eh bien, vous arrivez peu ou prou à 6 millions d'euros, 6 millions et demi d'augmentation sur la période, par an. Et ça, c'est une réalité aussi. Donc, ce n'est pas la mauvaise gestion, ce n'est pas, je dirais, de la mauvaise volonté ou la crainte de faire. Mais derrière ça, quand on parle de 012, puisqu'on en parle souvent, et qu'on parle de fonctionnaires, d'administration, qui travaillent assez ou pas assez, moi, j'ai envie quand même aussi de vous donner quelques chiffres. Et le président, il sera sensible, puisqu'on parle de social, d'action sociale. La collectivité de Corse, c'est 4 300 agents, 4 316 me semble-t-il de tête, je n'ai pas écrit le chiffre, excusez-moi. Et il y a eu très récemment un article dans la presse qui disait que la fonction publique territoriale en Corse est la moins bien payée au niveau national. Je pense que vous l'avez vu passer. Nous avions X milliers d'euros de travailleurs à moins de 15 000 euros par an.
je me suis amusé à faire un comparatif collectivité de Corse et le national. En moyenne, en salaire brut, à la collectivité de Corse, un catégorie A, c'est à peu près 5 000 € par mois. Niveau national, 4 027. Un catégorie B, c'est 3 746. Sur le continent, c'est 2 970. Un catégorie C, c'est 2 941. Sur le continent, c'est 2 560. Pour nous, ça, c'est une fierté. C'est du pouvoir d'achat sur le territoire. C'est dur à absorber et à assumer, on est tous d'accord. Mais ici, il faut se dire les choses. Au moment de la fusion, et je ne convoque pas l'histoire, nous avons aussi, simplement adapté les RI par le haut, on le sait tous, et ça a été voté à l'unanimité. Je ne dis rien d'extraordinaire. Donc ça, c'est la résultante de cette fusion qui a été une fusion difficile. Mais il faut se le dire, ce qui est fait ici en matière sociale pour nos agents, ce n'est fait nulle part ailleurs. Alors certes, il y a des efforts à faire, certes, nous les ferons, mais n'allez pas penser que nous sommes dans un dérapage, simplement, nous assumons ce que nous faisons. Voilà, nous assumons ce que nous faisons. Là-dessus, vous dire aussi que sur les AP, ça a été dit, il n'y a pas eu d'arbitrage, je dirais, sans prévenir les parties prenantes. Les AP aujourd'hui qui ont été annulés, ce sont des AP qui étaient touchés de caducité ou d'abandon de programme. Nous avons fait l'effort d'annuler 140 millions d'euros d'AP, moins 18,73%. Et là encore, ça avait été demandé, et très fortement. Donc nous le faisons, partageons-le. Et nous allons continuer ce travail d'épuration des AP, de nettoyage des AP. Alors, moi je dis à Gilles Giovanangi qui demande une réunion de la Commission des finances d'un plus bref délai pour travailler sur le budget, je vous dis chiche, très rapidement. Ça serait rassurant pour nous, parce que je pense qu'il y a des solutions visiblement, que nous n'avons pas vues. Alors on les mettra en œuvre ou pas, mais en tout cas on va nous les proposer, puisque visiblement nous ne sommes pas des sachants en matière budgétaire, et qu'on va dire que l'opposition est méchante ou taquine, je ne dirais pas ça, elle n'est pas surprenante, ça c'est sûr. Nous savons où nous allions, nous savons les critiques qui seraient faites, et nous les assumons sans aucun souci. Vous dire aussi, et là je répondrai plus directement à ce qui a été dit, c'est que la maîtrise des charges, nous l'avons inscrite, environ le milliard d'euros de dépenses réelles de fonctionnement, nous allons nous y tenir. C'est une nécessité. Pour s'y tenir, effectivement, par des mesures de gestion qui seront présentées, ce n'est pas moi de le faire, par des mesures de gestion qui sont présentées, eh bien, nous absorberons les hausses mécaniques annuelles des charges à caractère général par des mesures de gestion. C'est ce que vous demandiez, c'est ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire. Enfin, revenir sur quelques interventions. Quand on passe à Vénaco, on a tous envie de se garer et boire un coup, mais ce n'est quand même pas la compétence de la collectivité de Corse. Ce jour, j'allais faire des parkings dans toutes les communes. Quand même. Hein. Je veux dire, j'entends, on veut un parking, c'est bien, on le travaille, on fait une motion qui nous met au pied du mur, ok, mais ça ne marche pas comme ça. Vous voulez une PPI, on va la faire. Elle y sera ou il ne sera pas, le parking. Ne nous demandez pas de faire un parking en dehors de la PPI, quand même. Donc on va y venir. Je poursuis. Sur la hausse de la fiscalité, Georges, vous avez raison, nous avons activé le levier fiscal. Nous nous situons toujours très en deçà des moyennes nationales. Mais je vous rappelle aussi que ce levier fiscal n'avait jamais été activé depuis 2015. Donc ce qui est fait aujourd'hui sur le nautisme comme ailleurs, c'est largement supportable et c'était non seulement nécessaire, mais indispensable. Enfin, et c'est cette petite musique qui revient, présentation de DOB après présentation de DOB et budgétaire aussi, dans la société actuelle, quand on parle de milliards, ça fait tourner les têtes. Et plus on les rabâche, plus on en parle, des milliards d'euros de dette, plus on fait peur. On l'a dit pour l'autonomie, il ne faut pas brandir le spectre de la peur, pour la dette non plus. La dette, elle est là, effectivement, elle a dépassé le milliard, elle est supportée, supportable, et ce n'est pas parce qu'on va redire tous les ans, alors je me souviens de Xavier qui n'est plus là, hein, avec un panneau avec le milliard d'euros de dette, oui, on y est arrivé. On va arriver à 1,1 milliard, on arrivera sans doute à 1,2 milliard, c'est 2027. D'ici là, on espère avoir d'autres possibilités, d'autres perspectives financières. C'est l'enjeu. Hein. Je ne reviendrai pas sur les tiers de recettes qui aujourd'hui sont totalement obsolètes. Et enfin, vous dire aussi que sur les départs à la retraite, effectivement, 80, 100, 120 départs à la retraite, je ne sais pas le chiffre exact. Oui, il y a des départs à la retraite. Oui, mais une réorganisation de l'administration. Nous recrutons aussi là où le besoin se fait sentir. Quand vous nous dites vous deviez abandonner les doublons, si le président, le conseil exécutif, l'administration recrute, ce n'est pas sur des doublons, ce sont des nouveaux besoins. Quand on parle d'un effectif constant de 2018 à aujourd'hui, est-ce que les compétences sont au même niveau, Georges? Non. On le sait ici.
le besoin de la société corse a énormément évolué, ne fût-ce qu'en matière de social. Ne fût-ce qu'en matière de social. Nous avons aujourd'hui un service social qui pèse 250 millions d'euros dans nos dépenses. Mais au-delà des 250 millions d'euros, parce que transposer le social ou mettre en parallèle le social et la dépense sociale, ça me gêne. C'est surtout le besoin qu'il y a derrière. On a besoin d'accompagnement sur le terrain, assistance sociale, des services sociaux, l'APA, l'aide aux personnes âgées. Ce sont des choses qu'on a démultipliées. Alors oui, ça crée un besoin. Oui, ça crée de la dépense. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien. Je vous dis où nous en sommes. Et après, je vous dirai ce que je partage aussi. Donc là-dessus, attention. Il ne faut pas ériger le départ en retraite comme la solution à tout. C'est faux, on le voit mécaniquement, ça augmente. Mais nos compétences et les besoins de la société et des Corses ont beaucoup évolué. Jean-Christophe, effectivement, convoquait la consommation des crédits européens. Alors, très clairement, je peux partager, on doit nettement s'améliorer, ce n'est pas de souci. Mais il faut dire aussi qu'on est sur un début de période. Quand on est sur un début de période, on est sur des projets émergents. Et vous le savez très bien que la consommation se fait à l'année N+2, N+3. Donc ce qui n'est pas consommé aujourd'hui le sera au fil de l'eau. Ça, c'est un point aussi important à dire et à rétablir, même si je partage le fait que nous devions aller chercher d'autres financements. Enfin, la baisse d'investissement, elle n'est pas liée à nos choix politiques. Et ça, je vous le dis, nous ne le partageons pas, nous ne le partageons jamais. La baisse d'investissement, elle est liée à la contrainte économique et à la situation économique. Il y a pas de choix politique qui entraîne aujourd'hui une baisse d'investissement. C'est juste que la conjoncture, ici comme ailleurs, nous rattrape et la conjoncture fait que nous devons faire des choix. Mais ces choix sont faits. Effectivement, nous baissons l'investissement de quelques dizaines de millions d'euros parce que nous ne voulons pas toucher justement à d'autres secteurs, tels que la culture, tels que le social, tels que le sport, ou de manière vraiment limitée. Eh bien oui, nous faisons nos choix aujourd'hui de fonctionnement et d'investissement. Enfin, pour conclure, simplement vous dire que pour moi, il ne s'agit pas d'un budget d'alerte ou d'un DOB d'alerte, parce qu'on était déjà un petit peu plus loin, mais simplement vous dire que nous l'avons dit, nous avons conscience de ce qui nous attend, nous avons conscience des difficultés, les communes et le bloc communal doivent en avoir conscience aussi, et que les efforts qui sont demandés ici le seront forcément ailleurs aussi, pas forcément par nous. Ils le seront par les conseils municipaux, par les conseils communautaires. On sait qu'aujourd'hui, il faut baisser le train de vie. Je vous rappelle quand même que nous avons une loi de finances qui a été votée par 49.3 il y a quelques semaines. Jusque-là, bien malin qui pouvait faire un budget ou un DOB. Bien malin. On est parti de X milliards d'économies sur le bloc communal, sur les collectivités locales, un petit peu moins. Nous avons été épargnés, effectivement. Mais aujourd'hui, il serait irresponsable de continuer au même train. Oui, nous baissons notre train de vie. Oui, nous allons faire des choix. Nous les assumons. C'est notre vision politique. C'est ce que nous allons mettre en œuvre sur le territoire. Mais toujours en ayant en tête les attentes de la société corse, des Corses. Et le budget qui arrivera, il sera, et ça ne fait aucun doute, pas au niveau de vos attentes, mais pour nous, il sera au niveau des attentes du territoire. Des attentes, et les attentes, on les hiérarchise. Alors, j'entends qu'on veuille une déviation Sainte-Lucie, un parking à Vénaco, une déviation Olmet qui s'impose aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'imposent. Il va falloir prioriser. Et puisque vous demandez la priorisation, j'espère qu'on la partagera. On peut avancer seul aussi. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ce qu'a demandé Gilles Vananche. Mais tout on ne pourra pas faire. Donc on va prioriser. On va dire ce que nous allons faire sur les 3 ans, notamment au moment du BP. Mais en tout cas, je vous alerte. Nous sommes dans une période où on n'attend pas de cadeaux de l'opposition. Ça, on le sait. On l'a compris depuis bien longtemps. Mais dans une période aussi où la société corse, et je ne mélange rien, j'extrais la journée d'hier, je parle du quotidien budgétaire des collectivités, je parle du quotidien tout court des foyers. On a besoin de stabilité, on n'a pas besoin de faire peur aux gens. Et à force de crier au loup, je pense qu'on va créer, si ce n'est pas déjà fait, un sentiment, ou tout du moins une situation anxiogène, qui va tous, collectivement, nous amener dans le dur. Alors moi, ce que je dis, on peut avoir des divergences de point de vue, mais lorsqu'on avance des arguments, il serait bon qu'on n'oublie pas qu'on a une casquette de président d'Interco, de conseil communautaire, de maire, de conseil municipal, et il est bon de temps en temps de tourner les pages de ces documents d'orientation budgétaire, de ces communes, de ces budgets, parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, Président, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est que, bien sûr, que la situation est difficile.
Nous sommes convaincus que votre action nous permettra de passer ce moment difficile. L'action du quotidien, opérationnel, mais surtout l'action politique. Volontairement, je n'ai pas été sur le sujet de l'autonomie, mais on ne peut pas le décorréler. Et tous ensemble, on a besoin d'avancer sur ce sujet-là. J'ai lu un article avant-hier dans la presse où visiblement les représentants de certains groupes politiques continuent à asséner de manière assez franche et vive le fait qu'on doit s'occuper du quotidien des Corses, je parle de la ministre de l'Intérieur notamment, et que ce n'est pas à peine d'aller au-delà des compétences. Le quotidien des Corses, bien, nous en occupons jour après jour. C'est notre seule inquiétude. Et systématiquement, d'essayer de faire échouer l'autonomie sur le, je dirais, au nom de la division politique, ça nous gêne. Et enfin, Georges, ça sera mon propos conclusif, n'attendez pas qu'on dise merci, merci, merci pour la DCT. La DCT, elle est gelée depuis 2009. On ne nous a pas fait cadeau de 50 millions d'euros. On ne va pas refaire le match tout le temps ici. On ne va pas dire merci pour la DCT. Depuis 2009, elle n'a pas été indexée à DCT. C'est indu. Et je vous rappelle que dans les DCT, ce n'est pas 50 millions d'euros si on vient retrancher les taxes aéroportuaires. C'est un petit peu moins. Donc venez pas nous dire qu'on fait notre budget grâce à la DCT. Il devrait être inscrit de manière pérenne, cette recette. Donc voilà, je n'irai pas plus loin dans la démonstration. Je pense que les débats au BP seront savoureux. En tout cas, en ce qui concerne le groupe que je représente aujourd'hui dans cette prise de parole, vous avez toute notre confiance, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Merci. Alors, Jean-Michel Savelli, puis Cathy Cognetti. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, cher Louis, aucune volonté de ma part de vouloir polémiquer avec toi, tu le sais. Simplement, je voudrais rappeler pour le dossier de Vénaco et des routes globalement a été évoqué par Georges et puis par toi. Donc, moi, ce que je voudrais dire, pour aussi mesurer un peu le parcours qu'on a, le chemin qui nous sépare de 2015 et des années ou peut-être du budget un peu plus florissant, c'est qu'à l'époque, on parlait de déviations qui étaient chiffrées à peu près à 30 millions d'euros. 30-35 millions d'euros. Effectivement, ces déviations de l'époque, aujourd'hui, on les chiffre plutôt à 50 à 60 millions d'euros. Et on connaît les raisons qui ont fait que les coûts ont explosé et que les contraintes ont augmenté. Ceci dit, pour parler de Vénaco et éventuellement des autres déviations, le projet de parking de Vénaco n'est pas un projet de parking, ce n'est pas un projet communal, c'est un projet de route. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'est plus capable, alors quand je dis on, vous n'êtes plus capable de faire ces infrastructures routières qui effectivement coûtent énormément d'argent. D'accord. Alors on ne peut pas aujourd'hui, à partir du moment où on sait qu'il y a des contraintes nationales et voire européennes sur ces infrastructures, on ne peut pas aujourd'hui mettre la charge de la traverse d'un village, puisqu'à la fin la solution qui nous reste, c'est celle-là, sur le dos du maire. C'est impossible. C'est impossible. Alors, à l'époque, effectivement, il y a eu une délibération qui était censée cadrer les règlements les règles d'utilisation donc des financements publics et qui a été faite parce qu'effectivement, il y avait eu des abus. Ok, c'était la délibération de 2019, mais c'est une délibération aujourd'hui qui est complètement obsolète. Pourquoi? Parce que les contraintes qui sont venues se greffer aujourd'hui font qu'on ne peut plus faire des contournements, donc on est obligé de faire des traverses. Et aujourd'hui, une traverse d'un village comme Vénaco, pour le connaître, et vous le connaissez tous, d'accord, c'est un village où si on ne fait pas de parking, il est impossible de sécuriser la traverse. Donc, je le répète une fois de plus, ce projet de traverse de Vénaco, comme d'autres, ce sont des projets territoriaux, d'accord, de sécurisation de RT qui traversent des communes qui, à l'époque, étaient traversées par des chèvres et des brebis et qui, aujourd'hui, sont traversées par des camions semi-remorques. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Cathy. Merci Madame la Présidente. Merci Louis de me donner l'occasion de m'exprimer notamment sur la communauté des communes de Pasquale-les-Bains. Alors Président, vous avez évoqué le débat d'orientation budgétaire, l'engagement pluriannuel de notre collectivité, les différentes masses qui vont être évoquées, la structure de la dette. Il y a pas mal de choses dans ce rapport. Simplement, je pense qu'on aurait pu, afin de sécuriser le parcours des communes, et je vais vous parler à ce titre du mécénat. Le mécénat, dans les petites communes, il n'y en a pas. C'est l'engagement quotidien des maires et c'est le quotidien des gens qui y vivent. Le préjudice, c'est ce qui
en fait, fragiliser la présentation de ce débat d'orientation budgétaire. Il aurait été important, pour sécuriser les maires, de faire apparaître, au-delà des grandes masses que vous avez évoquées dans cette présentation, de donner au moins le montant des individualisations qui devaient être pérennisées sur l'année et avec un détail. Lorsque, au sein d'une intercommunalité, on fait une présentation, on s'adresse à un public restreint, c'est vrai. Nous, on a quand même 42 maires et 42 conseillers communautaires. Et on essaye de leur donner une sécurité pour prévoir leur budget à venir. Et par exemple, tout à l'heure, ma collègue et amie m'expliquait que la communauté de communes, et vous l'avez vu, a fait un bon nombre d'efforts, notamment sur la gestion du tri, sur ces différentes orientations budgétaires. Et effectivement, ça nous a permis de nous tourner vers une aide que l'on peut apporter aux communes, notamment aux communes rurales qui ont des difficultés pour mobiliser même leur dotation quinquennale. Et actuellement, vous le savez, beaucoup de communes, au vu des propos qui ont été tenus dans cet hémicycle, ont peur et doivent finaliser leur budget et sont inquiètes sur les dotations quinquennales qu'elles peuvent ou pas mobiliser. Ce qu'il aurait été bien, c'était même dans cette présentation du débat d'orientation budgétaire, de présenter ces différentes lignes afin de les sécuriser. Je comprends bien et on est tous conscients des difficultés, vous l'avez évoqué, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau de cette Assemblée, mais aussi au niveau communal. On a d'énormes difficultés pour boucler nos budgets et pour autant, on a des projets structurants. On arrive sur une année charnière parce qu'après, l'année prochaine, on part vers peut-être d'autres mandatures ou d'autres élections. Et il aurait été bien de pouvoir sécuriser l'ensemble des élus et surtout les élus communaux. Et je pense que c'est une demande de l'ensemble des élus, de pouvoir les sécuriser sur l'avenir de la dotation quinquennale. Alors, vous l'avez évoqué, bien évidemment, dans plein de départements, agglomérations, etc., ils ont réduit l'aide aux communes. Et souvent, on demande beaucoup à la collectivité et l'État aussi, souvent, n'est pas présent pour aider nos communes. Mais pour autant, nous, on est des élus de la Corse et on est là pour aider les Corses et aider les gens qui y vivent. Et en matière de petites communes, 20% souvent c'est un investissement lourd et on n'arrive pas à mobiliser la dotation quinquennale. Alors je vous demanderai, Président, c'est vrai, de sécuriser, notamment dans votre discours, les attentes de bon nombre de maires qui attendent donc une réponse favorable au devenir de leur territoire. Merci. Merci, Cathy. Oui, Louis Pozzo-di-Borgo. En une seconde, simplement, j'ai manqué à tous mes devoirs. Remercier Alexandra Folach, qui n'est plus là, mais qui nous a accompagnés sur les exercices budgétaires tout au long de ces dernières années. Et remercier Marine Givas, avec qui j'ai pu travailler. Et voilà, simplement remercier les services pour la qualité du document. Et aussi saluer les étudiants de l'Université de Corse. Et je ne peux oublier de dire aussi le très fort soutien financier de notre collectivité à l'Université de Corse. Et ça, je pense que ça n'a pas été dit, on aurait dû le dire, ils étaient là, rappeler je crois, presque 70 millions d'euros qui sont mis à disposition de l'Université de Corse pour que cette belle université, justement, puisse continuer à fonctionner et à former notre jeunesse. Voilà, simplement, merci à l'administration et merci aux étudiants d'être ici. Bien, il reste du temps de parole. Oui, Paul Félix. Donc vous apprécierez le geste que je fais en faveur de votre repas. Non, oui, 2018, emprunt à zéro. Mais quand j'entends de mon ami, le président de la commission des finances, que je n'ai pas regardé qu'en 2019, il y a eu un emprunt à 50 millions d'euros, mais qu'il était en 2018, je me dis où je suis. Ça veut dire qu'on a donc différé des engagements de paiement factuel et réel de 2018 sur 2019 et qu'on y a affecté un emprunt en 2019. On est sur de la cavalerie caractérisée et sur le reproche fondamental que vous avez fait à l'époque à Paul Giacobbi. Donc je peux tout entendre, mais pas d'aussi grosses bêtises quand même. Ah, j'étais à la télé, peut-être que le son est différent. Mais, je veux dire, bon, il y a une réalité, c'est qu'à partir de 2018, il y a un point d'inflexion dans la politique territoriale. On a, par des emprunts courants, permis de maintenir un niveau
d'investissement à hauteur de l'ordre de 300 millions. Point. Le problème, c'est qu'en 2018, les intérêts, lorsqu'on contractualisait des emprunts, étaient des intérêts à taux marginal, pour certains inférieurs à 1% sur des durées de 30 ans, qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont au moins au quadruple et que le poids de la dette et du fonctionnement, qui impacte sur le fonctionnement, parce que là on discute d'intérêts qui ne sont pas rattachés sur le budget d'investissement, fait qu'il y a un mécanisme on n'a pas besoin, qui devient parasitaire et dangereux. Moi, je connais la réalité de la comptabilité. Tout ce que je dis, c'est qu'on est sur une logique qui est une descente progressive vers la zone de rupture de la règle d'or de la comptabilité publique et qu'il ne faut pas regarder strictement le taux de désendettement, il faut regarder la capacité de transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement qui, lui, diminue et va finir à arriver à une zone qui va tangenter les 60-65 millions d'euros et qui servira tout juste à équilibrer le besoin en cofinancement de la part stratégique fondamentale de l'entretien des biens territoriaux. Et ça veut dire que la part de l'emprunt, chaque année, elle va être incrémentée de 10 ou 15 millions d'euros. Donc, quelle est la trajectoire objective pour infléchir cette réalité inéluctable? Point. Moi, je voudrais avoir un tableur avec une vision, une programmation et une stratégie. Ça aurait dû être ça, un document d'orientation budgétaire. Parce que le budget, il va être le flash d'une situation annuelle instantanée. Il n'y a qu'un document d'orientation budgétaire qui peut permettre d'avoir une vision stratégique. Or, la projection qui est faite jusqu'à 2027, c'est une projection linéaire d'une continuité d'action de toutes les années antérieures. Je veux bien les incantations, le dire on va faire, mais rien que si demain le ministère du Travail ou de la fonction publique il vous donne une augmentation du point de 1,5% pour contrecarrer les logiques d'inflationnistes, et ça sera très probablement la réalité, ça va mettre un GVT sur la masse salariale de la CTC à 4%, et ce GVT à 4%, il va vous envoyer 20 millions d'euros dans la tête. Donc, comment on fait? Non, pour retrouver des voies vertueuses. Faites des audits internes sur les possibilités de mise en synergie des moyens, sur les possibilités de regroupement de certaines fonctions qui peuvent être fusionnées au niveau des offices et agences. Pourquoi est-ce qu'on va avoir un DRH dans chaque office et agence? Pourquoi on va avoir un seul car chacun va avoir son service des marchés, chacun va avoir son service administratif? Je pense qu'il y a des logiques. Pourquoi on n'étudie pas un regroupement sur un EPIC territorial qui, lui, serait décliné en établissement satellitaire, tout simplement pour que tous les EPIC puissent avoir le statut d'établissement public, industriel et commercial, échappent à la taxe sur les salaires et fassent économiser 5 millions d'euros par an. Où c'est écrit tout ça? Nulle part. Donc moi je vous le dis, je ferai autrement à votre place. Sainte. Juste deux mots vite fait pour réagir au dernier propos de Paul-Félix Bénédette, parce que ce qu'il a dit, c'est arrivé. C'est-à-dire que l'augmentation de la CNRC, aujourd'hui, elle porte un coup dur à la collectivité de Corse, à peu près 4,5 millions, mais elle porte un coup dur dans tous les satellites de la collectivité de Corse. Et à tel point qu'aujourd'hui, toutes les prévisions qu'on avait faites, elles sont bousculées par cette augmentation qui nous est imposée. Même si on a eu des trajectoires vertueuses, même si on n'a pas recruté, même si on a aujourd'hui, bien entendu, géré les départs à la retraite sans les remplacer, on se trouve devant le fait accompli sans avoir de solution, puisque cette augmentation-là, elles ont été imposées. Tous les efforts qui ont été faits à la collectivité de Corse, ils sont balayés d'une décision imposée par le gouvernement pour un montant de 4,5 millions d'euros. Tous les efforts qui sont faits aujourd'hui, par exemple au service d'incendie et de secours, ils sont balayés par une augmentation de 400 000 euros
qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que même si on avait fait l'effort de réduire aujourd'hui de 400 000 €, on se retrouve à zéro. Donc c'est sûr que ça, Paul Félix, demain, le point d'indice peut nous mettre en grande difficulté. Alors tant mieux pour les agents qui récupèrent du pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, l'équation, elle est quand même compliquée. Compliquée à la collectivité, compliquée parce qu'elle doit assumer aussi ses satellites. Le service d'incendie et secours, c'est la collectivité et les mairies qui, pour le coup, elles aussi, sont impactées doublement. Donc on est aujourd'hui à l'heure des choix. Le parking de Bain, la route de Castello de Rostino qui s'écroule, où je ne parle même pas de celle de Bizinc, où je ne parle même pas de l'intérieur chez nous. On est à l'heure des choix. Ou une caserne dans le rural pour secourir i nostri paesani. On est à l'heure des choix avec une démographie qui vient perturber aussi le social, les services de secours, avec un dérèglement climatique, un réchauffement climatique, un certain nombre de phénomènes qui nous arrivent, qui nous déstabilisent dans nos budgets. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on doit s'adapter. Alors moi, je suis toujours très optimiste. On s'adapte, on fait des choix, mais les choix, ils vont être quand même compliqués. Bah, moi, je n'interviendrai pas pour une route chez moi ou un parquet que ce soit. Moi, j'interviens pour que le rural, il soit au même niveau que l'urbain. J'interviens aussi pour qu'on ait les mêmes droits quand on est un militant du rural, qu'on décide de s'installer, de s'y vivre, d'y élever ses enfants, ou qu'on y est retraité. Ça, c'est ma priorité. Peut-être que ce n'est pas les mêmes que les autres. Et il n'y aura pas de mécénat, comme dit Cathy, puis que sont plutôt tutti graziati, mais c'est les militants du rural, des Socosimu, des Agorsiga Koulemu. C'est ça l'heure des choix aujourd'hui. Donc, bien entendu, Louis nous a fait une démonstration très technique, fait des comparaisons avec les autres collectivités qui sont tous dans les mêmes difficultés que nous. On a des choix à faire, faisons-les. Faisons-les aujourd'hui pour rester ce que nous sommes, parce qu'on ne pourra pas, je le dis, sans provocation, continuer à accueillir 5000 personnes par an sans que ça déstabilise à un moment donné ce qu'on est, sans que ça déstabilise nos budgets. Quels vont être nos choix? Donc on travaillera en commission des finances, on travaillera avec l'Assemblée, mais pour le coup, la trajectoire, elle est quand même assez claire, du moins pour la sensibilité que je représente. I nostri paesi, penso che non sono mai stati aiutati come li sono stati aiutati stannate noi insieme responsabilità, mai. Ogni comune ha potuto portare il suo budgetto, ogni comune, e quelli che sono i paesi che sono più vincolati, se li sono sempre arritti oggi, perché hanno avuto i mezzi di svilupparsi, hanno avuto i mezzi di fare strada, hanno avuto i mezzi di dare i suoi servizi pubblici. So più l'esempio di Aborta, un servizio pubblico di avere una caserna di spegni i fuochi. Penso che costi tutti questi paesi in giro, oggi, a si felicidade, non parlo di Galeria, e quelli che sono bananini, se non ci sono mica i mesi per fare questi servizi, non c'è più niente. Donc voilà ce que voulais dire presto. Jean-Christophe a demandé la parole, très court, puisqu'il a encore du temps de parole. C'est bon. Merci. Un mot très court pour ne pas laisser s'installer de faux débats ou là aussi des caricatures. Quand on parle de mécénat, entendons-nous bien. Bah, entendons-nous bien. Parce que je vois vite s'installer et partir on c'è carichi. No, mais, così digami intendo. Ma, e un altro on c'è disgraziati. Bon, comme si le monde il était ainsi fait. Bon, de quoi parle-t-on?
soyons précis. On part d'une proposition qui était au programme des élections territoriales de 2015, portée par Femois Goursiga, qui consistait à dire, 2015, déjà on y va, qui consistait à dire, il faut pouvoir émettre des titres qui bénéficient de taux de défiscalisation plus avantageux que ceux pratiqués sur le marché pour mobiliser tout ou partie de l'épargne populaire. Ça peut se traduire d'au moins deux manières. Première manière qu'évoquait Louis à grands traits, nous bénéficions d'un début d'autonomie et d'une évolution du droit fiscal appliqué à la collectivité qui nous permet de pratiquer ce genre de choses. Nous disons depuis le début que la collectivité gagnerait à expertiser le process, mais qu'elle ne le fait pas. Deuxièmement, de quoi est-ce que je vous ai parlé? Et je connais bien la réalité chez Cathy, à Bastia et ailleurs. Et elle n'est pas, au risque de tordre le cou à une idée reçue, très différente de celle de Mouratet, de Sota, de Précogne ou de Palavese. Bien sûr que Porto Vecchio est flux du tourisme, mais 60-65% du territoire Porto Vecchio, c'est de la ruralité. Et des villages qui, dans d'autres coins de Corse ou d'ailleurs, pourraient être des communes à part entière. Mouratet, où c'est 2000 habitants permanents, au moins. Bon. Donc, la deuxième idée, et j'en ai fini, c'est de dire rien n'interdit la collectivité de créer un fonds de dotation. Rien. Ni le droit, ni l'absence d'autonomie, ni la faiblesse de nos compétences en matière de fiscalité propre. Ce fonds, il nous permet de solliciter, et des tas de communes le font. Nous, on s'est inspiré de quoi? De ce qui a été fait pour les friches de la Belle de Mai, à Marseille, pour mettre en culture, avec un grand C, hein, pas en agriculture, cette zone-là. Bon. Et donc de solliciter des entreprises, des particuliers et un certain nombre de gens désireux d'investir dans le territoire, ce qui leur permet à eux de bénéficier d'un investissement défiscalisé et à nous des retombées, je dirais, de volumes financiers qui ne sont pas ponctionnés dans les caisses de l'État ou d'une autre collectivité locale. On ne le fait pas, mais ne venons pas dire, un, que parce que c'est les gens qui seraient plus ou moins riches, etc., et deux, que c'est le droit qui nous l'interdit. Le droit nous le permet, et ces 10 milliards, j'ai bien compris qu'ils n'étaient principalement pas en Castagnic ou ailleurs, mais ils existent, et sur un plan macro, je ne parle pas des territoires ou des EPCI, merci. Bien, qui d'autre souhaite intervenir? En orientation budgétaire, c'est bon? Ça vous vient? Ça vous convient? Très bien. Donc, bon, quoi qu'il en soit, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est des échanges techniques en commission des finances. Nous l'avions dit, il faut faire cette commission des finances, mais en mode, non pas effet de manche, en mode travail, dans les documents, avec toutes les possibilités de financement, différentes pistes ont été évoquées. Ce n'est pas ici qu'il faut le faire. Il faut qu'on travaille, comme on a travaillé, je dirais, presque cette nuit. Excusez-moi. C'est sous ces formats-là qu'il faut travailler, à d'autres heures, bien sûr. Donc moi, j'appelle à une réflexion globale, parce que tout le monde peut partager le constat de l'effet ciseau, de la raréfaction des moyens, de l'inflation, etc., etc. Ça impacte toutes les régions européennes, toutes les régions françaises, et avec les contraintes structurelles que nous avons, c'est amplifié. Voilà. Donc ça, c'est clair. Mais il faut qu'on y réfléchisse en mode véritablement travail, pas en mode diction uniquement. Donc moi, je souhaite que le président de la Commission des finances et en invitation, évidemment, sur la base d'une invitation du Conseil exécutif, on puisse travailler sur ce sujet-là. Voilà, je termine. Je passe la parole à Monsieur le président de l'ADEC. Merci, Présidente. Alors d'abord, en mode positif, hein, moi, ce que j'ai entendu là, il y a beaucoup de choses concrètement qu'on partage, de fait. Il y a beaucoup de choses, à la fois sur la vision
des recettes et de l'amélioration que sur l'investissement et même sur la politique de l'emprunt. Beaucoup de choses qu'on peut partager. Après, moi, ce que je regrette toujours, hein, et je reprends les propos de Jean-Christophe Angeline, les jeux de rôle, effectivement, ils ne devraient pas avoir lieu. Et aujourd'hui, on a aussi beaucoup de ça dans vos interventions. Malheureusement, on a encore beaucoup trop de postures. On ne peut pas arriver là et nous dire que la situation est à tel point dégradée, comme vous l'avez fait. Je ne pense pas que ce soit honnête et que ce soit conforme à la réalité. Et le message que l'on voit en Corse, je crois qu'il n'est pas à la hauteur aussi des enjeux de cette Assemblée quand on tient de propos comme ça. On ne peut pas laisser croire aussi que l'apocalypse arrive. On ne peut pas le dire, ça. Ça, ce n'est pas possible. Vous le savez, c'est infondé et ce n'est pas juste au regard, y compris de ce que nous avons proposé. Nous, on dit une chose. On dit la situation, elle est complexe, contrainte et difficile. Ça, c'est clair. Mais je reprends les propos de Louis. On ne va pas convoquer le passé, mais quand même, elle est quand même le fruit aussi de ce qu'on hérite. Elle est quand même le fruit de ce qu'on hérite. Il faut quand même qu'on se le dise. Je ne vais pas rentrer dans le détail, aussi bien sur la structure de nos recettes, aussi bien que sur nos dépenses d'investissement et aussi bien sur le niveau d'emprunt que l'on a aujourd'hui. Donc moi, je ne veux pas, on le ferme ce débat-là, on se projette sur l'avenir, c'est ce qui est intéressant. Et nous, me semble-t-il, dans une logique de sérieux, on prend en compte les difficultés, on prend en compte les risques qui sont devant nous et on dit, on s'adapte, on doit changer. Il faut, parce que les contraintes, elles sont là et on ne peut pas rester dans cette trajectoire. Moi, ça, je l'ai dit, on ne peut pas rester dans cette trajectoire parce que, effectivement, si on continue, la trajectoire, elle nous conduit aux pires difficultés. Donc, il faut pivoter. Et on propose. Ce qui est proposé aujourd'hui, je crois que c'est très clair. C'est une évolution qui commence par notre administration. Notre administration, Paul Félix, oui, elle doit, on l'a dit, évoluer, se modifier dans sa structure, dans ses méthodes, dans la production qu'elle peut avoir aujourd'hui au bénéfice, y compris de marge budgétaire. Il faut qu'on le fasse. Donc ça, c'est une proposition. On fait aussi, et c'est là qu'on a des points de désaccord, des propositions, effectivement, sur nos recettes de fonctionnement, parce qu'on considère que, on l'a tous dit ici, que c'est par le fonctionnement qu'on va réussir à reconstruire une épargne qui nous permettra d'améliorer et notre investissement et bien sûr la maîtrise de notre niveau d'emprunt. Donc ça, on le dit aussi. Alors j'entends dire des propositions qui me font sourire entre l'ancien maire et le nouveau de Portivec. D'un côté, il y a un appel, Georges, un appel à la rigueur absolue sur certainement complémentaire, sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. On n'en fait pas assez, il en faudrait en faire plus, etc. Avec humour, Georges, vous avez été en situation d'exécutif. Vous savez que ces reproches que vous nous avez fait un peu facilement, c'est les reproches que toute opposition dans la facilité font à la majorité. Et vous les avez subis à la fois sur le fait que vous ne faisiez pas assez vous ne maîtrisez pas assez vos dépenses, et à la fois parce que vous ne gériez pas assez bien vos dépenses de personnel et votre RH. Alors le faire de manière un peu simple, comme vous l'avez fait aujourd'hui, me semble pas au niveau. Jean-Christophe, de la même façon, vous nous dites, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Mais nous, on croit qu'on vous a proposé un schéma, y compris dans les propos que j'ai tenus, qui sera suivi, évalué, qui nous permettront de voir si on ne tiendra pas. On travaille et on propose ce schéma-là qui doit nous permettre d'améliorer, de nous améliorer et de préserver à la fois notre capacité d'investissement et notre niveau d'emprunt. Donc, nous, sur ces aspects-là, nous sommes très clairs. Et si on l'a fait, c'est qu'on est en volonté et en capacité de vous dire que nous tiendrons. Sur les recettes de fonctionnement, notamment, on est aussi d'accord. On fait le constat qu'aujourd'hui, sur ces domaines-là, il y a une fragilité parce que les contraintes, y compris exogènes, qui nous frappent, nous obligent à réduire la voilure, mais on fait aussi le constat qu'on doit s'améliorer et que l'on doit aller, bien entendu, se diversifier, aller chercher d'autres modes de recettes, réfléchir à la mobilisation de l'épargne. Ce sont des choses sur lesquelles on a des points de consensus. Simplement, il faut qu'on y travaille, et vous le savez comme moi, que c'est lié soit au cadre normatif, soit à des travaux qui sont plutôt longs à mener, mais qui peuvent être
aborder, travailler en commission des finances. Ce sont des sujets où on peut travailler ensemble. Sur la partie investissement, puisqu'il y a eu un certain nombre de critiques. Nous vous proposons un niveau d'investissement que nous considérons aujourd'hui comme élevé, malgré la baisse, mais je vous ai aussi expliqué que cette baisse pour deux régions. Sur cet investissement, il y a tout le volet d'aide au territoire. Et je veux le répéter ici, parce qu'il y a une question notamment qui nous a été posée par Mme Cognette, pour savoir si nous étions, et aussi soulevée, je crois, par Paul Félix, si nous étions en capacité d'honorer les subventions qui étaient, notamment la dotation quinquennale, qui était demandée par les communes. Moi, je vais vous répéter, toutes les demandes qui ont été faites sur la DQ seront honorées. Simplement, vous le savez comme moi, nous sommes en fin de période de DQ et que naturellement, en fin de période, il y a une inflation de demande dans la deuxième partie, le deuxième semestre de la dernière année, ce qui s'est produit, ce qui nous oblige aujourd'hui tout simplement, dans la phase d'instruction, de devoir prendre un peu plus de temps pour notifier aux communes leur arrêté de subvention. Mais nous l'avons dit au maire, nous l'avons dit au président de communauté de communes, nous l'avons dit en chambre de territoire. Et, bon, de ce côté-là, il faut être extrêmement rassurant. Et je vous ai expliqué aussi tout à l'heure qu'il y aura bien une dotation quinquennale à hauteur de 25 millions. Sur la deuxième partie de choix qui ont été faits sur le financement de notre investissement. Vous l'avez dit, Paul Félix. Effectivement, on fait appel à l'emprunt aujourd'hui pour financer nos investissements. On le fait plus aujourd'hui que l'on a eu fait par le passé, mais je crois qu'on le fait comme le font toutes les collectivités de la même strate que nous. Ça, c'est une réalité. Est-ce que l'on doit faire mieux? Bien sûr qu'on doit faire mieux. Et ça me permet de rebondir sur la mobilisation du FEDER. Donc, vous savez, qui est pour nous aussi un outil de financement, notamment pour nos investissements. Jean-Christophe, d'abord, regardez ce qui s'est passé sur la programmation précédente. Premier niveau, vous le savez, on a presque surconsommé. Aucun dégagement d'office, un exercice qui a été extrêmement efficace. 117 millions, absolument, 117 millions. Qu'à ces 117 millions, nous avons mobilisé 37 millions sur REACT-EU, que nous avons aussi engagés et qui seront dépensés. Donc, forme d'efficacité. Aujourd'hui, sur la nouvelle programmation, alors vous nous dites, vous sous-consommez. Mais moi, je vous réponds quand même, on est à mi-parcours. Nous sommes à mi-parcours. Et vous savez que c'est Louis qui le précisait tout à l'heure, il y a la montée en charge des projets, etc., qui fait que nous allons consommer sur la deuxième partie qui commence aujourd'hui. Et en même temps que nous allons réussir à consommer l'enveloppe FEDER, on va produire mécaniquement des recettes supplémentaires pour notre collectivité de Corse, qui va venir financer notamment le volet investissement et qui va nous permettre, Paul Félix, d'inverser notre trajectoire de mobilisation de l'emprunt. Nous ne disons pas que aujourd'hui, notre niveau d'emprunt, oui, nous disons qu'il est acceptable, mais nous disons que notre trajectoire d'emprunt, elle doit se modifier. C'est ce que nous disons et c'est ce que nous faisons. Et nous le ferons, y compris en mobilisant le FEDER. L'engagement que nous avons, c'est de réduire, et c'est traduit dans les documents qu'on vous présente, ce niveau d'emprunt à en dessous 120 millions par an en 2027 et poursuivre cette trajectoire pour tomber à 110 millions, parce que nous considérons qu'il faut être dans ce niveau d'épure pour être en sécurité, pour mettre en sécurité le budget de notre collectivité. Et Paul Félix, vous ne pouvez pas faire une simulation à partir de la situation d'aujourd'hui et projeter cette situation comme si rien n'était fait pour que les choses évoluent. Ce n'est pas possible, ça, puisqu'on vous propose une évolution. Intégrez la proposition et vos projections, elles tiennent plus. Elles ne tiennent plus. Elles ne tiennent plus. Donc, je voudrais vous dire simplement, y compris sur le niveau d'investissement, ce que vous devez intégrer, c'est la réponse que je voudrais faire aussi à M. Saville tout à l'heure, ce que vous devez intégrer, et à Georges Mail, c'est le niveau de dépenses par habitant que réalise notre collectivité en investissement.
c'est 495 € par habitant. Alors que les régions et départements pris ensemble ne réalisent que 204 € par habitant. Donc vous voyez là l'effort qui est particulier, qui est dû aux déséquilibres territoriaux qui sont les nôtres, mais qui démontre aujourd'hui l'impact de l'investissement dans les territoires. Pour autant, le débat tournait autour de Benagou, d'un certain nombre de déviations, Olmeto, Santa Lucia di Portivetti, l'Isola. On voit bien qu'aujourd'hui, ces grandes opérations, pour les mener à bien, dans la contrainte budgétaire que la nôtre, si on ne se met pas autour de la table avec l'État pour négocier un fonds de financement territorial spécifique pour ces grandes opérations, on voit bien la difficulté. Et c'est ça aussi l'enjeu du pacte budgétaire et financier. On a besoin aujourd'hui de poser les choses, y compris avec l'État comme partenaire, sur ces opérations, ces grandes opérations structurantes. Je terminerai simplement, pour reprendre ce qui a été dit par Louis Pozzoli-Borg, par la présidente dans la fin de son intervention. Nous ne sommes pas là dans une vision ni dogmatique, ni de posture politique. On vous le dit, la situation, on a conscience qu'elle est complexe, qu'elle est difficile. On vous propose un travail en commun, non pas pour essayer de vous induire dans un quelconque partage de responsabilités sur des sujets qui sont complexes, difficiles, mais pour voir ensemble, vous écouter, voir ensemble si on peut construire ce chemin-là et si on peut aborder les problématiques à la fois de préparation budgétaire, mais je vous le disais, des problématiques thématiques comme le niveau de mobilisation des stocks, comme les questions de fiscalité qui seront posées, qui nous seront posées, qui nous sont posées régulièrement, comme le niveau de financement des communes et des intercommunalités. Donc, je pense que ce sont des sujets qu'on peut travailler ensemble en commission des finances et je réitère, Monsieur le Président, ma proposition à ce que nous organisions dans les 15 jours à venir une première réunion de travail à cet effet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pas d'autres interventions? Non, normalement, non. Intervention de l'exécutif. Donc moi, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des intervenantes. C'est à Monsieur le Président maintenant de conclure. Il n'y a plus d'intervention là. Allez-y. Remercier les intervenantes et intervenants pour la qualité de leur prise de parole et de leurs arguments. Saluer et remercier également Gilles Giovanangeli et les services qui ont travaillé sur ce document et à la stratégie qui la sous-tend. Bien sûr, Mme Folacci, anciennement DGA, il y a aujourd'hui Marianne Givas, Mathieu qui doit être derrière, je salue, et celles et ceux qui travaillent sur un objet qui est difficile. Moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, mais je veux dire, puisqu'on est écouté aujourd'hui, et aussi parce que c'est créé un climat anxiogène, mais j'ai envie de dire qu'il n'est pas propre à la Corse. Un climat anxiogène sur la situation budgétaire et sur la capacité et de l'État et des collectivités à assumer l'essentiel, c'est une question qui se pose partout. Et bien sûr, et parce que c'est la politique, elle peut être aussi aiguisée, cette question, dans le cadre de confrontation entre les majorités et les oppositions. Moi, je crois que, au-delà des arguments techniques qui étaient tous globalement exacts, simplement, c'est la perspective depuis laquelle on se place pour hiérarchiser la présentation des arguments. Je crois qu'il faut tenir aux Corses et à l'ensemble des partenaires de la collectivité de Corse un discours qui est celui de la clarté et de la vérité. Premier point, oui, nous sommes sur une trajectoire qui, globalement, est une trajectoire qui n'est pas satisfaisante et qui peut même devenir, à moyen terme, une trajectoire dangereuse si rien n'est fait pour la corriger. Il faut le dire. Et c'est précisément parce que nous le disons et que nous le savons que nous proposons, et depuis longtemps, mais avec un volontarisme accru aujourd'hui, de corriger cette trajectoire. La trajectoire
difficile. Nous disons, ça c'est la majorité qui parle, mais avec les pièces à l'appui, qu'elle est due pour l'essentiel soit à des facteurs structurels concernant la structure du budget de la collectivité de Corse, soit à des facteurs exogènes. Premièrement, les facteurs structurels, et nous l'avons dit souvent ensemble, peut-être avec une intensité différente en fonction des périodes, mais quelles qu'aient été les majorités depuis 2015 et les oppositions, nous avons toujours dit qu'il fallait changer la structure du budget de la collectivité de Corse, parce que quels que soient les efforts qui peuvent être faits, structurellement aujourd'hui, la collectivité de Corse n'a pas les moyens budgétaires et financiers de répondre aux besoins de la Corse et des Corses. Ça, c'est une certitude. Premièrement, sur les dépenses. Dépenses de fonctionnement, ça a été dit, elles sont rigides. Entre le moment où est prise une décision pour corriger la trajectoire en matière de dépenses de fonctionnement, produit des effets, il y a un temps d'inertie important. La structure de nos dépenses de fonctionnement, ça a été dit, mais je veux le redire, que tout le monde l'entende, c'est d'abord les dépenses sociales. Dépenses sociales, 220 millions d'euros. Ce qui se passe pour tous les départements de France, qui exercent les mêmes compétences que les nôtres, c'est que la trajectoire, c'est un effet ciseau. Les dépenses sociales augmentent et les recettes transférées par l'État stagnent, ou en tout cas n'augmentent pas au rythme des dépenses. Donc, tous les départements de France, aujourd'hui, et donc la collectivité de Corse, est prise dans cette trajectoire, avec chez nous des facteurs aggravants. Quels sont les facteurs aggravants chez nous? Le vieillissement de la population, premièrement, sans équivalent dans le territoire métropolitain. Deuxièmement, l'augmentation de la population. Beaucoup des gens qui arrivent ici sont des gens qui sont en situation de précarité ou de très grande précarité. Et il en arrive beaucoup plus que sur n'importe quel autre territoire. Donc l'effet ciseau sur les dépenses de fonctionnement poste énorme. C'est un effet ciseau majoré par rapport au département. Et lorsque nous travaillons, dans le cadre des groupes de travail qui ont commencé il y a 18 mois, pour diminuer la dépense de fonctionnement en matière sociale, c'est un véritable casse-tête. Parce que, y compris les partenaires que nous aidons, celles et ceux qui s'occupent des personnes âgées, l'explosion de l'aide à l'enfance. Quand on fait un choix politique, de dire notre politique de l'enfance, pour nous, c'est une politique centrale, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Ce sont des politiques qui, d'un point de vue budgétaire, sont inflationnistes. Donc, cette trajectoire de dépenses-là, objectivement, elle nous contraint énormément. Deuxième poste de dépense, partout, et vous le savez, c'est le 0,12. Le 0,12, il existe partout, il existe chez nous aussi, avec des contraintes liées à l'histoire de la collectivité. Toutes les collectivités qui ont fusionné, dans les premières années de leur fusion, ont eu un effet inflationniste sur leur 0,12, dans la mesure où l'alignement des régimes indemnitaires se fait, non pas systématiquement au plus haut, mais se fait sur une moyenne la plus avantageuse. Et nous l'avons validé ensemble. Et là aussi, je dirais, nous sommes totalement dépendants des décisions extérieures. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises par l'État et qui doivent être assumées par la collectivité de Corse, y compris sur le 0,12, nous conduisent, ça a été dit par Louis, mécaniquement au-dessus de l'augmentation dans laquelle nous devrions rester. Mécaniquement, sans que nous ne puissions rien y faire, en répercutant simplement et avec un effet qui n'existe pas dans les autres collectivités, que nous avons également des organismes satellites, et je prends par exemple les 6 de B et de A. 6 de B et de A, vous le savez, 80% du fonctionnement, c'est la collectivité de Corse, c'est une dépense de fonctionnement pour l'essentiel. Lorsqu'on répercute
Bien, la hausse du 0,12 dans le 6,2A, 2B, malgré les efforts qui sont faits par les deux présidents, eh bien, mécaniquement, le prix de l'essence, la prime du feu, la multiplication des interventions, l'augmentation de la population, les changements climatiques avec des incendies, y compris l'hiver, etc., eh bien, vous explosez votre 0,12. Donc, et le dernier point, la contrainte qui n'existe pas ailleurs, sur nos dépenses de fonctionnement, c'est la dotation de continuité territoriale, c'est une dépense de fonctionnement. Nous avons eu aujourd'hui, je comprends l'inquiétude des communes, mais la difficulté qui existe partout, chez nous, elle est majorée. On a oublié, parce qu'on s'en est sorti encore cette fois-ci grâce à une mobilisation politique, sociale, etc., et qu'on a eu, au tout dernier moment, un accord de principe informulé de la part de Mme Vautrin à l'époque, et une décision du ministre Rebsamen. Mais jusqu'au tout dernier moment, on ne savait pas si on allait avoir les 50 millions de dotation de continuité territoriale. Si on n'a pas les 50 millions de dotation de continuité territoriale, qu'est-ce qu'on fait? On diminue le périmètre de la délégation de service public, on augmente le prix des billets d'avion, on paye avec le budget général de la collectivité de Corse, comme on l'a fait, Georges, parce que une année, le différentiel, c'est là qu'on a mangé 40 millions d'euros. Le bas de laine que nous avions précautionneusement constitué, il a été mangé pour compenser le fait qu'en 2023, eh bien, nous n'ayons pas eu cet abondement exceptionnel. Et cette inquiétude, et je termine, elle est passée pour cette année, mais elle persiste pour les années à venir. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas eu la garantie du gouvernement, non seulement que la dotation de continuité territoriale serait réindexée, mais même qu'elle serait réabondée. C'est-à-dire qu'on commence chaque exercice budgétaire avec potentiellement moins 50 ou moins 55 millions. Et il n'y a plus de reliquat depuis longtemps, Georges. Il n'y a plus de reliquat depuis longtemps. Alors, une fois qu'on a dit ça, les recettes, on l'a toujours dit, j'ai le souvenir, y compris de Xavier Lacombe. Qu'est-ce que c'est qui nous a dopés? Ça a été l'augmentation drastique des DMTO et du tabac. Et aujourd'hui, ces recettes dont Gilles nous a dit qu'elles étaient extrêmement volatiles, elles stagnent, ou en tout cas, elles n'augmentent plus dans les mêmes proportions. Et bien sûr, nous avons fait le choix de maintenir un haut niveau d'investissement par rapport aux besoins de la Corse. Par rapport aux besoins de la Corse. Mais à partir du moment où vos recettes diminuent et que vous ne voulez pas dégrader votre emprunt, le seul moyen pour financer, c'est de consommer votre épargne. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors oui, si on continue comme ça, qu'on n'arrive pas à contenir plus fortement les dépenses, qu'on n'arrive pas à avoir de nouvelles recettes, qu'on ne reconstitue pas notre épargne, qu'on ne priorise pas nos investissements, nous allons être dans une situation qui sera très dégradée. Et j'ai envie de vous dire, nous pourrions faire semblant de ne rien voir. Vous nous le rappelleriez au moment des exercices budgétaires. Mais le chemin que nous proposons n'est pas un chemin de facilité, y compris, et je termine, parce qu'il faut intégrer que le contexte budgétaire contraint, il est au minimum sur 3 ans de la part de l'État. Vous avez écouté les débats à l'Assemblée nationale. Vous savez que si l'effort a été fait, in fine, de diminuer de moitié la contribution qui a été demandée aux collectivités locales, c'est parce que c'était une des conditions sine qua non pour que la motion de censure ne passe pas. Mais vous avez entendu également le Premier ministre dire l'effort qui sera demandé en 2026 sera plus important que celui qui est demandé en 2025. Et même chose pour 2027. Et par exemple, l'augmentation des caisses nous l'inscrit tout de suite. Donc nous, aujourd'hui, on est obligé de se situer dans le cadre d'une gestion d'anticipation, dans une situation où cette équation globale ne serait pas modifiée à la hausse. Et donc nous devons prendre des décisions importantes
des décisions importantes pour contenir le 0,12, pour réorganiser, y compris l'administration, pour réorganiser certainement les agences et offices, mais je me tourne un instant vers Paul Félix. Le problème de la taxe sur les salaires qu'on paye, pas d'hier qu'on a identifié. Vous pensez bien, Paul Félix, que s'il était aussi facile de se dire on fait un seul établissement public qui chapeaute tous les autres, s'il était aussi facile de mutualiser le DRH entre l'office hydraulique et l'office des transports, il n'y en a pas de DRH, l'office des transports, mais enfin bon, et l'office de l'environnement, etc., je veux dire, vous savez bien la réalité qu'il y a derrière, les réalités humaines, les réalités syndicales. Vous savez bien qu'on est obligé d'attendre notamment les départs à la retraite pour réorganiser. Vous savez bien qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de réorganisation de l'organigramme, ça veut dire que des fonctionnaires de la collectivité s'inquiètent. Parce que lorsque vous avez créé un organigramme, par exemple, dit en râteau au moment de la fusion, et que vous avez conservé 3 directeurs adjoints avec un niveau de rémunération qui était celui de directeur dans la collectivité qui a fusionné, et que vous dites, eh bien, on va fusionner, il n'y aura plus qu'un directeur, et peut-être plus de directeurs adjoints. Les gens vous disent, mais qu'est-ce que je deviens? Et que vous devez bien sûr leur répondre, parce qu'il y a un certain nombre de droits acquis. Donc, les décisions que nous allons prendre sont des décisions qui sont difficiles, et qu'il faudra prendre dans la concertation avec les organisations syndicales. Mais nous allons le faire. Et vous avez raison, et là je vous pose la question de la méthode. Vous ne pouvez pas, à mon avis, nous dire en même temps, et vous avez le droit de nous le dire, c'est vous qui êtes la majorité, prenez vos responsabilités et décidez. Nous, on les prendra, nos responsabilités. Ce qu'on vous propose, c'est de dire, puisque vous avez des idées, et manifestement vous avez des idées, souvent, me semble-t-il, ce sont des idées que nous partageons, est-ce que vous voulez qu'on en discute avant de prendre les décisions? Est-ce que vous êtes prêts à venir, notamment dans le cas de la Commission des finances? Eh bien, donc, moi j'en prends acte. On va le faire, on vous le propose. Et toutes ces idées-là, parce que quand on va prendre les décisions, ce sont des décisions qui vont être prises pour l'intérêt des fonctionnaires, pour l'intérêt de l'institution et pour l'intérêt des Corses. Je termine sur les dépenses. Un mot sur les fonds européens. La présentation, justement, je pense qu'elle était trop manichéenne de votre part. D'abord, constater que, y compris si notre service est sous-dimensionné par rapport au service des affaires européennes de beaucoup de régions, rendre hommage à celles et ceux qui l'ont fait tourner. Je veux dire, sur la période, ça a été dit, 117 millions sur consommation, malgré toutes les contraintes technocratiques que vous connaissez. Le REACT-EU, on est allé chercher, on a ouvert l'ODARC, toutes les agences et offices, on a financé de façon intelligente, on a consommé 37 millions, donc là c'est bien. Aujourd'hui, il y a un point de vigilance et un point d'inquiétude. La sous-consommation ne dépend pas exclusivement de la collectivité de Corse. Il y a un problème d'ingénierie. Un exemple, un point complémentaire que vous n'avez pas évoqué. Si nous sommes aujourd'hui dans la queue de peloton, nous y sommes avec d'autres régions qui sont notamment les régions ultrapériphériques. C'est-à-dire que ce sont les régions qui ont les plus fortes contraintes, y compris en termes d'insularité, d'éloignement, de faiblesse du marché intérieur, de faiblesse des acteurs, qui se trouvent en situation de sous-consommation potentielle. Et donc oui, bien sûr, il faudrait renforcer l'ingénierie au service des porteurs de projets. Et on se rappelle combien on a été embêté dans un certain nombre d'affaires. Sauf qu'on se retrouve dans la quadrature du cercle. Comment on recrute? Où est-ce qu'on fait venir nos priorités? Parce qu'un certain nombre de secteurs aujourd'hui sont en souffrance à la collectivité de Corse. Donc vous voyez bien qu'on est en difficulté. Alors je termine. Vous nous avez invités à le faire. Moi je crois que le discours de vérité, oui, rassurer également. Les maires, par exemple, et les acteurs culturels. Je commence par les acteurs culturels. Ils se sont émus dans la presse, et on les comprend. Nous, on n'avait pas de visibilité, il y a de leur part une volonté de savoir, parce que là, comme ailleurs, on programme par anticipation.
on programme les festivités, on programme les événements, etc., etc. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choix politiques. Prendre un exemple pour caricaturer, me tournant vers le groupe de droite, notre collègue et ami, Mme Morancé, l'égérie de la coupe dans les dépenses de fonctionnement. Vous avez vu ce qu'elle a fait, la présidente de la région du Pays de Loire. Elle a dit, il y a des gens qui sont subventionnés, gavés d'argent public, etc., notamment la culture, les associations, etc., ils n'ont qu'à faire sans nous. Elle a tout coupé. C'est l'Elon Musk de la Loire. Bon. Je sais que la droite ici n'est pas ses positions, en aucun cas. Et nous, on a un choix politique qu'on assume, y compris en écho avec notre débat d'hier. La culture, elle est un élément fondamental du rempart qu'il faut construire contre la déstructuration. Une fois que j'ai dit ça, je dis aussi aux acteurs culturels, cette année, on ne sera peut-être pas au même niveau d'aide. Et je leur ai déjà dit. Parce que quand tout le monde diminue, eh ben, on diminue nous aussi, et nos partenaires, il faut qu'ils diminuent aussi. On ne peut pas demander à la collectivité de Corse de faire des efforts sur elle-même et être soi-même sur une trajectoire qui ne change pas. L'effort, il faut qu'il soit partagé. Ce qui n'est pas possible, c'est d'avoir une décision verticale de notre part. Ce qui n'est pas possible, c'est de laisser les partenaires dans l'insécurité. Par contre, ce qui est indispensable, c'est de construire une trajectoire partagée, si possible pluriannuelle, qui donne de la visibilité et dans laquelle chacun fait sa part d'effort. Ça, on va le faire avec les associations culturelles et on va le faire avec tout le monde et on va le faire bien évidemment avec les communes. Là aussi, et je termine, les maires nous ont écrit, les maires du Baudio nous ont écrit, les maires du Baudio se proposent, c'est une autorité publique, certains, de faire une conférence de presse dimanche. Moi, je respecte ces positions. Après, il y a la réalité de ce que nous avons fait et de ce que nous faisons. Ça a été dit par Sainte-Vagne. On a porté en volume l'aide aux communes à un niveau qui n'a jamais existé auparavant, y compris à euro constant, etc. Ça, c'est une. 2, on a mis de l'équité et de la transparence renforcée par rapport aux situations antérieures, vous le savez. 3, on a créé de nouveaux instruments. Le Fonds de solidarité territoriale, le Fonds de territorialisation, le Fonds PAES, qui ne fonctionne pas sur des subventions, mais qui fonctionne sur une logique d'appel à projet, avec de l'argent qui est en permanence réinvesti. Nous avons mis en place un règlement, vous le savez, qui n'existe nulle part ailleurs et qui fait qu'une commune, aujourd'hui, elle peut être aidée sur une opération à 80% sur l'acquisition du terrain, à 80% sur la construction d'un logement d'habitation locatif, et la personne qui achète, si c'est un primo-accédant, avec une aide qui va jusqu'à 30 000 €. Il n'y a personne qui fait ça. Personne, nulle part. Bon. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a créé un besoin et une attente. Parce que si nos efforts sont considérables, ils restent inférieurs aux besoins. On a aidé à créer 800 logements avec tout ça. 800 logements, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Et puis, la dernière difficulté, c'est qu'on n'a pas capé les dispositifs. Et que donc là, comme pour l'office foncier, eh bien là où vous aviez 5 demandes avant, maintenant vous en avez 15, vous en avez 25, vous en avez 30. Je prends l'exemple du règlement. Quand il a commencé il y a 4 ans, c'était 8 ou 9 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 20 millions d'euros. Donc, à un moment donné, avec les maires, il faut bien qu'on se dise, on met le pied sur le frein, on réfléchit. Qu'est-ce que sont vos priorités? Et on va faire ça comme ça. Et dans ces priorités, ce qui nous remonte de façon systématique, c'est la dotation quinquennale. Sur le reste, je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts. Nous, on a des propositions à faire. On souhaiterait, mais ça sera à discuter, que la dotation quinquennale, elle soit sans doute gérée de façon pluriannuelle, de façon plus satisfaisante, vous le savez. Peut-être qu'elle serve plus sur des dépenses structurelles, sauf que les maires ont pris une habitude, ils considèrent que c'est un droit de tirage, et que c'est finalement la dotation quinquennale ce qu'on peut mobiliser quand ailleurs c'est trop compliqué, etc., qu'on a une opération. Donc nous, on ne va pas remettre en cause ce dispositif. La dernière chose qu'on dit, ça a été dit, c'est qu'en fin de mandature, c'est difficile d'avoir de la prévisibilité.
Et c'est vrai que si on n'est pas attentif, on peut être dans une logique de cavalerie, parce qu'on a cette année, à quelques mois de la fin du mandat, eh bien, tous ceux qui n'avaient pas consommé la totalité de leur dotation quinquennale, qui ont fait rentrer des demandes, et de façon très accélérée, mais y compris derrière avec un effet de déséquilibre sur notre année budgétaire. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que nous allons régler la totalité de ce qui est arrivé dans la durée de l'exercice, que nous allons avoir un budget primitif à voter en mars, que nous allons tout faire pour voter un budget 2026 à la fin de l'année et que nous proposerons aux maires de partir sur un exercice nouveau à partir de l'année. Donc on va payer tout ce qu'il y a à payer. Il y aura une enveloppe de dotation quinquennale pour cette année qui permettra de traiter les dossiers. On ne sera peut-être pas dans le même volume que sur une année moyenne. On discutera avec les maires. Et parallèlement, on travaille à une révision du règlement qui va nous permettre, à la fin de l'année, eh bien, d'aller sur une dotation quinquennale sur 6 ans, les 6 années du mandat. C'est en tout cas les idées qu'on a mis en discussion. Donc voilà, moi je termine. La situation, elle n'est pas facile. C'est normal quand on est de l'opposition de critiquer et d'appuyer là où ça fait mal. Nous, on a la volonté de corriger cela. Après, sur les financements extérieurs, bon, le fonds de dotation, c'est marginal sur le mécénat. On discute de choses qui sont tout à fait marginales. Un grand emprunt, on en a parlé souvent, on n'a pas la possibilité aujourd'hui de le faire seul, vous le savez. La création d'un outil financier dédié, on travaille dessus, la DEC a travaillé dessus, etc. Mieux mobiliser les crédits européens, oui, il va falloir réfléchir pour nous et pour les autres, c'est une évidence. Mieux assurer les recettes sectorielles, ce sont des choix qu'il faut faire. Je rappelle aussi que quand on est en maîtrise d'ouvrage délégué, ça veut dire que c'est la commune qu'on aide qui porte l'opération, y compris, ça a été dit sur le FCTVA, etc. Donc voilà, toutes ces pistes de travail, elles sont posées. Si vous souhaitez qu'on en parle, y compris avant les décisions essentielles, nous sommes à votre disposition. Si vous pensez que votre rôle, surtout au moment politique que nous vivons, c'est de rester sur le bord, c'est-à-dire à la place de l'opposition, de nous laisser faire les choix et puis ensuite éventuellement de critiquer, nous assumerons nos responsabilités. Moi, je préférais, je vous le dis et je vous le répète, qu'on puisse aller le plus loin possible dans la discussion et dans le partage. Je prends l'exemple des routes. On ne peut plus s'enfermer dans une discussion technique. Moi, si je voulais, Jean-Christophe, Angelini, si je voulais passer le rapport d'information, ce n'est pas pour être dans des rapports d'information qui ne nous permettent pas de décider. C'est parce que, par exemple, l'opération de Santa Lucia di Burtivici, c'est une opération structurante, vous le savez, elle a été portée à l'époque par Valina Borromei. On a beaucoup travaillé et on avance. Par contre, on avance en temps masqué. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, si on additionne des grandes opérations structurantes qui sont restées pour des raisons X, Y ou Z dans les cartons et qui aujourd'hui ne peuvent plus être soit conservées dans la forme antérieure, exemple le Venaco, soit être financées. À un moment donné, quand on va aller discuter avec l'État, y compris avec une PPI qui va être débattue et amendée et validée par l'Assemblée de Corse, peut-être qu'il faudra qu'on dise qu'il faut un fonds dédié pour des grosses opérations qui n'ont jamais été traitées. Par exemple, Olmet, Santa Lucia di Burtivici, éventuellement Venaco. Nous, on vous propose de faire ça. C'est l'intérêt de tout le monde de le faire. Si vous acceptez de le faire, on commence la semaine prochaine. Alors, on commence la semaine prochaine, ma mica des jours et d'Isère, Pepiagé. Moi, je suis d'accord. Bien. Donc, on va vous demander de prendre acte de ces orientations budgétaires. Merci. On bouge à des mica, Pepiagé, Paul Félix. Stop. Top. Bien, merci. 2 minutes pour que ça se passe mieux après. Je demande à l'exécutif, il y a un rapport sur une taxe. Après, très bien. Ensuite, nous avons, vous le savez, la procédure de renouvellement de la commission permanente, qui est annuelle. Donc, soit il y a une phase, soit on est en mode consensuel, soit on n'est pas en mode consensuel. Si on est en mode consensuel, j'ouvre là, au moment où on se parle, la campagne pour le renouvellement de la commission permanente. Vous avez 1 heure, pas maintenant, pas de commentaires. Vous avez 1 heure, c'est-à-dire après le déjeuner, pour me dire s'il y a une liste unique ou s'il y a plusieurs listes. S'il y a plusieurs listes, on passe en mode
non plus campagne, mais en mode élection. Bien, donc ça vous me direz, il y aura des désignations aussi à faire, plusieurs, et une qui va venir se surajouter, impérativement parce que les organismes, les satellites et autres ont besoin qu'il y ait tous les représentants qui soient désignés, d'autant qu'il y a de nouvelles personnes en plus qui sont arrivées que l'on doit inscrire dans les groupes, nous en avons fait part, il faut les inscrire dans les commissions aussi. Que vous dire d'autre? Je crois que nous sommes bons. J'ai fait partir aussi le recueil de tous les amendements au rapport sur les pratiques mafieuses. Vous l'avez? Parfait. Donc, ceux qui décident de ne pas manger peuvent examiner la liste des amendements. Bon appétit. Rendez-vous dans l'hémicycle dans 1 heure maximum. Hein, mais c'est prévu, on est sur place. Mandia d'aiguille, c'est beau l'aide.
hier sont apparus plusieurs amendements, plusieurs dizaines d'amendements, 62 au total, conformément au travail que nous avions réalisé en amont dans le cadre de ce travail sur les pratiques mafieuses. Nous avons continué à travailler en commission permanente, élargie aux présidents de groupe et même à certains autres élus. Nous avons analysé les 62 amendements tout au long de la nuit jusque tôt ce matin. Moi, je peux me dire satisfaite du travail qui a été réalisé, qui est un véritable travail parlementaire, mais qui m'amènera aussi à vous faire des propositions ultérieurement sur le plan organisationnel. Ce n'est pas le moment d'en discuter ici. Je crois que sur les méthodes de travail, il faudra revoir les choses. En tout cas, sur le fond politique, de véritables échanges ont lieu. C'est pour ça d'ailleurs que nous y avons passé la nuit. Pas forcément parce que nous n'étions pas d'accord, mais parce qu'à chaque fois, nous avons essayé de trouver un point d'équilibre entre toutes les propositions qui, parfois, étaient multiples sur un même alinéa. Donc il y a eu véritablement un travail conjoint. Le recueil des amendements que vous avez donc est le recueil total avec, vous le verrez, des amendements qui sont tombés, qui ont été certains retirés. D'autres, et beaucoup d'entre eux, sont des amendements de compromis que nous avons rédigés tous ensemble cette nuit. On a évité des votes clivants. Et pour tout vous dire, comme il n'y a pas eu de dissension majeure, que la discussion a toujours permis de trouver la rédaction, je dirais, qui convenait à tout le monde, je crois que quasiment pas, mais je suis peut-être un peu fatiguée à cette heure-ci, nous n'avons pas eu besoin de recourir au vote en commission. Voilà, peut-être une fois, me semble-t-il, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc, nous avons travaillé de cette manière-là. Il y a des choses certainement à améliorer du point de vue de la méthode, mais en tout cas, du point de vue du fond, je pense que personne n'a été frustré, tout le monde a contribué. Et je me permets de remercier mon cabinet, le secrétariat général du Conseil exécutif pour l'assistance et le travail réalisé, y compris ce matin, pour pouvoir vous rendre compte dans des délais restreints du recueil de ces amendements et de la délibération finale qui vous parviendra uniquement que lorsque nous aurons adopté ou pas les 10 amendements. Donc nous avons préservé, et je pense que c'était très important, un esprit de co-construction, un esprit de convergence pour un sujet lourd, difficile, complexe, et qui, depuis des mois, nous a occupés à l'Assemblée de Corse, à l'exécutif, à l'Assemblée de Corse, en relation, vous le savez, dans le cadre de la commission permanente élargie avec les associations anti-mafia. Donc, nous allons procéder maintenant à l'analyse, dans un premier temps, des amendements. Il y a 62 amendements, donc je vais vous proposer la méthode suivante, en ayant pris attache et en suivant les conseils de notre secrétaire général et des plus anciens ici. Donc, je vais donner le numéro de l'amendement qui, en fait, la numérotation des amendements correspond à l'ordre d'apparition dans la délibération. D'accord? Donc, vous n'avez pas l'amendement 1 en 1 et l'amendement 62, le 62e, à la fin. Pas forcément. D'accord? Là, c'est présenté dans l'ordre de l'écriture de la délibération. D'accord? Donc, moi, je soumets l'amendement. Je vous expose l'amendement. Je ne vais pas tous les lire. Je ne vais pas les lire. Je vais annoncer le numéro de l'amendement et je vais vous dire quel est l'avis de la commission. D'accord? L'idée étant que, vu le travail qui a été réalisé cette nuit, nous allions assez vite, si c'est possible, sur les votes, voilà, et essayer de passer cela le plus rapidement possible pour après se focaliser sur la délibération elle-même. D'accord? Voilà. Donc, Valérie. Question, parce que moi, je pensais que l'exécutif pouvait substituer
sa délibération. On est obligé de voter amendement par amendement. Ah oui. On peut pas substituer le texte qui est sorti de la commission. La commission n'est pas souveraine, c'est l'Assemblée de Corse. Non, la commission non, mais le président peut changer une délibération et en proposer une autre. Il faut que nous votions. Non, il faut voter les amendements. Il faut que, ici, la délibération a été soumise, la première délibération a été soumise en annexe du rapport. Nous avons décidé de la modifier et pour l'instant, nous n'avons pas la version finale. Il faut que le travail de cette nuit soit validé par l'ensemble, ou pas, par l'ensemble des élus. D'accord. Donc on est obligé de passer chaque amendement. C'est pour ça que je vous propose une méthode qui est la plus simple possible. Je vous dis amendement 29, je vous dis l'avis de la commission, il est tombé, je vous dirai tombé, voilà, et je passe. Maintenant, rien n'empêche, bien sûr, moi je ne peux pas retirer ce qui est prévu, la prérogative qui est prévue au règlement intérieur. Effectivement, il peut y avoir une intervention de chaque groupe sur chaque amendement, ce qui ferait 240, je fais un calcul rapide, 240 interventions de 2 minutes chacune, 480 minutes, vous divisez par 60. Et vous voyez le nombre d'heures que nous allons passer. Voilà. Merci Paul. Voilà, ne fût-ce que l'analyse des amendements, hein, s'il n'y a pas d'amendements complémentaires. Voilà, parce que là, moi, je suis aux amendements, j'ai les amendements de cette nuit. Donc, est-ce que tout le monde a compris? Je me permets, hein, je sais que certains ici ont plus d'expérience que moi, mais parce que les journalistes nous posent des questions, qu'il y a aussi des étudiants qui nous écoutent, et il faut bien expliquer les choses. Voilà. C'est uniquement dans cette perspective que je prends la peine de faire cet effort pédagogique. Bien, tout le monde a son recueil. Voilà, alors nous y allons. L'amendement 29, il est tombé en commission. L'amendement 53, l'avis de la commission est favorable. Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui est contre cet amendement? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Le président de l'exécutif veut dire quelque chose. Pardon. Président. Non, je rappelle simplement que la présidente de l'Assemblée de Corse peut demander l'avis de l'exécutif au moment des amendements. C'est prévu au règlement intérieur. Voilà. C'est pour ça que Jean-Félix vous a fait signe de la main pour vous rappeler. Non, mais j'ai pas vu. Je pensais qu'il se considérait encore dans l'hémicycle de l'autre côté. Voilà. Bien, je vous rappelle qu'il s'agit du vôtre, en l'occurrence, hein, sur lequel nous avons voté. Donc, je pense que vous n'avez pas changé d'avis depuis hier soir. Bien. Très bien. Donc, le 53 est adopté à l'unanimité. Le 6 a reçu un avis défavorable. L'exécutif souhaite s'exprimer en commission. Défavorable. Est-ce que quelqu'un veut encore le défendre? Madame la Présidente, donc effectivement, nous avions déposé cet amendement pour profiter de ce rapport sur les pratiques mafieuses pour condamner tout type de violence. C'était le sens de condamner toutes les formes de violence qui gangrènent notre société. Et nous regrettons effectivement qu'il ait été rejeté. Bien, je soumets au vote l'amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission. Qui est contre? Contre. Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour cet amendement? Donc, l'amendement est retiré. Rejeté, pardon. Amendement 30. C'est un amendement qui a été retiré en commission. Donc, on en discute. L'amendement 7, c'est un amendement qui a été sous-amendé en commission. Je vous propose aussi de ne pas voter les sous-amendements que nous avons déjà votés en commission. Sinon, on recommence le travail de cette nuit. Donc, c'est un peu plus que 7 heures, Paul.
Donc, l'avis de la commission, c'est il a été sous-amendé et favorablement a reçu un avis favorable. Donc, l'avis de l'exécutif? Oui. Favorable. Juste un point d'ordre. Peut-être prendre acte qu'à la fin, lorsque le tout aura été voté, sous réserve du vote de l'Assemblée de Corse, on pourra rajouter les 45 mesures listées ci-dessous dans le libellé de cet amendement. On ne les avait pas comptés hier. Donc, il y aura un amendement après, du coup. Ce n'est pas celui-ci. Celui-ci, on l'adopte, là. C'est après, juste pour modifier en fonction du vote de l'Assemblée de Corse sur les mesures. On ne peut pas préjuger du nombre de mesures au moment où vous l'évoquez. On est d'accord, hein? Très bien. Je soumets... Paul Félix. Je ne vois pas l'intérêt de quantifier le nombre de mesures, parce qu'elles sont d'ampleur et d'amplitude politique complètement disproportionnées de l'une à l'autre. Il y a des rappels qui sont des généralités et des banalités, et il y a par contre des éléments qui sont des éléments fondamentaux. Sinon, il aurait fallu faire des chapitres et décliner dans des chapitres. Moi, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on mette 45 mesures. Moi, la mafia, pour moi, ce n'est pas 45 mesures. C'est une mesure, son éradication. Bien. Là, vous ne vous exprimez pas sur l'amendement numéro 16, vous exprimez sur l'amendement peut-être futur du Conseil exécutif. On est bien d'accord? D'accord. On est bien d'accord. Donc, je soumets pour l'instant au vote l'amendement 7. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement 52 a été sous-amendé aussi et a reçu un avis favorable de la commission. Favorable. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement numéro 1 est un amendement qui a été retiré. L'amendement 8 est un amendement qui a été sous-amendé et qui a reçu un avis favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Amendement adopté à l'unanimité. Amendement 31, qui a été sous-amendé et a reçu un avis favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Si vous voulez, je le fais en anglais aussi. Alors, amendement 50, il est tombé. Amendement 9, donc avis favorable de la commission. L'exécutif nous dit favorable. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Amendement 10, il a été retiré. Amendement 32, il est tombé. Amendement 49, tombé. Amendement 33, c'est un amendement qui a été sous-amendé et qui a reçu ensuite un avis favorable en commission, avis favorable de l'exécutif. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Amendement 34, amendement qui a reçu un sous-amendement, qui a fait l'objet d'un sous-amendement et qui a été ensuite voté en commission, favorablement. Donc, l'exécutif y est favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté. Le 35 est un amendement qui a été retiré. Le 59 est un amendement qui est tombé. L'amendement 36 est un amendement qui a été... Oui. Le 35. Oui, mais il est retiré à la demande du président en faisant état d'une expertise préalable juridique et j'aurais aimé qu'il donne les éléments.
Non, de dire qu'il est retiré comme ça et remplacé par rien, ça n'a pas de sens. Donc on attend. Donc on reviendra quand on repassera, d'accord? On le note, s'il vous plaît. On le met de côté, on reviendra sur l'amendement 35. De mémoire, je vous ai indiqué que le 59 était tombé. Le 36 a été sous-amendé et a été adopté. Oui. On termine sur le 36. On termine sur le 36. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? L'amendement est adopté à l'unanimité. On revient donc en arrière sur le 35, suite à la demande de M. Benedetti. Oui, excusez. Micro. Je voudrais que vous donniez l'explication d'expertise juridique préalable qui vous a amené à nous faire accepter le retrait de l'amendement sur les bases précédemment exposées. Donc, rapidement, en termes de méthode, je vous rappelle que dans les heures précédant nos travaux en commission, et comme nous en avions acté le principe lors de la réunion de la CPO élargie de lundi après-midi, les deux collectifs antimafia ainsi que la Ligue des droits de l'homme nous ont communiqué des textes écrits et des propositions d'évolution de la délibération. Nous étions engagés à examiner l'ensemble de ces propositions, éventuellement à les retenir lorsqu'elles nous convenaient. Je parle des élus de façon générale, dans le cadre des travaux, notamment de la commission, et puis ensuite dans le cadre du vote devant l'Assemblée. Au titre de ces demandes, le collectif Massimo Mussosini a fait tenir au Conseil exécutif comme au président de groupe une demande pour que soient intégrés dans les marchés publics de la collectivité de Corse les clauses anti-mafia prévues par le décret numéro 2017-482 pour la construction de la ligne transfrontalière Lyon-Turin. En gros, ce sont des clauses qui permettent d'examiner si les entreprises éventuellement soumissionnaires ne sont pas susceptibles d'être des entreprises proches de la mafia. Donc j'ai interrogé les services juridiques de la collectivité de Corse sur le caractère éventuellement transposable de ces dispositions dans le cadre du droit positif actuel, et les services ont été tout à fait clairs en m'indiquant qu'il n'était pas possible de le faire. Pourquoi ? Bien parce qu'il s'agit d'une initiative unique à ce jour, dans le cadre d'une opération qui est binationale entre l'Italie et la France, qui a donné lieu à un traité binational entre les deux États, l'Italie et la France, et qui prévoit expressément ce traité et ensuite le décret qui a été pris en application du traité, que la législation anti-mafia qui s'applique uniquement en Italie est applicable à l'ensemble des entreprises italiennes qui veulent se positionner sur ce grand marché. Autrement dit, pour pouvoir appliquer ce texte, il faut être soumis au droit italien, il faut être une entreprise italienne, et il faut également, pour pouvoir en organiser l'application, eh bien d'abord que le texte et l'ensemble de la législation anti-mafia italienne soient applicables à la matière, ce qui n'est pas le cas en France, et deuxièmement que tous les organismes, et notamment les organismes de vérification et de certification qui existent en Italie au titre de la législation anti-mafia, interviennent. Et il n'existe pas en France. Donc, j'ai donné ces explications à la Commission et je me suis également engagé, bien sûr, à répondre par écrit à la sollicitation du collectif pour leur expliquer ce qu'était la position, pour des raisons juridiques, du Conseil exécutif de Corse. Éventuellement, je demanderai également au préfet de Corse, donc représentant de l'État dans l'île, de confirmer cette analyse juridique. Bien, voilà donc l'explication du retrait. Donc le 59, c'était le 36 aussi. Nous passons au 41.
Le 41 est un amendement qui a été sous-amendé et ensuite il a été adopté à l'unanimité. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour, adopté à l'unanimité. L'exécutif était d'accord, hein? Merci. Le 57 est un amendement qui a été retiré. Le 11 est un amendement qui est tombé. Le 37 a également chuté. Le 55, c'est un amendement initial qui a été sous-amendé, qui a reçu un avis favorable. Que nous dit l'exécutif? Je soumets au vote le 55. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement 2, numéro 2, est un amendement qui a été sous-amendé, puis adopté par la commission. L'exécutif nous dit qu'il est favorable. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. L'amendement 12 est tombé. L'amendement 60 est tombé. L'amendement 13, l'amendement initial a été sous-amendé, puis adopté par la commission. L'exécutif nous dit qu'il est favorable. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. On est au 40. Amendement 40. Amendement qui a été sous-amendé. Avis favorable de la commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Amendement adopté à l'unanimité. Amendement 56. Il est tombé. Amendement 14. Il a été sous-amendé, puis adopté par la commission. Avis favorable, je suppose, de l'exécutif. Favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. L'amendement 28 a été sous-amendé en commission, puis adopté. Il reçoit un avis de l'exécutif qui est 28. Favorable. Donc, je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Il est adopté à l'unanimité. Le 39 est un amendement. L'amendement initial a été sous-amendé, puis adopté, ainsi sous-amendé, par la commission. Avis de l'exécutif favorable. Je demande votre avis. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Alors, l'amendement 42 a été retiré au profit du 62, que nous verrons tout à l'heure. L'amendement 43 est tombé. L'amendement 46 est le résultat d'un sous-amendement à l'amendement initial, puis validé par la commission. Avis de l'exécutif favorable. Je demande son avis à l'Assemblée de Corse. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement 46 est adopté à l'unanimité. L'amendement 15. L'amendement initial a fait l'objet d'un sous-amendement, puis a été adopté à l'unanimité par la commission. L'avis de l'exécutif? Avis de l'Assemblée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est donc adopté à l'unanimité. L'amendement 3. L'amendement initial a été sous-amendé, puis voté ainsi sous-amendé à l'unanimité par la commission. Avis de l'exécutif
C'est le 3. Là, il me semble qu'il y a une difficulté parce que, sous le contrôle des participants aux travaux d'hier, on devait ajouter au principe d'un partenariat les deux demandes complémentaires qui avaient été portées par le groupe Avancel. Ah bon, alors... C'est pas le 3. Donc. Ah, d'accord. C'est derrière, c'est le 3, mais c'est oui, la fin de la rédaction de l'amendement. Ça va. C'est bon? Favorable, merci. Favorable. Je soumets l'amendement 3 à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Oui, je vous en prie. Juste par souci de forme, il y a bien un accent, on ne sait jamais, je préfère le dire, un accent grave sur le INO de Adragano. INO, il y a un accent sur INO. Oui, oui, bien sûr. Mais là, il n'y figure pas, c'est pour ça que je me permets de le... D'accord. Bon, cela n'entache pas le vote, bien sûr, ne modifie pas le vote. Par contre, je me permets de préciser qu'il y a encore des coquilles et des fautes d'orthographe qui ne portent pas atteinte au fond. En français comme en corse, il y a des fautes d'orthographe qui seront corrigées avant le vote définitif et l'archivage, bien sûr. Voilà. Donc le 3, c'est bon. Alors, nous reprenons. L'amendement 16 est tombé. L'amendement 17 a reçu un avis favorable. L'exécutif nous dit qu'il est favorable. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement 18. Il y a eu un sous-amendement de l'amendement initial. Ensuite, il a été voté favorablement. Que nous dit l'exécutif? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est donc adopté à l'unanimité. Le 19. Le 19. Il est tombé. Le 61. C'est un amendement qui a fait l'objet de sous-amendements, puis qui a reçu un avis favorable en commission. Que nous dit l'exécutif? Je soumets donc à votre approbation cet amendement 61. Chut. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Amendement 45. Il est tombé en commission. L'amendement 20 est un amendement qui a été retiré. L'amendement 38 a fait l'objet d'un sous-amendement, puis a été adopté par la commission. L'exécutif est favorable. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement 21 tombe au profit du 38. Donc nous verrons le 38 tout à l'heure. L'amendement 48. Il est tombé aussi au profit du 38. Là, ça signifie qu'on a fait un amendement de compromis et qu'on a rassemblé les choses. L'amendement 54 a reçu un avis favorable. L'exécutif nous dit qu'il est 54. C'est le sien. Chut. Oui, mais il n'y avait pas marqué porté notamment dans le cadre de l'enseignement bilingue et immersif. Ah oui, alors, c'est bon, favorable. Bon, favorable. Donc, je soumets à votre approbation le 54. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour?
L'amendement est adopté. L'amendement 51. C'est un amendement qui a fait l'objet de sous-amendements, puis qui a été adopté ainsi, sous-amendé par la Commission. Que nous dit l'exécutif? Favorable. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le 51 est adopté à l'unanimité. L'amendement 22 a reçu un avis favorable de la Commission et de l'exécutif. Je vous écoute. Favorable. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. L'amendement 23. Cet amendement a été sous-amendé en commission, puis a reçu un avis favorable. L'exécutif est d'accord. Je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement 4 est un amendement qui a été sous-amendé. Bien, alors, c'est un amendement qui a été sous-amendé, qui ensuite a été adopté par l'ensemble de la commission. Le 4, l'exécutif nous dit qu'il est d'accord. Je ne vous entends pas bien, je suis désolée, mais comme vous n'avez pas le micro, levez les bras, je ne sais pas, Monsieur le Président. Donc, je soumets à votre approbation. Oui, Paul Félix, je t'en prie. Prennent la rédaction. C'est un amendement de retrait total de l'article de l'amendement initial. Oui. Ah. Oui, oui. C'est dur à comprendre. Hein. C'est bon. Non, non, c'est juste une mécanique. C'est bon, c'est bon. Supprime, virgule. Voilà. C'est important. Essentiel, les virgules. Dans la vie, essentiel, autant que les points. Je vous raconterai une autre fois l'histoire des virgules. Bien, donc le 4, donc nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement 24 est tombé. L'amendement 25. Alors, c'est un amendement qui a été sous-amendé avec une fusion avec le 54. C'est là qu'il y a, oui, je le vois d'ailleurs, c'est là qu'il y a dans le cadre de l'enseignement bilingue et immersif, Président. Voilà. Donc, votre avis là-dessus, la Commission, évidemment, a émis un avis favorable à toutes ces manipulations que nous avons faites sur cet amendement et la fusion avec l'autre. Donc, on a fait un peu de chimie, en fait. On faisait de la chimie. J'attends l'avis de l'exécutif. C'est bon? Donc, avis favorable de l'exécutif. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Le 54. Non. On l'a déjà eu? Non. En fait, on a fusionné le premier alinéa. Ah oui. Mais il faut voter le deuxième. Alors, dans la rédaction de l'amendement que vous avez, le premier alinéa, il est déjà passé puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on fusionnait. Donc, ne regardez pas le soutien à la proposition d'un partenariat stratégique. La seule chose que nous analysons là, c'est s'engage à promouvoir une culture de la légalité, des droits de l'homme, de la démocratie et du bien commun. Et je me souviens qu'on avait rajouté les droits de l'homme. Donc, il y a un avis favorable de la
Commission. Avis favorable de l'exécutif. Je soumets au vote. S'il vous plaît, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité pour les droits de l'homme. Amendement. C'est bon? Amendement 27. L'amendement a été adopté par la commission. Avis de l'exécutif. Je soumets au vote. Qui est contre le 26? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le 26, donc, est adopté à l'unanimité. Le 27, pardon. C'est bon. C'était pour voir si vous suiviez. C'est une technique de prof, n'est-ce pas, chers collègues? Bien, le 27, donc, est adopté à l'unanimité. Le 5, amendement 5, il a reçu un avis favorable de la commission. L'exécutif est favorable. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Amendement 4. L'amendement 44 a été sous-amendé. L'amendement initial a été sous-amendé, puis a reçu un avis favorable de la commission. L'exécutif nous dit qu'il est favorable. Je soumets donc à votre approbation cet amendement 44. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. L'amendement 62. C'est un amendement. L'exécutif nous dit qu'il est favorable. Je soumets à votre approbation cet amendement, qui est le dernier examiné par la commission. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement est adopté à l'unanimité. Bien. Merci. Donc, tous les amendements sur lesquels nous avons travaillé cette nuit ont été adoptés. Il y aura donc des corrections, je dirais, techniques, purement techniques, orthographiques ou coquilles. Il y en a quelques-unes. On me les a signalées. J'en ai fait part au secrétariat et c'est bien normal compte tenu des délais pour produire tous ces documents. Je me tourne vers l'exécutif. Monsieur le Président de l'exécutif, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a simplement la question qu'il faut trancher du titre de la délibération. Oui, s'il vous plaît, un peu moins de bruit. Donc, le titre de la délibération. Alors, est-ce que je peux avoir une délibération, s'il vous plaît? Ah, pardon. Non, moi je ne l'ai pas à la fin du recueil, pardon. Je ne l'ai pas. Dans ma version, il n'y est pas. Merci. Et donc, il faudra faire un amendement pour le titre, si nous ne gardons pas le même titre. On est d'accord? Sur la méthode, hein, sur la technique. S'il vous plaît, sur la technique. Si le titre change, il faut... Bien. Oui, c'est un amendement... C'est un amendement d'harmonisation. Donc, dans la typologie des amendements, vous avez toute une gamme. Ce n'est pas le plus douloureux, ça, je pense, le plus compliqué, quoique... Alors, Monsieur le Président de l'exécutif, votre proposition? Non, moi, je n'ai pas de proposition à ce stade. On était à 30, on passe à 45. Après, il y a une remarque qui a été faite par un élu territorial. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions de concert, ou en plénière, ou rapidement, sur un titre de la délibération, et qui ait du sens.
Oh, mon Dieu mal. Président, deux choses. J'ai relu la délib. Je ne sais plus si c'est le 3 ou le 5 des amendements que l'on avait portés, et qui, notamment sur la question du trafic de drogue, évoquaient le renforcement des contrôles, notamment aériens et maritimes. Ça n'apparaît pas dans la délib. Donc je pense qu'il y a eu un souci de... Dans la délib, non. On a voté l'amendement, mais... Oui, Jean-Christophe, la délib, on ne l'a pas encore. Hein. Moi, j'en ai reçu une par mail. Ah, vous l'avez, elle a été... Ouais. Ils ont reçu la délib amendée, Ouais. déjà. On la regarde. Hein. Voilà. Il peut y avoir des soucis de retranscription, entre guillemets. Par mail, ouais. Dans la délib. Donc moi, j'ai recueilli des amendements, délibération. Bon, visiblement, c'était bien dans l'amendement et c'est bien dans la délibération que vous avez reçue. C'est en rouge? Ouais, c'est bon. En rouge. Autant pour moi, ça m'avait échappé. Quatrième alinéa, me dit-on. Bon. Je l'ai vu, effectivement. Merci. Je suis désolée, je n'avais pas la dernière version. Voilà. Mais donc c'est bon. Et deuxièmement, oui, d'accord avec Paul Félix, 30-45, non, pour une société libre, apaisée, démocratique, etc. Voilà, je pense que lister les mesures, c'est réducteur. Et puis ça donne au rapport un caractère techno ou technique qui ne correspond pas à l'état d'esprit lors des débats. Très vite. Alors, Paul Félix Benedetti. Moi, je vous propose lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée, démocratique. Parce qu'on n'est pas sur des mesures, on n'est pas en moyen de mettre en action ce qui est écrit là-dedans. Ce sont des propositions. Très bien ça. C'est ce qu'on avait proposé hier soir, des potrons minés. Donc, non, ça va. Donc, ça serait délibération numéro 25/AC de l'Assemblée de Corse relative à la lutte contre les pratiques mafieuses, proposition pour une société corse libre, apaisée et démocratique, en français. Donne en Corse. Deliberazione 25 ASLE dell'Assemblea di Corsica relativa alla lotta contro le pratiche mafiose, proposte per una società corsa libera, pacifica e democratica. Donc, si vous en êtes d'accord, on ne va pas rédiger. Pardon. Peut-être, oui, c'est mieux. On va demander à l'exécutif s'il est d'accord pour la traduction en corse, plutôt que pacifica appaggiata. Mais babè appaggiata. Sicuro. Point d'ordre. Pardon. Oui, Monsieur le Président. Non, hier, quand on a travaillé dans le point 2, on avait prévu, pour un souci de cohérence, de faire remonter... J'entends pas, hein. Il y a une mesure qui souhaite accompagner les maires et présidents de PCI dans l'élaboration et l'adoption de documents d'urbanisme conformes aux orientations du PADUC. Et on avait prévu de faire remonter, valide, je le cherche des yeux, la proposition du Conseil exécutif d'explorer dans le cadre de la révision du règlement des aides aux communes, intercommunalités et territoires, et en concertation avec ceux-ci, la possibilité de renforcer les aides financières aux communes désireuses d'adopter un document d'urbanisme. Plus logique, puisqu'on a un principe. On pose un principe qui est accompagner les maires et présidents de PCI, et derrière on met valide l'idée de faire évoluer le règlement pour
renforcer les aides financières aux communes désireuses d'adopter un document d'urbanisme. Donc il faut faire remonter, on l'avait prévu hier, ce paragraphe. Bon, on a quand même, donc c'est bon. Est-ce qu'il y a un autre point? Bien, donc il y a ces deux amendements, enfin un n'est pas véritablement un amendement, hein, le deuxième. Donc je viens sur le premier. Le premier, par contre, la délibération initiale est modifiée pour le premier, que ce soit en corse ou en français. Donc sur la proposition du titre, je ne relis pas. Si vous en êtes d'accord, c'est un amendement oral d'harmonisation. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour? Bien, donc nous avons un titre, nous sommes tombés d'accord à l'unanimité sur le titre. Et ensuite, il y a simplement un paragraphe dans la délibération qui remonte, juste pour une cohérence de l'exposé de l'argument. Nous sommes bien d'accord? Il n'y a eu aucune modification du paragraphe, de l'alinéa, pardon, en question. Hein? Accessoire. Proposition traduit en corse. Proposti. Mica proposizione. Hein? Non mais tu n'écoutes pas, tu n'as pas écouté. Ah ben voilà. Ah ouais. On a dû dormir du guetréo, hein? Je te sens à tout le monde, hein? Allez, Chisimo. Et en plus, elle est de bonne humeur. Et en plus, elle est de très bonne humeur. Avec moi, il n'y a pas de surprise, Azabed, hein? Je t'ai mis qu'à surprise, hein? Alors, Chisimo. Avevamo tutti gli emendamenti sono stati fatti, avevamo un titolo, avevamo gli emendamenti, avevamo una deliberazione. Chi va aller, Diawa? Elle arrive, voilà, aspettiamo 2 minuti. Elle arrive, on va vous l'envoyer, mais moi j'ai besoin de la lire aussi. Bien, s'il vous plaît. Alors, il manque.
Dunque, a legge a deliberazione isciuta di tutti i nostri lavori, mica solo di oggi, ma di parecchi mesi, relativa alla lotta contro le pratiche mafiose proposte per una società corsa libera, appoggiata et démocratique. Donc après en avoir délibéré, l'Assemblée de Corse prend acte des travaux des 5 ateliers mis en place dans le cadre du cycle de travail consacré aux pratiques mafieuses. Exprime et réaffirme solennellement la volonté du peuple corse de vivre dans une société libre, démocratique et apaisée, qu'on vient de définir comme pratique mafieuse, toute forme de crime ou de délit ou tout comportement émanant de groupes appartenant à la sphère de la criminalité organisée et usant de violence, contrainte ou pouvoir d'intimidation ou menaçant de le faire pour influer sur les choix individuels et collectifs des citoyens et ou des décideurs et ou des élus et de la société corse, notamment dans la sphère économique et ou politique, y compris lors des consultations électorales. S'engage à ériger le refus de ces pratiques mafieuses et son corollaire, la prééminence de la culture démocratique, comme une priorité de l'action publique de la collectivité de Corse. Propose à l'ensemble des élus de la Corse et des forces vives de la société corse de partager ces objectifs et de définir et mettre en œuvre une stratégie d'ensemble permettant de les atteindre. Valide dans leurs principes les mesures listées ci-dessous qui, suite à leur adoption, seront déclinées de façon opérationnelle. Éthique et politique publique. Demande aux référents déontologues de travailler avec les élus de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse afin de poursuivre le projet de l'atelier 1 relatif à la création d'une charte éthique de l'élu de la collectivité sur la base des pistes suivantes. Refuser les pressions de type mafieux. Faire acte de solidarité chaque fois que des élus ou acteurs de la vie économique, sociale et culturelle sont soumis à de telles pressions lorsque leur dimension mafieuse est avérée. Rendre public de tels agissements lorsqu'ils surviennent, ne jamais faciliter directement ou indirectement des collusions, des actes et ou des opérations inhérentes aux pratiques mafieuses dans tous les domaines. Valide la constitution d'un centre de ressources sur le site internet de la collectivité de Corse visant à répertorier, valoriser et mettre à disposition du public les données disponibles en matière d'éthique et de politique publique, y compris dans le domaine pénal. Valide la création d'une instance consultative lutte contre les pratiques mafieuses, incluant notamment l'ensemble des groupes politiques, et mandate le président du Conseil exécutif de Corse pour présenter à l'Assemblée de Corse un rapport fixant la composition, les modalités de fonctionnement et attribution de celle-ci sous un délai maximum de 3 mois. Donne mandat au président du Conseil exécutif de Corse pour interroger l'AFA, Agence française anticorruption, sur le contenu et le cahier des charges d'une mission de conseil de celle-ci auprès de la collectivité de Corse. Un rapport saisissant l'Assemblée de Corse sera produit pour lui permettre de statuer sur cette proposition. Cette mission pourra porter sur les activités propres de la collectivité de Corse, sur celles de ses établissements rattachés et aussi sur les établissements en cours de rattachement comme les chambres de commerce et des métiers. Donne acte au Conseil exécutif qu'il rendra public le rapport de l'AFA et son rapport annuel de risque d'atteinte à la probité dans le respect de la réglementation en vigueur. 2. Secteurs économiques particulièrement exposés. Souhaite privilégier, chaque fois que possible, le principe de gestion publique dans les secteurs économiques particulièrement exposés, notamment celui des déchets. S'engage à mettre à l'étude, dans le cadre de l'évolution du règlement des aides, une bonification en faveur des collectivités qui choisissent d'opter pour une gestion directe de leurs services publics. Demande, en application des dispositions de l'article L422-16 du Code général des collectivités territoriales, une adaptation réglementaire visant à introduire la notion de bénéfice raisonnable dans la liste des critères d'appréciation de l'offre
de l'offre fixée par l'article R 2152-7 du Code de la commande publique lorsqu'il est question de secteurs stratégiques pour l'économie insulaire afin d'en expérimenter l'usage dans le respect des principes de libre concurrence et d'égalité de traitement. Demande l'application systématique de la notion de bénéfice raisonnable dans le cadre des contrats de délégation de services publics passés avec des tiers privés dans l'ensemble des secteurs stratégiques, notamment dans le domaine des déchets. Souhaite accompagner les maires et présidents d'EPCI dans l'élaboration et l'adoption de documents d'urbanisme conformes aux orientations du PADUC. Valide la proposition du Conseil exécutif de Corse d'explorer, dans le cadre de la révision du règlement des aides aux communes, intercommunalités et territoires, et en concertation avec ceux-ci, la possibilité de renforcer les aides financières aux communes désireuses d'adopter un document d'urbanisme. Demande à l'État d'assumer systématiquement sa mission de contrôle de légalité sur les actes d'urbanisme. Demande à l'État de communiquer à la collectivité de Corse l'ensemble de ces actes dès leur délivrance. Demande au président du Conseil exécutif de Corse d'ester en justice lorsque ces actes sont incompatibles avec le PADUC. Demande que la révision du PADUC intègre dans ses orientations stratégiques la lutte contre les pratiques mafieuses. S'engage à proposer la révision du règlement intérieur de la CTP-NAF aux fins d'établir les critères permettant que les autorisations d'urbanisme entraînant la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou d'espaces stratégiques agricoles soient systématiquement soumis à l'avis conforme de la Commission, y compris dans les parties actuellement urbanisées. Mandate le président du Conseil exécutif pour mettre en œuvre, au travers, si possible, d'une modification simplifiée, si cela est possible, dans des conditions juridiques sécurisées et en toute hypothèse, dans le cadre de la révision du PADUC, les dispositions de l'article L. 4424-11 du CGCT ou d'étudier toute autre possibilité législative et réglementaire afin de créer de nouveaux espaces stratégiques antispéculatifs exclusivement dédiés à la résidence principale dans les parties actuellement urbanisées des communes littorales dépourvues de documents d'urbanisme et en proie à une pression foncière et immobilière avérée. Souhaite engager, dans le prolongement du SRDE2I, une réflexion associant les intercommunalités de Corse pour mieux favoriser et soutenir les projets créateurs d'emplois et aboutir à une économie plus libre et plus dynamique. Réaffirme son attachement au principe d'une fiscalité immobilière renforcée sur les opérations spéculatives, notamment à travers le transfert d'un pouvoir normatif en matière fiscale dans le cadre du processus de révision constitutionnelle en cours. Souhaite la mise en place d'une démarche de rénovation agraire incluant un plan d'action opérationnel pour libérer le foncier agricole, favoriser la remise en culture des espaces en friche et lutter contre l'augmentation des prix des terres agricoles. Reconnaît la politique de la ville comme outil indispensable et complémentaire dans la lutte contre les violences et les mécanismes mafieux et s'engage à présenter un schéma de développement urbain durable pour la période 2025-2030. 3. Drogues et commerces illicites. Demande que la lutte contre la consommation de drogue devienne une grande cause en Corse en impliquant pleinement la jeunesse. Valide le principe d'un partenariat avec les acteurs de la vie économique et sociale et les établissements et événements recevant du public relatifs au refus et usage de stupéfiants autour d'un label à drogue à no et d'une charte associée. S'engage à renforcer les moyens de lutte et de prévention contre la drogue et les addictions, notamment au bénéfice du tissu associatif mobilisé ou mobilisable sur ces questions. Demande à l'État de renforcer ses contrôles aériens et maritimes afin de lutter contre l'importation de produits stupéfiants.
soutient l'inscription de la collectivité de Corse au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine et autorise la collectivité de Corse à s'engager auprès de celui-ci dans des démarches susceptibles de concourir aux objectifs du présent rapport. 4. Pratiques mafieuses, instruments d'analyse et de quantification, politique et procédures pénales. Aspire à la reconstruction d'un lien de confiance entre les Corses et l'institution judiciaire qui pourra se traduire par l'évolution institutionnelle vers un statut d'autonomie évoqué par le ministre de la Justice. Rappelle le caractère conflictuel et douloureux de l'histoire judiciaire et politique contemporaine de l'île et demande que cette dimension soit intégrée dans le cadre du processus en cours entre la Corse et l'État. Demande que soit mis en œuvre l'accès à des fonctionnaires corses aux emplois de magistrats et de fonctionnaires exerçant au sein des cours et tribunaux de l'île. Demande, en application des dispositions de l'article L. 422-16 du Code général des collectivités territoriales, une adaptation législative visant à instituer une disposition inspirée de l'article L. 422-41 du Code précité concernant le représentant de l'État afin de l'étendre au procureur général près de la cour d'appel de Bastia et qui pourrait s'exprimer une fois par an devant l'Assemblée de Corse sur la politique pénale menée dans l'île et la situation générale de celle-ci au plan pénal, y compris la criminalité organisée, dans le respect de la séparation des pouvoirs, de la confidentialité des procédures et des droits de la défense. Chaque année, le procureur général près la cour d'appel de Bastia informe l'Assemblée de Corse par un rapport spécial de l'activité des services de l'État dans la collectivité de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du procureur général. Constate que les pratiques mafieuses font peser sur la société corse des menaces qui se sont objectivement aggravées, demande que la lutte contre ces pratiques soit érigée en priorité dans le cadre d'une politique pénale globale, cohérente, inscrite dans la durée, dotée de moyens matériels et humains conséquents, et que les mesures législatives envisagées par le gouvernement et le Parlement soient respectueuses des droits de la défense et des libertés fondamentales. Approuve l'instauration d'un dialogue institutionnel entre la collectivité de Corse et les autorités administratives et judiciaires de l'État sur la politique pénale menée en Corse. Constate que l'évolution de la législation française concernant la confiscation des avoirs et biens criminels étend désormais la liste des bénéficiaires des biens confisqués, comme le souhaitaient les collectifs corses anti-mafia. S'engage à ce que la collectivité de Corse, au titre de l'article L. 707-160 alinéa 9 du Code de procédure pénale, se porte candidate pour bénéficier de l'affectation de biens confisqués bénéficiant à des projets d'intérêt général concourant à la culture de la légalité. Souhaite que la réutilisation des biens confisqués bénéficie à des projets d'intérêt général à portée sociale et publique et œuvrant dans le domaine caritatif, humanitaire et social. Mandate le président du Conseil exécutif de Corse et la présidente de l'Assemblée de Corse pour participer à la réunion de travail prévue au mois de mars 2025 avec la première présidente de la Cour d'appel de Bastia et le procureur général près la dite Cour relative au sujet de la criminalité organisée et son traitement en Corse, afin de présenter le travail engagé par les institutions de la Corse ainsi que les constats et propositions exposés dans le présent rapport et de recueillir l'avis du monde judiciaire. 5. Enjeux éducatifs, culturels et sociétaux. Réaffirme que le combat contre les pratiques mafieuses est fondamentalement un combat éthique, citoyen, moral et culturel. Réaffirme le rôle fondamental de la famille, de l'école et de la société dans l'éducation et la transmission des valeurs morales, ainsi que l'importance de la valeur travail. Valide la création du prix Cittadinanza, centré sur la promotion dans une dimension bilingue
de la culture de la légalité par la création artistique. Soutient la proposition d'un partenariat stratégique entre la collectivité de Corse et l'Académie de Corse, porté dans le cadre de l'enseignement, notamment bilingue et immersif, et visant au renforcement de la culture démocratique, de l'éducation à la légalité et aux droits de l'homme et de l'approche critique des logiques criminelles et mafieuses, telles que présentées dans le rapport. Soutient l'Universidad di Gorsiga dans sa volonté de s'engager dans des actions de mobilisation et de sensibilisation en faveur de la culture de la démocratie et contre les logiques criminelles et mafieuses. Donne mandat à la Commission de l'éducation, de la culture, de la cohésion sociale et des enjeux sociétaux pour explorer la faisabilité, en partenariat avec l'Académie de Corse, d'un questionnaire destiné à l'enfance et à l'adolescence sur le modèle Adverse Childhood Experience. Souhaite solliciter les différents acteurs de la société civile, notamment les autorités spirituelles et religieuses, dans le respect du principe de laïcité, les forces syndicales, associatives, sportives et culturelles pour participer à la prise de conscience et à la mobilisation contre les pratiques mafieuses. S'engage à promouvoir une culture de la légalité, de la démocratie, des droits de l'homme et du bien commun. Mandate le président pour rendre un rapport annuel présentant l'état des mesures prises et des actions menées suite à cette délibération. La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la collectivité. Romain Colonne. Explication de vote, Madame la Présidente. Bien sûr. Ringraziabi bugia cu assai emozione raminta che sul luogo qui dove noi parliamo del tempio della democrazia e di Casa Comune. E Casa Comune vuol dire che c'era un rischio di andare nel suo cartolare e di andare Cisoli. E mi pare che con il vostro aiuto, signore Presidente, abbiamo fatto entrare il nostro popolo nella sua casa, nella casa comune dopo 2 anni. Vi voglio a nome del gruppo ringraziare, signore Presidente, per la tenuta di dibattiti che avete portato dopo 2 anni, che la scommessa era talmente maggiore e da me è stata poco fatta in assemblea, non altri carturari con una qualità alta e talmente così. Dunque, vi voglio dire distinto ringraziare sinceramente per la rappresentazione della nostra assemblea. Oggi Presidente di Esecutivo, so che Badiai avaria di stessa maniera se fossi stato in opposizione, pur se noi siamo insieme nella maggiorità e che noi battiamo a pro di Gorsica insieme di poi parecchi anni con tutti quelli che sono a fianco a me. Vi vogliamo con il gruppo ringraziare per il vostro coraggio politico, perché so che avete fatto attraverso il suo rapporto e l'ingaggiamento che avete pigliato di portare un cartolare per lottare contro le pratiche mafiose, le muette in altro non si è mica fatta, e cioè il coraggio dell'uomo politico che voi siete per portare questa lotta qui, di una lotta che penso come la signora Presidente dell'Assemblea e poi all'Esecutivo, di volte penso che l'uomo si può pensare solo. Vi voglio dire che non siete mica solo in questa storia qui, siamo a fianco a voi e saremo a fianco a voi sino all'ultimo punto per lottare contro ciò che tomba il nostro popolo. E vi voglio dire, torna in modo sincero e di gore e distinto. Voglio salutare da suo microfono qui il nostro popolo che si è mobilizzato di 2 anni, anche pure se de volte attraverso tale collettivo, tale associo, non abbiamo mica sempre spartito le stesse posizioni e anche di grazia di voi, ma vorrei qui di noi a nome del gruppo ringraziare
tutti quelli e sono numerosi, una di amica città che si sono con coraggio, forza, impegnati non a catturare qui, perché senza elli non saremmo mica bussuti andare in nostre oggi e che li possino elli di noi contare non tra la nostra determinazione totale, che la zipi la soci, che la zipi i meri, che la zipi noi collettivi, tutta la gente che ci hanno portato a quando una mano, a quando un sorriso, a quando contribuzione orale e scritta e ne siamo convinti a un momento che è di un'opera collettiva e un'opera comune. Vorrei che è stata in commissione permanente qualche giorno fa allargata. Aveva detto io personalmente con l'altro di un gruppo che non ti so catturare qui vogliamo tenere assolutamente la possibilità di un consenso. Guarda voglia di un riconcilio e non ci possiamo mica permettere di giungere in semiciclo con le nostre differenze e di un risultato mica da semiciclo con ciò che ci unisce da popolo. Ciò che fa è il comune della nostra vita democratica. E Buria non l'ha mai fatta, ma penso che catturare a Cigumanda prova a pigliare appena l'istanza di petare i nostri dibattiti abituali e Buria, a nome del gruppo, saluta l'opposizione, tutti i membri dell'opposizione, perché stanotte, anche se non è mica forse tutta fatta coscienza di ciò che c'è stato stanotte, ma stanotte si è passato qualcosa di importante per la democrazia, qualcosa di importante per la nostra istituzione e qualcosa di importante per il nostro popolo. Non abbiamo mica l'abitudine di avere 60 emendamenti così non un cartolare, siamo intrutti di notte e pagna nella sala 2, sala di Mondo Simeoni, e abbiamo passato parecchie ore a discorrere, a scambiare e a trovare a via comune, perché al momento che parlo qui non abbiamo vinto nulla. Non abbiamo vinto nulla di petare pratiche mafiose, ma di poi stanotte, a misura che avanzava la notte, c'è venuta con quelli che c'erano e che sono da me per più parte, e qui accanto c'è venuta una convinzione che se è un principio e che non abbiamo vinto nulla per ora, stanotte abbiamo capito qualcosa che non abbiamo perso nulla. La nostra istituzione non ha perso nulla stanotte perché siamo riusciti a marciare uno verso l'altro, non da catturare chi era di più primorosi. E dunque la giuretta mi tenia a cuore di chi voglio salutare l'insieme dei membri di questa assemblea che al di là di questa differenza non ha più mettere o è comune, continueremo a opporci di modo democratico e normale, ma per l'interesse di un nostro popolo siamo riusciti a trovare una via di pace e una via di democrazia. Vorrei finire dicendo che nelle nostre intervenzioni di poi rimane abbiamo parlato assai di strage, abbiamo parlato assai di malfatte, abbiamo parlato assai di morte. Vi vorrei che in Corsica di noi ci ha dato tocca a parlare di vita. Ci ha dato tocca a parlare di vita perché il nostro popolo ha scritto a Giantera Murrocchi nel 1981, quando lo scrivì a Mattia ne avevamo un'altra, diceva Mattia ne avevamo un'altra della nostra cultura, Mattia ne avevamo un'altra bio di un nostro volere. Il nostro popolo è bio di un nostro volere e ciò che amava nelle seconde bene di traduzione di un nostro volere collettivo, perché qui scegliamo a vita e scegliamo a vita di nostri zitelli vicini che in Corsica parliamo spesso di morte, di strage e ci sono e facciano delle volte un nostro quotidiano, ma c'è a vita a ogni passo e ramentiamoci insieme una seconda a visita di Papa Francesco con un motto
a pace, unicamente a pace, e vi voglio rammentare questa immagine di tutti i zitelli che appena che la via tocco il gatram dell'aeroporto, Papa Francesco si è visto con tutti i zitelli del popolo corso a mezza strada soia e è lui che Buria binarisce tutti i zitelli. Buria ripete una frase di noi di un deputato Leo Luca Orlando, quando l'ha detto a Rimane, ha detto assai a fare, ma ha detto un affare e soprattutto ha detto si vince contro la mafia perché abbiamo una cultura della vita alternativa a quella della mafia. Di qui che ciò ritenne, la nostra cultura di vita ne siamo capaci, qui di vita della nostra istituzione e compia radio gli una trovata ultima di una canzone di un cantautore e poeta Federico Poggi del gruppo Voce Vento, quando lui scrive ci porterete l'odio, vi canteremo amore, porterete l'unero, vi saremo colore, porterete tristezza, saremo gioia viva, porterete la morte, canteremo a vita, porterete la morte, canteremo a vita. Di poi 2 anni, stanotte, e oggi conosco voto, proviamo a portare a vita un cerca speranza e un cerca vita che può avviare i passi dei nostri zitelli gari e di un nostro popolo, e così sia. Allora, primo di quale chi vuole parlare di noi? Valérie. Merci, Présidente. Explication de vote. Nous avions déposé 23 amendements. Nous avons étudié, vous l'avez rappelé, une 60aine. Un long travail cette nuit et l'intérêt général commandait effectivement de trouver un enjeu, de trouver un accord, dépasser nos clivages politiques. C'était évidemment l'objectif de ce long travail. Je crois que nous avons une délibération enrichie de ce travail en commun. Ça vient d'être dit par Romain Colonne. Vous avez ce matin, Monsieur le Président, tendu une main au moment du débat sur le DOB. Je crois que ce travail de collaboration, effectivement, nous pouvons le poursuivre dans d'autres thèmes, sur d'autres sujets, parce que lorsqu'il s'agit de travailler dans l'intérêt général, nous serons toujours là et toujours prêts à échanger. Je crois que le travail n'en est que positif. Aujourd'hui, je crois qu'à l'issue de cette session, on peut avoir un espoir sur un avenir moins sombre pour nos enfants et que nous avons peut-être, à notre mesure, allumé la lumière de cette société corse, libre, apaisée et démocratique. Passons maintenant très rapidement à la mise en œuvre de ces mesures que nous avons ensemble élaborées. Merci. D'autres interventions? Paul Félix et ensuite Jean-Christophe. Oh, semplicemente in 2 o 3 parole. Ci potremmo che felicità di aver trovato tutti insieme a strada di una concorda per fare prova di umanità, di volontà politica, per far piantare tutti i guai di un sistema mafioso. Ma non sono mica felice di essere stata un'obbligazione di fare un tal testo. Se non c'era mica stato bisogno sarebbe stato umido. Ma non è mica un testo che è contro uomini, è contro un sistema di uomini. Io meramente le parole del signor Orlando che ha detto che una società va bene
quando sgaiuffi sono sgaiuffi. Io ciò che penso è che forse domani i schianzati che cercano di fare politica con la forza di minaccia la morte pidessero una coscienza da Paridi che ci ha piantato per il bene da Corsica, ma di noi, per il bene dei suoi famiglie, un po' che porta domani che è morta e a di speranza. Allora penso che ognuno darà la misura di ciò che noi abbiamo fatto. Penso che ci sono qui in questa assemblea eletti candidati più forti che altri per consegnare sul testo. Penso al gruppo Sofiono, vi dico francamente, so che certi di voi hanno citato proposte che non sono mica troppo forze, quindi di avere strada naturale politica. E tengo a felicità la nostra capacità a ascoltarci per il bene e per la salute del nostro Paese. Jean-Christophe. Vi ringrazio, mica arriva a sto ragui e dopo tanto di lavoro a discussione di fondo. Ramenta semplicemente un ébogui fatti. Deux, pour nous, à ce stade, deux maîtres mots. Le premier, humilité. Le phénomène est complexe. Il est ancien, il est massif, il est douloureux. On a débattu ce matin d'opérations budgétaires à la faveur du DOB. On débattra plus tard de scandales ou d'autres sujets qui s'inscrivent à des degrés divers dans nos champs de compétences et qui nous amènent à prendre des décisions que nous pouvons ou pas appliquer, suivre, évaluer, etc. Ce dont on a parlé hier n'est en rien comparable. D'abord parce qu'on l'a dit, c'est une crise, un mal, un système mafioso qui si beau porta a sujeda sana sana et au beau bouloncunel. Et donc c'est pas un pan de la société, un secteur en particulier, c'est quelque chose de systémique qui nous ronge tranquillement dans la difficulté, dans la douleur et qui, je le redis, est synonyme de bien des malheurs. Donc, ne pas donner à l'extérieur l'impression que parce qu'on en a délibéré et qu'on s'apprête a priori à le faire à l'unanimité, on a mis ce problème derrière nous. Des propos magistraux dits au signor Orlando, je retiendrai pour ma part deux choses, même si l'on pourrait en évoquer des dizaines. La première, c'est la réflexion sur le pouvoir. Je ne vais pas ici entrer dans un débat philosophico-politique, mais il m'est arrivé, comme je le crois pour tant d'autres ici, de m'interroger sur ces régions abandonnées des hommes et des dieux, dans lesquelles l'investissement public, le tourisme, la spéculation immobilière ou foncière, les flux officiels ou parallèles étaient très, très peu denses, mais dans lesquels pourtant, très régulièrement, brûlaient des commerces et même, bien malheureusement, mouraient des hommes. Bien sûr qu'il y a cette question du gain, de l'argent roi et des profits dont on connaît l'origine et parfois la destination. Mais il y a aussi, je le retiens très fortement de l'intervention d'hier, une relation au pouvoir. Et dire de cette mafia qu'elle est un pouvoir parallèle ou un pouvoir en soi, c'est bien sûr interroger notre société face à l'avenir, mais également interroger ceux qui parmi nous pensent, à juste raison a priori, que le droit, l'élection,
le suffrage universel, leur confère des prérogatives. Nous pouvons décider, délibérer, financer. Eux, ils peuvent extorquer, déstabiliser, assassiner. Et leur pouvoir est sans commune mesure avec le nôtre, car il leur suffit d'une décision, pour nous d'un drame, pour qu'une société tout entière, quelles que soient ses ressources, ses capacités, son dynamisme, soit brutalement et immédiatement vitrifiée, voire mise à l'arrêt. Donc, je crois que cette leçon-là de vie, elle est extrêmement puissante. La deuxième chose, c'est qu'on part pour une génération. Et ça, il faut le dire. Parce que si on donne l'impression qu'on a délibéré aujourd'hui et qu'en appliquant doctement, méthodiquement, les 20, les 30, les 45, les 82 mesures, on va mécaniquement mesurer le recul du phénomène mafieux, des pratiques mafieuses, pour reprendre le terme consacré comme on le ferait d'un autre sujet, on se trompe et ce n'est pas le plus grave. Le plus embêtant, c'est qu'on trompe les gens. Pour faire reculer le culte de la violence, le culte des armes, l'attrait d'un pouvoir parallèle, il faut, bien sûr par des mesures d'ordre judiciaire, bien sûr par des mesures d'ordre éducatif, culturel, sportif, économique, conjuguer des milliers de gestes qui, mis bout à bout, peut-être, en tous les cas je pense qu'on peut le croire, le vouloir, en rêver, changeront ce pays. Il n'y aura pas de grand soir. On ne se lèvera pas un matin avec un pays débarrassé, comme par enchantement, de l'emprise ou du péril mafieux. Non, mais par contre, nos enfants, nos petits-enfants, nous-mêmes, connaîtrons-nous, dans quelque temps, ce pays-là que nous aurons patiemment construit et dont le rapport que nous nous apprêtons à voter sera en quelque sorte le point d'entrée et la feuille de route. Terminez donc avec cette idée d'humilité. Et en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre, pour notre part et pour ceux que nous représentons, de très grande détermination. Ce rapport interpelle l'État. M. Darmanin a dit des choses hier. Le peuple, dont nous sommes les représentants, mais pas seulement, la classe politique. Et puis, il en appelle à quelque chose qui est sacré à nos yeux, la liberté individuelle, la responsabilité individuelle. Chacun doit mesurer, tout autour de lui, les pas à accomplir. Et je crois que notre peuple, de proche en proche, il peut regagner cette confiance et cette idée que l'espoir est désormais permis. Terminer sur une idée. On a beaucoup milité, et quand je dis on, c'est collectif, je ne parle pas que du groupe que j'ai l'honneur de présider, pour un point d'équilibre entre la capacité collective à affronter le mal et le respect, ça a été dit, des libertés individuelles. On a hésité à en reprendre les termes des droits de la défense et, pour le dire autrement, d'une société de droit. On n'a pas cédé là-dessus et on s'est collectivement rendu un immense service parce que renoncer au droit pour prétendre aller contre un quelconque phénomène, il y a un téléphone, c'est bon, c'est, on fait mal, chacun le sait, poser les jalons de difficultés à venir. Donc conclure en ces termes, et en ayant été un peu long, humilité, une génération, des mesures complexes, mais que l'on va tous, je crois, s'attacher à mettre en œuvre, une très très grande détermination pour ce qui nous concerne. Et enfin cette idée,
parce qu'on a connu beaucoup de débats de cet ordre-là, que celui-là, peut-être, il peut marquer le début d'une mutation de la société. Mais je le redis, il suppose, pour devenir une pleine réalité, que chacun contribue. Le peuple corse, à travers les gens qui le représentent ici, il a éclairé un chemin. Reste maintenant à celles et ceux qui en partagent la responsabilité, l'État dans le domaine régalien et tant d'autres, d'en faire autant. Je crois que l'horizon, le champ des possibles sont désormais ouverts. On le verra dès ce soir et dès demain matin. Je vous remercie. Pierre Djonga. Madame Presidente, per ringrazio. Voglio semplicemente a movertà per questo lavoro collettivo. Credo che lo sarà un principio di un'andatura nuova e diritta per la nostra collettività e la nostra società corsa. Spero che i corsi saranno soddisfatti di un nostro lavoro che manda un messaggio di speranza per tutti quelli che sono impauriti. Allora, perché non ci sia più una mamma che piange una figlia di 18 anni, ci tocca a metterla in ballo con pazienza, modestia e lavoro tutti i giorni. Vi ringrazio. Ringraziabi. Donc je pense que tous les groupes se sont exprimés. Je voudrais dire deux mots, vraiment deux mots. Loin de moi, bien évidemment, l'idée d'un satisficite BA ou angélique. Mais depuis des mois, il faut bien le reconnaître, cette institution, Assemblée de Corse et Conseil exécutif, ont travaillé de manière exceptionnelle à tout point de vue sur ce sujet, sur ce fléau, sur ce danger, exceptionnel sur le plan de la forme, puisque souvenez-vous, depuis la session extraordinaire de novembre 2022, nous avons innové, nous avons travaillé différemment, nous nous sommes donné les moyens de répondre aux attentes, aux alertes lancées par les collectifs anti-mafia notamment. Sur le fond aussi, un travail exceptionnel qui n'a été fait nulle part ailleurs, avec un approfondissement très très important de toutes les thématiques, de toutes les difficultés, une volonté de défaire tous les nœuds et tous les obstacles aussi qui surgissent au fur et à mesure lorsqu'on entre dans le détail des différentes dimensions de ce sujet qui est inévitablement multidimensionnel. Je voudrais formuler quand même des remerciements, d'abord à l'endroit des collectifs qui font leur travail de lanceurs d'alerte, qui nous interpellent, qui nous secouent parfois aussi. Et nous avons quand même réussi à travailler ensemble et c'est important et nous continuerons de le faire. Je souhaite remercier les conseils consultatifs, que ce soit le Conseil économique, social, culturel et environnemental, mais également l'Assemblée Adiaduentu, qui, bien qu'ayant émis un avis un peu difficile, s'est emparé avec passion du sujet. Et c'est parce qu'ils sont passionnés et qu'ils sont inquiets qu'ils ont fait part de cette inquiétude-là. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et ils sont prêts, bien évidemment, Monsieur le Président, à continuer à travailler avec nous. Je voudrais avoir aussi une pensée amicale pour mes deux prédécesseurs, dans l'ordre chronologiquement Dominique Bouquigny d'une part et Jean-Guy Talamogne qui avait travaillé sur la question de la violence, qui était pour Dominique Bouquigny, qui était allé dans les écoles, je le sais, avec notamment Anne Bertrandi ici présente. Et puis évidemment, je vous remercie, Monsieur le Président de l'exécutif, de m'avoir entraîné dans cette expédition, dans cette aventure. Il y a des matins, je me demande pourquoi je vous ai suivi. Et puis après, au fur et à mesure, je commence à comprendre, même si c'est des fois, je sais, très difficile. Et je sais ô combien, alors il y a tout le travail avant ce rapport, mais la volumétrie de ce rapport et sa qualité peut être inégale, comme certains l'ont souligné, mais démontre à quel point, avec passion, vous vous êtes emparé du sujet en tant qu'homme politique, bien sûr, responsable, soucieux du devenir de la Corse et des Corses, mais aussi en tant qu'avocat, père également,
Et de cela, je vous en remercie pour toute cette conviction que vous y mettez et que vous partagez avec nous. Je voudrais remercier aussi Luca Orlando, qui hier nous a fait part de son expérience, qui a été un véritable bonheur dans ces moments sombres et difficiles. Je crois que tout le monde a pu profiter de lui, entre guillemets, parce qu'il est allé à la rencontre de tous. Je l'ai vu discuter avec tout le monde. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, une très belle personne. Voilà, non seulement un grand politique, un grand homme, mais une très belle personne et un cœur vraiment. Alors, il a un cœur à droite, puisqu'il n'en fait pas mystère. Il a une inversion des organes, qui a été révélée d'ailleurs par Corse Matin. Et il est vraiment atypique à tout point de vue. Et je crois que c'est ce qui lui donne sa force pour affronter ce qu'il a affronté dans la vie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais très rapidement, le résultat est là, et on a beaucoup travaillé, et on a encore du travail tout à l'heure. Le résultat est là, c'est un véritable résultat collectif, avec un véritable travail parlementaire, sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses sur le plan strictement méthodologique, mais en tous les cas, ça a fonctionné. Et je souhaite, comme l'a dit Valérie Baudy, que nous puissions le renouveler à une heure moins tardive de la nuit peut-être, et un peu mieux organisé, mais qui peut nous permettre, en travaillant, et travailler c'est d'abord en politique échanger, voilà, avec un peu plus de temps, de faire converger, on peut ne pas être d'accord, mais faire converger nos convictions et trouver les points d'équilibre nécessaires, surtout lorsqu'il s'agit d'enjeux tels que celui-ci. Donc, nous vivons un moment qui, à mon sens, est un moment fort, exceptionnel. Je tenais à remercier les présidents de groupe pour votre travail, pour votre assiduité aussi, pour votre implication et puis pour votre compréhension aussi. Et remercier bien évidemment les services qui nous ont accompagnés, et pas depuis cette nuit, mais qui nous ont accompagnés depuis plusieurs mois sur ce sujet-là. Ils ont même été aussi surpris de la méthode. Remercier particulièrement mon cabinet, Lésia n'est pas là, la directrice de cabinet, Lésia Sargentini, Laura, Hugo et tous les autres pour le travail réalisé. Remercier aussi les conseillers exécutifs, mais également l'administration, le secrétariat général du conseil exécutif et le cabinet du président. Juste un mot, je vais filer 2 minutes, si vous le permettez, la métaphore de la pratique de l'alpinisme. Je dirais dans ce cas-là que nous avons franchi une étape, mais soyez-en certains, et Jean-Christophe l'a bien dit, il y a un Everest à gravir. Un Everest, et nous ne sommes même pas au camp de base. Je pense que nous ne sommes même pas au camp de base, malgré le travail réalisé, malgré cette précieuse délibération que j'espère nous verrons voter à l'unanimité. Nous ne sommes pas au camp de base, mais par contre, nous nous sommes donné les moyens, les outils pour pouvoir aller plus loin. Et je crois que c'est important, une délibération, des convictions et surtout l'idée que nous ne sommes pas seuls. Cette expédition n'en est qu'à ses débuts, mais ce que nous devons dire et répéter, c'est que cette ascension, qui s'annonce difficile, est la seule voie possible. Véritablement, elle sera difficile, parsemée d'obstacles, d'efforts à réaliser, de travail encore, de longues heures de débat et de travail ensemble, mais aussi d'honnêteté, de solidarité, de confiance, ça a été dit, de courage de tous les acteurs de la cordée. Lorsqu'on est en cordée, il y a un premier de cordée, souvenez-vous de cet ouvrage magnifique de Frison Roche, il y a un premier de cordée, mais chacun est solidaire de l'autre et dépend de l'autre. Quand un dévisse, tout le monde dévisse. Et donc, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on avance et qu'on tienne véritablement le cap, malgré toutes les difficultés qui s'érisseront sur notre trajet.
Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie et il faut le dire et le répéter. L'autre voie, celle que nous refusons, n'est faite que de larmes, de sang, de prison, d'emprise, d'assujettissement, de perte de liberté et de malheur. Et je crois que ce que nous avons réussi à faire ensemble, c'est que, à travers le rapport, encore merci Monsieur le Président de l'exécutif, les amendements et cette délibération, c'est que nous avons réussi à monter une cordée qui maintenant doit continuer à gravir toutes les étapes du long chemin vers un ciel magnifique et ensoleillé. A ringraziarvi. Monsieur le Président, si vous souhaitez vous exprimer, et ensuite nous passerons au vote. Donc, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil exécutif de Corse, c'est, nous en avons conscience, un moment politique important. Nous sommes allés vers ce dossier, vers ce travail et vers cette décision en ayant conscience de la difficulté de la tâche, des attentes, des inquiétudes. Lorsque nous sommes exprimés, nous pensions les uns et les autres à ce qu'il y a en arrière-plan de drames, de larmes, de douleurs. Nous l'avons fait les uns et les autres avec pudeur. Beaucoup de Corses, tous les Corses, s'inquiètent de la situation actuelle. Et beaucoup de Corses se disent « mais que peut-on faire ?» Et nous le savons, avant le rendez-vous d'hier et d'aujourd'hui, la crainte était forte et peut-être la partagions-nous nous-mêmes un peu, que notre session ne soit que l'occasion de parler, d'évoquer à travers les mots. Je crois que nous avons choisi ensemble un autre chemin. Le moment politique est important, d'abord à travers ce que nous ont apporté ceux qui ont participé et qui ne font pas partie de cette Assemblée. Je crois que Leoluca Orlando a eu des mots importants, puissants, qui résonneront encore longtemps dans nos têtes et à propos desquels nous avons à réfléchir. Mais si je devais résumer en un mot, il est venu nous dire qu'on peut s'extirper de l'enfer. Palerme, en 1982, c'était l'enfer. Et il est vivant aujourd'hui et il a promu et développé une culture de la vie. Il y a eu ensuite la présence du ministre, Gérald Darmanin, qui a donné à la session d'hier une dimension supplémentaire au plan politique. Gérald Darmanin nous a dit des choses fortes et importantes en sa qualité de ministre de la Justice et de garde des Sceaux, des choses avec lesquelles on peut être totalement d'accord, d'autres sur lesquelles il convient de s'interroger. On verra ce que seront les décisions des parlementaires, ce que seront les choix du gouvernement. On verra aussi ce que sera l'action des autorités judiciaires et administratives dans les mois et dans les années à venir. Mais en tout cas, il nous a dit qu'il y avait du côté de l'État une volonté d'ériger la lutte contre les pratiques mafieuses en priorité. Et puis il nous a dit aussi que l'existence de ce phénomène n'était en rien de nature à devoir nous dissuader de continuer sur le chemin de l'émancipation et, pour ce qui nous concerne, sur le chemin de l'autonomie. Et j'en suis persuadé, l'autonomie est aussi un moyen de renforcer nos prérogatives et nos pouvoirs pour faire prévaloir l'intérêt général, y compris dans le cadre d'une relation loyale avec l'État qui a vocation
à exercer sans faiblesse, mais dans le respect des droits de la défense et des libertés fondamentales, ses compétences régaliennes, et notamment celles relatives au pouvoir d'enquête et au pouvoir de juger. Et puis, il y a ce que nous avons fait ensemble. Ce que nous avons fait ensemble depuis 2 ans, ce que nous avons fait avec d'autres, celles et ceux qui ont participé à ce travail, les collectifs et bien sûr la Ligue des droits de l'homme qui est présente aujourd'hui, les instances consultatives, toutes celles et tous ceux dont les noms et qualités figurent dans les centaines de pages de réflexion et d'audition qui ont été conduites et qui figurent en annexe de nos travaux d'aujourd'hui. Alors moi, je crois que ce qui est important, c'est que d'abord, nous avons défini de façon à la fois très claire, très précise et très large ce que sont les pratiques mafieuses. En quoi elles menacent la cohésion de cette société. Et puis non seulement nous avons nommé le mal, mais nous avons également affirmé que nous refusons ces pratiques. Et puis nous avons mis en contrepoint ce que nous voulons, et qui est à mon avis presque aussi important, peut-être même plus important que de refuser les pratiques mafieuses, c'est de réaffirmer que nous voulons une société corse, libre, apaisée et démocratique. Et puis le troisième point, c'est que nous avons affirmé, mais aujourd'hui nous donnons une direction. Et c'est en cela, à mon avis, que notre décision d'aujourd'hui ouvre des horizons d'espoir insoupçonnés pour nous-mêmes, pour celles et ceux qui nous ont élus et pour celles et ceux qui doutaient. Nous ne sommes pas seulement dans le verbe et la parole. Nous sommes dans la vision stratégique, nous sommes dans l'action, nous sommes dans la définition et demain, dans les heures à venir, tout de suite, dans la mise en œuvre d'un plan opérationnel et d'une stratégie d'ensemble. Ça, c'est essentiel. Je me joins aux remerciements qui ont été adressés à l'ensemble des contributeurs et participants. Je veux avoir un mot particulier, bien sûr, pour les élus de l'Assemblée de Corse et singulièrement pour les élus de l'opposition. Parce que ce que nous apprêtons à faire n'aurait en aucun cas eu la même portée si nous n'avions pas parlé d'une seule voix. Et pour parler d'une seule voix, nous avons su, les uns et les autres, faire la part de chemin qui était indispensable. Moi, je suis heureux aussi parce que, sur l'essentiel, ce rapport correspond à ce que je pensais, à ce que nous pensons comme fondamental. Y compris lorsque nous nous sommes refusés à faire le choix de ce qui peut apparaître une facilité ou d'écraser la réflexion. Vouloir une société corse, libre et démocratique, c'est aussi, et je le dis très tranquillement, rappeler que, y compris pour combattre le mal, il faut toujours le rempart et la force de la loi. Toujours. Donc, bien sûr, il nous reste beaucoup à faire. Bien sûr, il nous reste beaucoup à faire. Mais ce que nous apprêtons à faire ensemble donne aussi, et je termine, à nos institutions, aux institutions de la Corse, une dimension que peut-être, jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais eue. Et cela s'est vu à la fois dans le regard et dans les mots de Leoluc Orlando, dans le regard et dans les mots du ministre de l'Intérieur, hier ministre de l'Intérieur, aujourd'hui ministre de la Justice. Les institutions, c'est important. Elles dépassent les opinions. Elles transcendent la trajectoire des femmes et des hommes. Elles nous obligent. Elles nous imposent d'être à la hauteur des enjeux.
Et aujourd'hui, nous le sommes. Et moi, je pense à ces dizaines de milliers de Corses, à ses parents, à ses grands-parents, à ses mères, à ses enfants, qui, sans doute, ce soir et demain, vont se dire que oui, un chemin est possible. Rendre le chemin possible, c'est ce que nous allons faire ensemble. Emprunter le chemin, c'est ce qui nous attend à partir de demain. Emprunter le chemin ensemble pour une société corse libre, apaisée et démocratique. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais soumettre au vote la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Aringradiat. Donc, on respire un grand coup. Voilà. Et puis, je vais me tourner vers l'exécutif pour savoir quel rapport il va vouloir présenter. C'est à vous de voir. Je fais juste un petit point de 2 minutes avec le secrétariat général concernant la commission permanente. Alors, s'il vous plaît, on va suspendre 5 minutes. Non, mais 5 minutes pour différentes raisons, techniques et autres. 5 minutes, mais j'ai besoin de voir les présidents de groupe à Wansem et Corinne Fronte, s'il vous plaît. Merci. 2 minutes aussi.
je crois, 2,5. Voilà, donc l'exécutif, il n'y a pas encore la majorité à l'exécutif, mais ça arrive. Monsieur le directeur général des services est là, bonjour. Et bonsoir même. Bien, rejoignez s'il vous plaît vos places. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir accepter la proposition de dérogation au régime ordinaire des temps de travail du secrétariat général de l'Assemblée, que ce soit pour hier et pour ce soir. Voilà, et d'autant que les heures de travail ont été longues et nocturnes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Dérogation accordée. Merci. Alors, juste avant de passer la parole à l'exécutif, je vous rappelle que nous avons à l'ordre du jour, et je vous ai saisi tout à l'heure pour ce qui est du renouvellement de la commission permanente. Je ne vais pas ouvrir de débat au moment où je vous parle parce que je voudrais que l'exécutif passe ses rapports, mais néanmoins l'heure, la fameuse heure de battement est largement écoulée. Visiblement, je n'ai pas de liste commune entre les groupes, en tout cas rien n'est parvenu au secrétariat. Il y avait une possibilité d'avoir une liste commune. Donc, je n'ai pas de liste commune. Il y a des propositions de 3 groupes, mais il nous manque un groupe qui ne participe pas à la liste commune. Donc, est-ce que le groupe veut s'exprimer ? Non, le groupe Corinfront en l'état ne présente pas de candidat à la commission permanente. Il considère qu'il y a d'une part un problème lorsqu'il y a concomitance entre un membre de la commission permanente et le rôle de président de groupe et qu'il y a une unicité de personnes, qu'il n'y a pas de statut de président de groupe, qu'il y a des reproches permanents et arbitraires de mauvais travail, de non-représentation et d'absence. Moi, je le considère globalement, pour le groupe Corinfront, comme une insulte au mandat de parlementaire et au travail que nous faisons. Je le dis franchement, ce n'est pas un principe, c'est une position ferme. D'autre part, la commission permanente a un comportement arbitraire et dominant sur le choix des dossiers qui sont passés en session plénière ou des dossiers qui sont passés en session secondaire, à savoir la commission permanente. Je pensais qu'il y avait un modus vivendi et que lorsqu'il y avait une demande, on avait acté qu'on pouvait demander à faire passer un dossier en session plénière. Donc moi, je demande une révision complète des règlements intérieurs pour que le libre arbitre de la présidence et de l'exécutif soit contingenté par un droit de veto d'un groupe ou d'un conseiller de la commission permanente. Vous voulez travailler avec nous, vous voulez partager le pouvoir. Moi, je vous donne des règles. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas demander, nous, à ce qu'un dossier y bascule de l'un à l'autre. Je crois que ça fait partie des choses. Peut-être qu'on est excessif, mais c'est ce qu'on demande, et je pense que c'est légitime. Parce que par 2 fois, il y a eu des demandes qui n'émanaient pas du groupe Corinfront, qui ont été refusées, et moi je trouve que ce n'est pas acceptable. Moi je ne veux pas avoir le fait du prince, le fait majoritaire, qui s'oppose à des logiques d'organisation de travail dans la collectivité territoriale. Ensuite, j'estime que ce statut de président de groupe, au vu de la charge de travail qui a été induite par tous les échanges que nous avons eus internationaux entre Paris et la Corse, eh bien, ça doit mériter de la circonspection et la notion d'absence excusée permanente. Point.
C'est une position, elle est peut-être irrecevable, mais je pense qu'elle est logique et politique. À partir de là, vous avez la main, madame. Vous me répondez, vous me dites ce que vous comptez faire. On fait une suspension de séance et nous verrons. Sinon, l'État, nous restons absents de la commission permanente. On n'est pas le groupe des chamallows, hein. Ni moi une présidente bisounours. Donc, acte de votre non-candidature, nous avons de toute façon 1 heure là. Je suis obligée d'en parler maintenant et après je passerai la parole à l'exécutif pour présenter son rapport. Donc, il y a 1 heure de battement pour présenter les listes et mettre en place les opérations de vote ou de trouver un accord. Vous m'avez interpellé par écrit et vous évoquez 2 sujets qui sont différents et qui sont disjoints. Un qui a trait à un statut, j'ai noté, de président de groupe qui vous octroierait des possibilités de statut de permanent ou d'absent permanent, ce que je n'ai jamais entendu dans... Non, non, vous permettez, je termine. Merci. Donc, qui n'existe nulle part, je ne l'ai vu dans quelque institution ou organisation que ce soit. Ça, c'est la première chose, et vous le savez très bien. Cela n'existe pas. Deuxièmement, je n'applique que le Code général des collectivités locales et le règlement intérieur qui gère nos absences, nos présences, que nous avons voté tous à l'unanimité. Je peux comprendre, monsieur le président de groupe, chers collègues, je peux comprendre que parfois, pour un petit groupe, c'est difficile d'être, parce que je suis dans votre situation au comité des régions, donc je comprends très bien. Et les voyages ne sont pas Bastia, Ajaccio en l'occurrence. Il faut monter à Bruxelles pour siéger et être dans les commissions permanentes, dans le bureau du comité des régions, est beaucoup plus lourd que ce que vous pouvez connaître aussi, par ailleurs. Donc, je sais très bien que pour un petit groupe, c'est compliqué d'être partout. Il y a beaucoup de réunions, mais en aucun cas, puisque là, vous ciblez précisément la commission permanente organisationnelle qui se réunit 15 jours avant la date de la session pour fixer la date de la session, qui n'est pas bien lourde, elle ne dure pas longtemps, mais aussi la commission permanente organisationnelle du mercredi et la commission permanente décisionnaire du mercredi après-midi. Je comprends que parfois vous ne puissiez pas y être, mais il y a une gestion des absences qui est la même pour tous et qui a été décidée par tout le monde. Je comprends aussi, et même à l'usage, moi-même, sur certaines choses, j'aurais des choses à dire, qu'au terme de 3 ans, pardon, ça a passé vite, 3 ans que nous siégeons, il y a peut-être nécessité, nous avions revu notre règlement intérieur, peut-être que sur certains points, il y a des choses où il faut recaler le règlement intérieur. Il n'y a pas que ce point-là, d'ailleurs, qui pour moi, un statut de permanent absent ou absent permanent, je ne vois pas comment, on en rediscutera, on ne va pas ouvrir le sujet là-dessus. Mais il y a peut-être des choses à revoir. Il n'y a pas, par exemple, 2 présidents dans un groupe. Et moi, je suis prête à considérer, compte tenu de l'implication des présidents par ailleurs dans d'autres collectivités, etc., qu'il y a un président, un vice-président. Il y a des conférences des présidents où j'accepte bien volontiers qu'un président qui n'est pas là ou presque jamais là envoie un représentant. Je n'ai jamais refusé cela. Toutes les réunions, j'ai trouvé les moyens et la souplesse nécessaires pour que les groupes, tous les groupes, et a fortiori les groupes d'opposition puissent être à l'aise et puissent fonctionner. Donc, sur cet aspect-là que vous personnalisez sur votre statut de membre président, on aura des choses à se dire et nous les dirons en conférence des présidents, comme nous l'avons toujours fait, me semble-t-il, et peut-être qu'il faudra faire évoluer le règlement intérieur sur plusieurs points, président, vice-président et beaucoup d'autres choses, les non-inscrits, etc. D'ailleurs, sur les non-inscrits, le ministre Darmanin, l'autre jour, me faisait remarquer qu'il y avait une très grande souplesse. Il était surpris que Pierre puisse intervenir. Voilà. Et il me dit, ah bon, il y a un autre groupe. Je dis non, il y a un homme. Voilà, il a besoin de s'exprimer. Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, je vous l'ai dit après. Donc, moi, je trouve que nous avons réussi collectivement, malgré le fait majoritaire, malgré la part de pouvoir, certes, que vous avez, mais qui est proportionnelle à ce que vous a conféré le peuple,
nous avons trouvé des modus operandi qui nous ont permis de fonctionner en toutes circonstances. En toutes circonstances. Voilà, ça c'est pour la situation. Maintenant, sur la question qui est adressée aussi à l'exécutif, je dirais, du passage de rapport de la CPD à la session plénière ou de la plénière à la CPD, il y a toujours eu des discussions, il y a des propositions qui sont faites en CPD pour ceux qui sont en CPD, il y a des discussions qui ont lieu. Il y a des fois où l'exécutif accepte, il a ses raisons, il y a des fois où l'exécutif refuse, mais je ferai le calcul, hein, je suis une femme de statistiques, il n'y a pas de problème. Le nombre de fois où nous avons accepté les propositions, en l'occurrence de Sawer, de Julia et d'autres, de faire passer des rapports, hein, est très important. Voilà, lorsque vous avez réclamé le passage de la commission à la plénière ou de la plénière à la commission, il n'y a jamais eu de problème majeur. Voilà. Je crois que l'exécutif, dans 90% ou 95% des cas de mémoire, Serge, Tom, il pouvait le dire, on a accepté vos propositions. Donc, moi, je vais clore le débat là. Voilà. Je pense que j'ai d'autres arguments juridiques, les articles et tout ça, mais vous avez raison. On ne va pas parler droit uniquement, on va parler façon de faire, travail ensemble. Je ne veux pas rester sur un point négatif après l'excellent travail que nous avons fait collectivement. Voilà, donc on s'arrête là. Il y a 1 heure maintenant, vous avez 1 heure devant vous, il est 19h10 pour nous dire ce qu'il en est de la suite. Donc entendez-vous entre présidents de groupe, je ne m'en mêle pas pour ce qui est de la commission permanente. Voilà, mais je suis prête à réfléchir, monsieur le conseiller et monsieur le président, avec la conférence des présidents au problème que vous venez de soulever. Bien. Donc, je vais passer la parole à l'exécutif pour savoir quel rapport il souhaite voir passer. Je crois que Anne-Laure Santucci, vous avez la parole. Signora Presidente, cari colleghi, questo cartolare si scrive dopo un primo passo che è stato fatto in cui Marona e Brando, progetto portato da nostra collega Antonia Lugiani. E ribrando Odie, Curbara, forze d'umane ed altri tesori che ribieranno una piazza in casa sua. Ha detto ieri Gianluca Orlando che si combatte a mafia non solamente in qua repressione, ma di noi in qua cultura. Sto cartolare gira allegra per 2 affari. O primo, come l'ha detta a Bressa Quotidiana, di un ritorno in terra corsa di un'opera pitturale di prima drinca, esiliata da poi anni e anni e sconosciuta dai corsi. Un ritorno in casa sua, in Curbara, accanto all'altare, per le feste padronali, e in un museo di Corsica di modo permanente per tutti i corsi, per le famiglie, per i zideli di scuole, per i liceani e per i più anziani, che li scoprissero l'arte e la bellezza di opere artistiche dei nostri luoghi paesani sacralizzati. Una nascita patrimoniale come un filo tessuto in cui tant'altri, un filo della nostra identità. Avete letto il rapporto e volevo salutare la posizione che avete avviato in commissione a pro di questa compresa. Ringrazio di noi ESEC per il suo posizionamento, ci dice che l'UGIOLE incoraggia la nostra politica culturale, che l'UGIOLE esperte l'opere artistiche in cui tutti e che l'UGIOLE assicura il suo finanziamento. Sapete tutti che da poi 2002 a competenza patrimoniale è data alla collettività di corsa. Questa, ella, fa un lavoro annanto al patrimonio e a mobilia in cui dispositivo chiamato Legno Sacro. Di modo generale, da poi 20 anni, è cresciuto l'ingaggiamento della collettività di Corsica a pro della cultura, passando, per esempio, in funzionamento di 5 milioni a 14 oggi. Una politica ambiziosa che affonda le orecchie dei territori, a favore dei territori,
e a fianco a tutti i torri di ridori. Sto balla d'altare, fatto nel 1480, arricchiscerà il nostro patrimonio di sicuro. Ma dopo aver ascoltato eri e parole di Omero e di Palermo, femo oggi a scommessa, quella di agricoltura che ci rende liberi e che ci fa vincere di betto a mafia. Intanto, il balla d'altare a Madonna, in cui bambino e l'angeli musicanti ad affrancare un mare, da UAS Museum di Miami sino al Museo di Agorsiga, in Corti e dopo in Curbar. Ecco due parole di presentazione di questo cartolare, posto che tutto il mondo l'ha letto. A ringraziarvi assai. A ringraziarvi, cara consigliera. Beh, cominciato con un bel rapporto, la vostra carriera di consigliere esecutivo. Bravo, a ringraziarvi. Allora, c'è un avviso di USESEC. Non so mica quando lo è, penso che è favorevole. Non l'ho mica, dice Radio. Dopo c'è un rapporto di Commissione di Educazione e dopo ce ne sarà uno di Commissione di Finanze. E sarà il Presidente che da legge. Allora, a Commissione di Educazione, a Cultura, a Coesione Sociale, Muriel Fagni. Non, di Frédéric Gadaletti, scusate, Frédéric Dansard. Merci Madame la Présidente. 2 minuti. Alors, ce rapport a été présenté par Monsieur Félix Bach, directeur adjoint des sites archéologiques et des musées. Madame Evelyne Gallon-Idistre a souligné le côté émouvant émanant de ce rapport avec la restitution d'une œuvre du patrimoine de la Corse. Madame Marie-Claude Branc s'est elle aussi réjouie de ce retour sur la terre corse. Elle a souhaité savoir si des projets de récupération d'œuvres étaient envisagés et s'est interrogée sur les lieux de l'exposition de ce retable ainsi que sur les possibilités pour les élèves d'admirer ce chef-d'œuvre. Monsieur Roméo a précisé que des veilles étaient toujours en cours dans différents musées par les directions du patrimoine. Concernant les scolaires, et nonobstant le côté financier, il a aussi souligné l'importance de l'investissement du capital humain et estimé qu'il pourrait être envisagé une présentation si la demande en était faite. Une équipe de médiation a été prévue à cet effet au musée de la Corse. Madame Fagne a demandé si symboliquement cette œuvre avait vocation à être exposée à Corbar. Monsieur Romero a précisé qu'il pouvait être envisagé avec les précautions qui s'imposent un partenariat avec la commune pour déposer le retable dans son village d'origine. Concernant l'exposition au musée de la Corse, une réflexion était actuellement menée avec le conseil scientifique pour la mise en place de la galerie permanente avec une salle dédiée aux acquisitions récentes des œuvres majeures. Monsieur Saverio Luciani s'est félicité de cette belle acquisition en soulignant que les œuvres récupérées étaient souvent liées à l'Église. De fait, il a estimé qu'il serait judicieux que ces trésors puissent rejoindre leur commune d'origine lors des célébrations patronales et religieuses. Madame Vanina Lebaumin s'est interrogée sur l'utilité du passage en commission de ce rapport, sachant que toutes les procédures relatives à cette vente avaient été menées. Monsieur Roméo a expliqué que le timing de cet achat a été imposé par la vente aux enchères et par conséquent, le conseil exécutif avait autorisé l'enchère. Néanmoins, le paiement de l'œuvre n'avait pas encore été acté. Monsieur Jean-Marc Borg, en sa qualité de maire de Montegros, a souligné que l'église de Cassagne conservait une copie de ce retable datant du XVIe siècle et que celui-ci était librement accessible à l'admiration. La commission a émis un avis favorable avec une non-participation du groupe Ousso-Funov. Je vous remercie. Merci. Il y a un rapport de la commission des finances. Avis favorable, Madame la Présidente. S'exprimer sur ce rapport. Jean-Marc et Madame Chiappini. Ringraziabile signora Presidente. Per principiare vorrebbe ringraziare e felicitare il servizio di patrimonio della nostra collettività, particolarmente il suo direttore e il suo consigliere esecutivo Antonio Luciani per il lavoro molto efficace
che hanno fatto per acquistare sopra Maio. Ringraziamo di nuovo il Presidente dell'Esecutivo che ha messo i mezzi necessari perché la rivenghi nella sua isola. Sul ritorno di Abala d'Altare di Gorbara, poco tempo dopo quello di Amaona di Brando, riomba come una vittoria per tutti i corsi, per la nostra storia, la nostra cultura e il nostro patrimonio. Sul patrimonio ne possiamo essere fieri perché è fatto di ricchezze e di bellezze. Le nostre leggi particolarmente, che la zipi delle nostre città, dei paesoli i più rincuati della nostra isola, ridiosano queste ricchezze che sono a vista di tutti, paesani e forestieri, anche se sovente, per disgrazia, certe gente non si narberano manco, non la sanno manco. Ma per fortuna, quando uomo o donna impara una buona notizia come quella di sa compra, tanto per coscienza di valore di ciò che abbiamo, di ciò che i nostri anziani hanno realizzato o lasciato. Et que dit nous est une victoire amante. Et cette victoire serait encore plus prégnante si l'ensemble de notre jeunesse était sensibilisée par cette prise de conscience au même titre qu'elle serait plus attachée à sa culture, à sa langue, à l'amour de son pays. Car l'ensemble de ces valeurs et l'intérêt qu'elles doivent susciter peut contribuer à combattre les fléaux et les calamités qui veulent s'imposer dans notre société et qui représentent un danger majeur pour notre peuple. Copia radio dicendo che sopra ad riunire un museo di Corsica dopo un passaggio di un centro di restaurazione di Vorcharle in Calvi, che tengo a salutare di noi, ma invito a tutti quelli che vogliono bere da vicino a coppia di Anton Simone di Calvi, mintuata in Deuraburtu, e che tengo a precisarlo, classificata monumento storico da poi il 1955, divenne ammirale in Montegrosso, in 10 di l'Annunziata di Gassagna. Ringraziamo. Ringraziamo Mamadia Pini. Avete la parola. Merci Madame la Présidente. Alors, on comprend bien sûr l'intérêt de la collectivité pour cette œuvre du XVe siècle, réalisée par cet artiste génois au couvent de Corbar, avant d'être vendue pendant la période révolutionnaire. On comprend cet intérêt et bien sûr on le partage. La DRAC a donné son aval pour l'acquérir dans le cadre de la mise aux enchères au prix de 337 000 €. D'un point de vue juridique, c'est une opération simple, contrairement à la Madone de Brande où il y avait un conflit de propriété et on est d'ailleurs dans le même ordre de prix. Je comprends bien donc la volonté, relayée en commission par Jean Biancouch, de réappropriation au nom du Réacquist et de soustraction de ce type d'œuvre au marché de l'art qui est, je cite, mercantiliste. Au passage, un marché est par définition une opération commerciale et l'histoire nous a prouvé que l'art peine à se développer dans des économies administrées. Je rebondis aussi aux propos tenus en commission consistant à encourager ces opérations d'acquisition. Et au risque d'entamer l'enthousiasme général, je suis un peu perplexe. Des œuvres de ce type, on peut peut-être en trouver ou tous les ans ou tous les 2 ans, uniques et inédites, certes, qui auraient bien évidemment leur place dans une église ou un musée de Corse. On ne pourra peut-être pas toutes les acquérir. On marche un peu à l'aveugle, d'autant plus que le principe même des ventes aux enchères rend la planification difficile, voire impossible. Et puis surtout, puisqu'on parle de patrimoine, nous avons tous dans nos territoires, dans nos communes, petites et grandes, des biens, classés ou pas, qui nécessiteraient la réalisation de travaux de réfection et de réhabilitation que l'on doit sans cesse repousser faute de moyens budgétaires.
Depuis les statuts de 91 et surtout de 2002, la collectivité, effectivement, dispose de la compétence de programmation des travaux sur les monuments et objets historiques. Et quand, malheureusement, je constate l'état de délabrement de certains de nos édifices religieux, édifices auxquels, au passage, sont très attachés nos administrés, cela me conduit à penser qu'avant de se lancer tous les ans dans des acquisitions de cette nature, avec la volonté d'aller crescendo, il faudrait avoir de la visibilité sur les possibilités d'action de notre collectivité pour le patrimoine existant en Corse. Pardon, Madame la conseillère exécutive, pour ce pragmatisme qui peut vous sembler réducteur, mais nous nous devons aujourd'hui, plus qu'hier, d'établir des priorités. Donc oui à cette acquisition, nous allons voter le rapport, mais de grâce, dans ce domaine comme dans d'autres, apprenons à ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Je vous remercie. Qui d'autre souhaite intervenir? Oui, Savé. Merci Presidente. On avrebbe che ripete ciò che ha detto in Commissione, ci siamo felicitati perché è un acquisto comunque di valore, 330.000 euro. Ma sono curioso che, al di là dell'acquisto, che mi pare più che importante, ha detto che per viste per esempio in Curbara, posto che di un'opera che è stata fatta in Balagna, tanto, che per veste padronale, veste di santi, conventi e resto, che ci sia la possibilità per il Museo della Corsica di poter portare l'opera in paese suo, con la sicurezza che lo giuro, perché penso che è un affare di valore, ci fa caso al trasporto. Ma sarebbe interessante, noi non so mica se avete fatta, non so mica, guardo Antonio, mamma, guardi, guarda radio qui, di fare un censo, ripivo le parole di Ameriste di Dedia, un censo di opere, al di là di sto mare, c'è radio così, da mare là e anche più lontano, anche per un corso, opere da rinnovare, da ribellità o forse da comprare, ma non so mica se ne avremo la possibilità di comprare tutto ciò che fa, perché c'è da volere a mettere qualcosa, a mettere un budgetto che sia in consonanza con la sfida, perché è una sfida. Parliamo di riacquisto in tempo di disacquisto, perché siamo in tempo di disacquisto. È importante di fare un censo, di avere un budgetto e soprattutto penso a tutto ciò che è in Parigi, per esempio, nell'archivio di Linà, tutti questi film, tutti questi documenti che sono con Genova, documenti che sono documenti di Corsica, che appartengono alla storia della Corsica, o in tutti i casi alla società corsa anche del secolo XX, e che c'è da volere a rimpatriare, diciamo così. E penso che c'è assai roba a comprare, o in tutti i casi anche a facilitare, perché chi montato certe affari non c'è mica a comprarli, perché sono nostri. C'è a rivendicarli e domandarli, anche in Parigi, a Linà per esempio, tutti questi film. L'affare del patrimonio di un combatto che dura di più di 50 anni, in tutti i casi per l'epica nostra, di più di 50 anni, patrimonio materiale, come qui, e c'è il lavoro, senza contare tutti, poi parlare di chiese, di quadri, di pitture, di conventi, di ponti, c'è tanto affari a arrangiare, diciamo così, in tutti i casi a rimettere in stato. E c'è di noi questo patrimonio materiale. Di marzo passeremo questa musione, Antonio mi rispondi, come c'è stato per Badilla 15 anni fa. C'è da volere di noi a mettere in davanti tutta la nostra ricchezza, perché oggi abbiamo dato un rapporto che riguarda di maniera diretta la questione dell'identità, ciò che noi siamo. Allora, e di noi, quando c'è un acquisto così, di dare un senso, di valorizzarlo, perché se le per comprarlo e metterlo in un museo,
forse anche se gente da quella bere e badaio come se boh non basterà mica c'è da dare un senso all'acquisto a dare un senso perché chi per la nostra generazione ha un senso patrimoniale religioso confratello diciamo così ma c'è da dire che abbia un senso in noi per le generazioni che vengono quando noi parliamo di lotta culturale e soprattutto in tempi udiura e umili come oggi c'è da dire a dare un senso a ciò che fu perché chi ci aiuta a dare un senso a ciò che noi siamo e che dia un senso d'umane a ciò che saranno i nostri violi. Ringraziati. Altre domande di parola? C'è Romain, de Desbourg. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses à ce niveau-là. On entend toutes les remarques et elles sont fondées, mais il y a d'un côté avoir une programmation de politique patrimoniale et d'acquisition, et ça on peut l'entendre, moi je ne parle pas à la place de l'exécutif, ça nécessite un travail conséquent tel qu'il a été mené jusqu'à présent et tel qu'il va être mené, je n'en doute pas une seconde, par Madame Santucci dans les mois à venir. Ça, c'est une politique, on va dire, patrimoniale par rapport au patrimoine matériel, au patrimoine immatériel. Ça vient d'être dit. Ensuite, il y a la réhabilitation d'un certain nombre d'édifices. On peut penser à des édifices religieux. Moi, à chaque fois que je passe dans un village ou dans des villes, au premier rang desquelles Ajaccio, ou la cathédrale, pour ne pas la citer, subit très régulièrement des travaux. Beaucoup d'églises subissent des travaux. Et je ne comprends pas très bien l'argument qui consiste à dire parce que tel patrimoine nécessite des travaux, on ne va pas faire l'acquisition d'un bien national. E la diaqualifica così. No. Mica tu, lo sapete. Voglio dire, c'è la politica patrimoniale da una parte, c'è la politica di riabilitazione da un'altra parte e c'è la politica di acquisto di UE patrimoniali, nazionali, corsi che ci permettono di dare un senso culturale e collettivo, pas à Yente, pas à Juventus et pas uno Schrubo pour nous. Mais je crois qu'il n'y a rien d'exclusif dans cette affaire. Là, on a une opération qui a été bien menée et que l'on va appuyer par notre vote parce que on devait faire cette acquisition et on ne va pas la laisser, ce type de biens, on ne va pas les laisser à des collectionneurs étrangers, par exemple. Après, qu'il atterrisse dans un musée ou ailleurs et qu'on lui donne un sens patrimonial plus précis, ça bien évidemment, mais je crois qu'à ce stade-là, il faut bien distinguer les opérations de réhabilitation, la politique patrimoniale et une politique, c'est vrai, qui est plus difficile à identifier lorsqu'elle relève d'enchères, mais on ne va pas se priver demain de faire l'acquisition de biens qui appartiennent au patrimoine du peuple corse. D'autres interventions sur cet achat? Non. Bon, moi, je me réjouis bien évidemment de l'achat pour plusieurs raisons. Vous imaginez bien, mais je me réjouis de l'achat de ce retable. Je considère que la culture est un investissement, y compris économique. Mais loin de cela, la culture, c'est ce qui restera une fois que nous aurons disparu et surtout en ces temps difficiles lorsque le monde s'effondre. C'est tout ce qui reste, la culture, lorsque tout a disparu. Donc, il est d'une très grande qualité, il est exceptionnel. Je crois qu'à contrario, il faut féliciter l'exécutif d'avoir repéré cette œuvre. Il faut féliciter, puisqu'il y a eu une enchère, il faut féliciter la direction du patrimoine, M. Campocasso en particulier, qui s'est pleinement investi dans l'acquisition de cette œuvre, et puis des personnes aussi qui ont aidé. Voilà, des Corses qui sont dans le milieu de l'art et qui avaient repéré l'œuvre en amont. Je crois que c'est important, donc que nous puissions avoir une forme de riacquisto, et je pense que l'arbitrage ne se fait pas sur un plan économique. La question est de savoir quelle est la valeur du patrimoine. La valeur du patrimoine n'est pas qu'économique, elle n'est pas une valeur d'usage. Voilà, elle a une valeur de legs, elle a une valeur de transmission. Et je crois qu'à travers cette acquisition, nous
permettons de cocher toutes les cases de ce point de vue. Donc merci à l'exécutif pour cette acquisition. Évidemment, là je suis un peu chauvine en tant que balanine. Je suis ravie que ce retable de Corbar revienne en Corse et j'espère qu'on pourra organiser quelque chose autour de cette acquisition. Merci. Nous essayons de mettre le retable à l'écran, je crois. Si c'était possible, ce serait sympathique. Dans 2 minutes, Madame la conseillère, si vous voulez prendre la parole dans l'intervalle. Ringraziabi, signora Presidente, sapere sono da consento con voi di sicuro, non la nostra volontà che noi abbiamo di portare l'arte nei nostri paesoli e la nostra volontà di far rimanere tutto ciò che è fuori di Corsica, appena come l'hanno fatto i paesi africani, non ciò che era stato rubato per la Francia. Madame la conseillère territoriale, vous parlez d'intérêt de la collectivité, nous parlons plutôt d'intérêt des Corses. Vous parlez du réacquisto, nous parlons de la réappropriation de notre patrimoine. Nous ne marchons pas à l'aveugle. Les commissaires font leur travail de veille. Le patrimoine, celui-là, est inestimable, car c'est le marché de l'art qui l'a rendu inestimable. Le marché de l'art estime la qualité picturale d'une œuvre d'art. Ce n'est pas ni vous ni moi qui avons cette compétence. Vous connaissez certainement mieux que moi les lignes budgétaires. Vous connaissez aussi le sens des lignes budgétaires certainement mieux que moi. Donc il y a une ligne budgétaire pour ces acquisitions. Ce matin, M. Giovanangeli a rappelé la dotation quinquennale. Vous savez que, comme moi, et peut-être mieux que moi, que les communes sont accompagnées par la collectivité de Corse très fortement. Nous avons, je n'ai pas les chiffres en tête, très fortement sur la rénovation du patrimoine religieux, monuments historiques, du petit patrimoine vernaculaire avec l'Office de l'environnement de la Corse. Donc la collectivité maintient fortement le soutien de l'aide aux communes sur ce patrimoine, qu'il soit petit, grand, moyen, il n'y a pas de mot, c'est le patrimoine. Enfin, voilà, la dotation quinquennale, monsieur le conseiller exécutif l'a redit, et je pense que cela participe à l'aide aux communes très fortement. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci. Donc, on m'annonce que le retable est en train d'arriver. Non? Oui? Voilà, 2 minutes pour que vous le voyez. On va voter quand même si vous ne l'avez pas vu. Oui, pardon. Félix, pardon. Non, le conseil exécutif a parlé. On va voter là. Explication de vote. Allez. Mais non. Voyez, je suis souple. Non, mais je vais... Non, dans le cadre de tous les biens d'église qui sont encore en Corse, moi je voudrais qu'on fasse une mission d'inventaire exhaustive et un marquage. On met le bolus sur les vaches, on doit pouvoir mettre la puce sur tous les ouvrages. Moi je connais des œuvres dans beaucoup entre autres d'églises, qui sont peut-être répertoriées mais qui sont ni protégées ni marquées. Et si demain elles partent, et on a eu le cas à Sartène, et pourtant elle était répertoriée et elle est partie avec l'excuse d'une réhabilitation. Donc qu'on regarde de se donner les moyens pour, s'il y a besoin, de compléter l'inventaire et surtout de regarder pour qu'on ait une traçabilité avec les moyens modernes. Je pense que ça peut être fait à moindre frais et de regarder une mission de conseil pour de nombreuses collectivités pour des protections. Moi, je connais des biens dont certains sont classés et qui sont quasiment en état d'abandon manifeste, parce que les communes n'ont pas les moyens de la protection des biens à la valeur qu'il faudrait mettre par rapport au péril et aux risques qu'il y a sur leur détérioration. Nous vous remercions pour cette explication de vote. Le retable est à l'écran.
Non, pas là, hein, là, de l'autre côté. Euh, 1480. Je ne sais pas si ça vous émeut, mais 1480, donc quelques siècles. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au vote. J'ai l'impression que je suis commissaire-priseur chez Sotheby's, là. J'ai pas de maillet, mais on va passer au vote. Donc il n'est plus en vente, hein. Voilà, je vous avertis, il n'est plus en vente. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Merci. Donc, le retable est en voie d'achat. Ben ouais, tu vas pas à tour, hein. Merci, Anne-Laure. S'il vous plaît, rapport suivant, l'exécutif. TSE, Madame la Présidente. 42, la TSE. Taxe spéciale d'équipement, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ouais, ça change un peu, Madame la Présidente. Je pensais que vous alliez faire una tassa sul lusso, parce que nous parlions d'art. Voilà, donc taxe sur l'équipement. Ringrazia. Ah ouais, tu vas pagar au retable, donc il y a la peine à 2 soldi. Hein. Ma pro di 3 mesi, cosa no a tassa. Ringrazia, Madame la Présidente. Donc vous connaissez tous, hein, je ne vais pas vous le rappeler, le rôle essentiel de l'Office foncier, opérateur de transformation du foncier, comme c'est bien écrit dans ce rapport. Il assure pour le compte des collectivités locales l'acquisition et le portage du foncier avant de procéder à la revente auprès de la collectivité ou de l'aménageur désigné par elle. Donc on est dans un cycle en plus financier vertueux puisque cette procédure permet aussi de recharger en termes de financement le budget de cet office. Donc c'est un office important au service de l'accès au logement, mais en même temps c'est un office vertueux parce qu'il permet d'enrayer la dépossession et aussi de lutter contre la spéculation. C'est un outil qui est aussi vertueux parce qu'il est autonome financièrement. Et c'est important, la collectivité de Corse ne participe pas au financement de cet office, mais depuis 2020, il est financé d'une part par un fonds du PEI de 22 millions qui a permis de lever 40 millions d'acquisitions foncières et d'autre part par la taxe spéciale d'équipement qui depuis 2016 a permis de mobiliser 22 millions d'acquisitions foncières, surtout au profit des communes et notamment des communes rurales. Donc il s'agit aujourd'hui de la taxe spéciale d'équipement, vous dire qu'elle est fixée aujourd'hui à 9 € par habitant et que cette taxe elle est répartie au travers de taux additionnels sur les 4 taxes locales. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle n'est plus répartie sur la taxe d'habitation puisqu'il n'y en a plus, hein, donc uniquement sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la cotisation foncière des entreprises. Comme je vous le disais, le montant actuel de la taxe spéciale en Corse est 9 € par habitant. À titre d'exemple, elle s'élève à 20 € par habitant à La Réunion, à 15 € en Martinique, à 20 € au Pays Basque ou encore à 16 € par habitant en Haute-Savoie. Donc, vous pouvez le constater que nous sommes largement en dessous de ce qui se pratique au niveau français. On peut noter aussi, et je vous le disais, que la taxe préserve le contribuable corse, puisqu'il est aujourd'hui exonéré de l'acquittement des taxes locales sur lesquelles elle est assise. En revanche, cette taxe met à contribution le propriétaire de résidence secondaire résidant à l'extérieur de l'île, grâce à la taxe sur les résidences secondaires que les communes de Corse ont la possibilité de majorer jusqu'à 60% depuis l'année dernière.
Il s'agit aujourd'hui, à travers ce rapport, de vous proposer l'augmentation de cette taxe, eu égard des besoins supplémentaires que l'on a en acquisition foncière et eu égard de l'enjeu que cela représente, comme je vous disais précédemment, pour l'accès au logement des Corses. Donc le montant qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de passer de 9 € à 15 €. Donc on se réajusterait dans la moyenne de ce qui se fait en France. Et ce budget supplémentaire permettrait à l'Office foncier à la fois de pérenniser son fonctionnement, mais bien sûr, surtout d'optimiser sa capacité d'intervention pour répondre aux demandes des communes et EPCI qui sont en constante augmentation. Donc ça nous permettrait, cette augmentation, de mobiliser à peu près 2 millions d'euros supplémentaires par an. Vous dire que cette taxe, elle est votée par le conseil d'administration de l'Office foncier et que donc l'avis de la collectivité, c'est uniquement une prise d'acte et non pas un vote, et que nous devons, l'obligation de l'Office foncier, c'est de proposer le montant aux services fiscaux avant le 30 mars de chaque année, après délibération de son conseil d'administration, comme je vous le précisais. Il est donc aujourd'hui nécessaire de saisir l'Assemblée de Corse en amont pour qu'elle débatte de ce montant. Merci. Donc vous avez bien compris qu'il s'agit d'un rapport sans délibération en fait. Hein. Qui souhaite intervenir? Non, pas d'intervention. Bon, ça fait partie, Monsieur le Président de la Commission des finances, ça fait partie des sources de financement, je pense qu'il faudra mettre à l'ordre du jour, parce que moi, plutôt que de, même si des efforts ont été faits par l'exécutif sur les dépenses de fonctionnement, plutôt que de restreindre au maximum les dépenses, y compris de se priver de faire revenir un retable en Corse, je préfère qu'on réfléchisse sur les recettes, qui ne sont pas d'ailleurs que d'ordre fiscal. Hein. Donc il faudra qu'on réfléchisse aux recettes. Voilà, donc on reparlera de la TSE à cette occasion, si vous êtes d'accord. C'est un peu bas, hein, quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu bas, mais bon. C'est juste un commentaire strictement personnel. Bien, donc tout le monde est informé. Ah, je savais. Paul Félix. Non. Moi, je comprends la démarche et je pense qu'on peut y souscrire ultérieurement avec peut-être des réserves. D'abord, savoir si on module de manière linéaire les trois taxes ou si on peut avoir une différenciation. Je pense entre autres au monde entrepreneurial qui en ce moment, dans énormément de domaines, est dans de la souffrance et il n'y a jamais de petites taxes. Il y a toujours que des taxes de trop. Par contre, la fin du PEI, c'est vrai que ça coupe une réserve financière qui a été très abondante. Mais d'engager dès maintenant une discussion avec l'État, le préfet, pour que le PTIC abonde, comme antérieurement le faisait le PEI, ce fonds. Je lisais il y a 2 semaines le préfet qui disait le PTIC aujourd'hui est un peu en panne parce qu'il y a des projets qui ne sont pas portés. Là, il a juste à mettre un fonds. Il n'y a personne qui porte un projet. Donc c'est ce qu'il y a de plus facile en consommation d'enveloppe que d'affecter sur un fonds structurel de refinancement ou de cofinancement. Donc je pense qu'on doit le faire et qu'on doit demander au moins le même montant qui était sur la même période alloué par le PEI. Alors ça veut dire que l'État est dans la volonté de laisser la spéculation et de ne pas donner à la Corse et à la collectivité les moyens de donner aux communes des compléments financiers en vue des réacquisitions et des réappropriations. Jean-Paul Panzani. Merci, Présidente. Oui, sur cette question-là de l'augmentation de cette taxe, effectivement, ce que dit Paul Félix, il peut y avoir une recherche vis-à-vis du PTIC. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut rappeler au gouvernement et à l'État. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on ait l'impression que cette augmentation, même si je comprends que
elle peut être, comme toutes les taxes qui augmentent, sont douloureuses. En même temps, il faut resituer bien la proposition, enfin la proposition, l'acte qu'on nous demande de prendre acte de cette décision. Il faut bien la resituer dans le cadre de ce que fait l'Office foncier. Je crois qu'aujourd'hui, l'Office foncier, d'une part, 80% de ces dossiers, des dossiers des communes et des intercos sont financés par la TSE. Je crois que c'est important de savoir. Elle permet de porter effectivement des projets de logements communaux, également des projets publics, de parking, de musées, des projets de maisons de santé. Beaucoup de maisons de santé ont été réalisées grâce à l'action de l'Office foncier, à cette taxe. Et en même temps, je crois que le conseiller Gilles Jovanange a rappelé qu'on rentre dans un nouveau cadre un petit peu stratégique, parce que nous allons voter pour l'Office foncier le nouveau programme, la nouvelle PPI 2020, je sais plus jusqu'à quand, 2025 si je retrouve la date, je vais vous la donner. Je ne vais pas la retrouver, donc c'est pas grave. Donc on va voter une nouvelle PPI. Et d'autre part, l'Office foncier est en train de se doter d'une stratégie réactualisée concernant l'aide qu'elle peut apporter aux communes, en tenant compte qu'effectivement l'abondement du PUI est terminé et que donc il faut trouver ces sources de financement. Elles sont indispensables. Donc cette augmentation, effectivement, comme toutes les augmentations, peut paraître douloureuse, mais en même temps, quand on la rapporte à certains paramètres qui se fait sur le calcul de toute la population en tenant compte en près des taxes qui sont fixées par les communes, donc je pense que c'est un impact assez modeste pour les familles, pour les personnes, pour les différentes taxes qui sont additionnelles, qui sont concernées. Et d'autre part, cette taxe que nous allons augmenter va permettre des réalisations qui vont permettre de faire entrer au budget plus de 2 millions d'euros, quand on sait quand même que ce budget qui va perdre en intensité puisque le PUI n'existe plus, ce budget, avec ce nouveau budget qui va s'élever à plus de 5 millions d'euros, avec les 2 millions qui vont correspondre à l'augmentation, vont être nécessaires. Donc je pense qu'il faut effectivement bien situer cette augmentation, dans quel cadre elle se fait, dans quel cadre stratégique, pour quels objectifs, surtout que l'Office foncier va également apporter beaucoup d'ingénierie aux communes. Et les communes en auront besoin dans la période qui va venir, et ça va être, comme toujours, un outil qui peut être très utile, même majeur, dans le cadre de la lutte contre la spéculation. Voilà pourquoi je crois qu'il faut bien le resituer et considérer que c'est une décision qui est importante. Oui, merci pour votre intervention, auquel je souscris tout à fait. Jean-Christophe. Merci, Madame la Présidente. Profitez de l'examen de ce rapport pour saluer l'équipe de l'Office foncier, son directeur, l'ensemble de ses agents, les élus qui composent son conseil d'administration. Jean-Paul vient de le dire, c'est un outil important et donc on va vous accompagner quant à la mise en œuvre de cette taxation nouvelle. Il ne faut pas la vivre, pour le coup, dans le sillage du débat du matin sur les contraintes budgétaires que connaît notre collectivité, comme une difficulté supplémentaire sur notre chemin. C'est plutôt un atout et un levier qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de choses. L'Office foncier, pour avoir eu le plaisir et l'honneur de le présider, et donc de bien le connaître, c'est un outil hybride qui est entre le PFL et l'établissement public d'État, avec donc des prérogatives, une structuration qui sont directement le fruit de la loi NOTRe, et à travers cette consécration législative, une trajectoire
de développement, de croissance, qui depuis donc sa création n'a jamais été freinée ou interrompue. Et donc il y a aujourd'hui des dizaines de communes qui peuvent se féliciter d'avoir à un moment donné fait appel à ces services pour extraire donc du champ spéculatif un certain nombre de biens, pour ramener dans le giron des collectivités publiques des équipements, des lieux, des parcelles utiles au développement des territoires. Et par la même occasion, ça a pu concourir à asseoir des trajectoires d'aménagement plus globales sur des communes, des intercos, avec donc un maillage et des équipements qui, sans le concours de l'Office, n'auraient pas été possibles. Donc, je crois que c'est véritablement quelque chose d'important qu'il faut saluer. Profiter donc de ce rapport et conclure en disant 3 choses. La première, on a longtemps débattu ces derniers mois, ces dernières années, de l'opportunité d'un pôle foncier dont l'Office serait la pierre d'angle. Je crois qu'il faut que l'on garde à l'esprit cette idée et que l'on utilise, entre guillemets, la fenêtre d'opportunité que constitue le processus et la discussion vers l'autonomie pour simplifier le paysage. Il y a des choses qui sont dans le champ de l'État, le Conservatoire du littoral, etc. D'autres qui sont dans une situation un peu hybride, la SAFER, dont il sera très prochainement question pour plein de raisons, la Chambre d'agriculture, bien sûr, désormais régionale, pour nous territoriale ou nationale, l'Office, et puis d'autres éléments qui peuvent, en étant conjugués et articulés, nous donner, dans l'attente d'un statut de résidence ou de toute autre disposition de mesure de nature plus structurante ou structurelle, nous donner donc les moyens d'agir. On l'a vu un peu plus tôt à la faveur du débat culturel et de l'acquisition de cette œuvre. Xavier l'a dit pour notre compte, dirons-nous, on ne peut pas, à chaque fois qu'une œuvre doit être soustraite à la spéculation, qu'un terrain aurait ou a vocation à être, entre guillemets, récupéré ou acquis par la puissance publique, multiplier les efforts. Nos ressources budgétaires, quel que soit le taux ou l'assiette de la dite taxe, n'y résisteraient pas. Donc on doit asseoir cette ressource pérenne, constituer cette logique de pôle pour articuler les différents niveaux d'action dans le domaine du foncier et de l'immobilier, et bien sûr s'inscrire dans une trajectoire de moyen long terme pour imaginer sur fond de révision constitutionnelle et d'évolution législative et réglementaire ce que sera demain l'office foncier d'une Corse autonome, qui permettra d'aller plus loin encore dans la capacité à réfréner les appétits spéculatifs et à intégrer dans le champ du public, c'est l'esprit de la délibération d'hier d'ailleurs, un certain nombre de lieux, de parcelles, etc. Terminer sur 2 idées, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. La première, c'est celle du développement économique. L'office foncier sert aussi à ça, à asseoir des projets de développement durable, de croissance, par donc cette fonction d'acquisition. Dernier point, le logement. Dans la ville que j'ai l'honneur de diriger, entre guillemets, et encore une fois, merci au concours de l'Office, nous avons pu acquérir 7 millions de biens fonciers immobiliers, 7 millions, à côté des 2 autres villes, Bastille et Ajaccio, qui ont elles-mêmes pu, je dirais, porter, au travers de l'Office, plusieurs dizaines de millions en cumulé d'euros de biens aux fins de réaliser des opérations en accession, en maîtrise, etc. Donc on le voit bien. Pour toutes ces raisons, il faut qu'on continue dans la trajectoire. On a eu ce matin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaitais intervenir au nom de notre groupe, un débat sur la fiscalité, les ressources économiques et financières de notre collectivité. On ne peut pas amalgamer cette TSE et, dirons-nous, l'induire ou l'introduire dans le même champ. On est dans une autre ressource et un autre type, dirons-nous, de levier. Donc pour toutes ces raisons-là, et tant d'autres, mais il est tard et on ne va pas épiloguer, on votera, on soutiendra et encore une fois, on continuera
à accompagner cet outil qui est véritablement intéressant et fort au service de notre communauté. Je vous remercie. Merci. Alors, d'autres interventions? Non. Je repasse la parole à Gilles Giovanangeli. Merci, merci. Alors simplement, d'abord rassurer Paul Félix, vous l'avez vu dans le rapport, hein, sur la majoration, et effectivement à 15 € par habitant et l'impact que ça a, notamment sur les entreprises. On est sur des montants qui me paraissent acceptables. Vous avez là une simulation, par exemple, si nous passions, et comme nous l'espérons et vous le proposons, à 15 € par habitant, la cotisation des entreprises elle serait augmentée de 38 € par entreprise pour une entreprise à Bastia, de 31 € pour une entreprise à Ajaccio, ou 35 € à Portivecchio et 12 € à Corti. Voilà à peu près les exemples, et on peut regarder de la même façon pour l'impact que ça aurait sur les contribuables. Donc on est sur quand même quelque chose qui nous paraît acceptable. Madame la Présidente, effectivement, il y a eu des débats. Le montant plafond, c'est 20 €. On a choisi 15 €. Voilà. Il y avait encore quelques marges peut-être. Dans l'avenir, on choisira d'à nouveau de l'augmenter. Pour répondre aussi à Paul Félix, moi je suis assez d'accord pour que l'on regarde les possibilités de contribution de l'État via le PTIC. Le principe semble intéressant intellectuellement et je pense qu'il faut le fouiller et le proposer. Par contre, il faut qu'on tombe d'accord sur la répartition. C'est un outil porté par la collectivité au service des collectivités locales. C'est évident que dans ces cas-là, il faudrait que ce soit pris sur, au moins partager les parts. Moitié collectivité locale, moitié fonds de PTIC collectivité locale et moitié fonds collectivité de Corse. Ça me semble un principe d'équité naturelle. Enfin, je suis assez d'accord, je pense qu'on est tous d'accord avec les propos de Jean-Christophe Angelini sur le fait qu'effectivement, on a tout intérêt sur cette problématique foncière de s'inscrire dans une dimension plus globale. Moi, je pense aussi à la question, ça a été abordé hier, du foncier agricole, et on voit que là aussi, il y a des enjeux forts de spéculation et que nos moyens sont limités. Et il serait bon aussi d'intégrer dans la vision, y compris ces aspects-là. Ringraziavi. Bien, donc il n'y a pas de vote. Hein. Il s'agissait d'une information et ça a suscité quand même quelques échanges et c'est toujours très instructif. Donc merci à tous pour ce sujet, pour ce rapport. Donc on va passer au rapport suivant. C'est scandaleux. Oui, vous avez la parole, Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement. Ringraziabi, cara Presidente, cari colleghi, Scandola è sempre un rapporto importantissimo, si parla qui di ambiente e di tutto ciò che lui accanto. Je reviens vers vous aujourd'hui après vous avoir présenté il y a quelques mois de ça une demande qui avait été établie par l'Office de l'environnement et qui a été délibérée par l'Assemblée de Corse, qui consistait à réviser le décret de Scandola qui datait de 1975. Nous avions demandé cette révision qui nous semblait pertinente et importante pour essayer de faire, ou plus exactement de remettre en forme ce qui n'était pas d'actualité il y a une quarantaine d'années, mais qui l'est aujourd'hui, notamment les survols de drones à Scandola ou encore les arrêtés qui permettaient de stationner la nuit et dans la Posidonie de manière incontrôlée, ou encore d'être, je dirais, en limite de la réserve et de causer quelques nuisances complémentaires. Donc il y a véritablement une volonté de l'Office de l'environnement qui doit jouer son rôle, bien évidemment, qui est celui de mettre sur le dessus de la pile le cadre environnemental et d'essayer, comme le rappelait lors de la séance précédente Jean-Christophe Angelini ou M. Mela, d'essayer de faire vivre un tourisme raisonné et durable qui sont aujourd'hui indispensables
et que l'on doit effectivement retransmettre à nos populations de manière assez conséquente. Donc nous avons cheminé quasiment 1 an avec les services de l'État pour préparer ce décret de scandale où nous avons rencontré les différents acteurs, les maires, les pêcheurs, les responsables de loisirs, les plaisanciers, et nous avons essayé de construire quelque chose de durable et qui permette au plus grand nombre de pouvoir occuper l'espace. Quand je dis occuper l'espace, je crois qu'il est important aussi que je fasse un retour en arrière sur véritablement quelles sont les zones qui sont définies du côté de Scandola et comment elles se décomposent. Aujourd'hui, on a un secteur qui va de Cargèse à Calvi qui compte 4 sites d'intérêt majeur Natura 2000. Le périmètre géographique du site Golfe de Porto, Calanque de Piane, est celui qui est inscrit depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'y reviendrai dans un instant. En outre, la réserve naturelle de Scandola a été créée de 1983 à 2020 et elle est titulaire d'un diplôme décerné par le Conseil de l'Europe dans le cadre de la Convention relative à la conservation de la vie et du milieu naturel de l'Europe, dite aussi Convention de Berne, que nous avons perdue et dont tout le monde est bien évidemment au courant. À la fin des années 2019, en concrétisant auprès de l'État la délégation de gestion du site labellisé par l'UNESCO, le Conseil exécutif de Corse, au même titre que l'Office de l'environnement, ne sont pas restés les bras ballants. Et nous avons, par une série de mesures, conforté ce patrimoine mondial inscrit au niveau de l'UNESCO. Et nous avons essayé non seulement de conforter le label, d'engager des orientations susceptibles de répondre aux recommandations formulées par le groupe des spécialistes des espaces protégés, qui sont mandatés par le Conseil de l'Europe. Alors, comment s'y prendre ? Nous avons commencé par élaborer une mécanique réglementant les flux touristiques pour limiter la pression sur le milieu, consolider l'information délivrée aux usagers et le dialogue avec les socioprofessionnels, insérer la gestion de la réserve naturelle de Scande dans la dynamique d'une aire maritime protégée. Aujourd'hui, si on venait à faire un comparatif entre ce que nous demande l'État et ce que demande l'Office de l'environnement, et je vais vous l'énoncer afin que vous voyez quel est le niveau de l'implication. Et je crois qu'il est important qu'on se le dise. Le niveau d'implication de l'État qui consiste à dire nous devons mettre sous cloche Scande, 1000 hectares. Que dit la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement? Elle dit nous devons mettre en partie effectivement des règles strictes pour contenir l'activité anthropique dans le secteur, mais nous devons, sur conseil de l'UNESCO, créer une réserve naturelle de Corse de 70 000 hectares qui englobe Scandola. Qu'est-ce qu'on dit de plus? On dit que cette réserve naturelle de Corse, qui serait une bulle de protection à Scandola, doit se doter de plusieurs artifices. Les 2 premiers, qui me semblent les plus importants, c'est de doter cette réserve naturelle de Corse de licences et de quotas. Ce que je suis en train de vous dire n'existe pas dans le décret qui vient d'arriver et que nous venons de prendre connaissance. On va encore un pas plus loin. L'Office de l'environnement de la Corse dit pourquoi devrions-nous surveiller 10 nids dans la réserve de Scandola alors qu'il en existe près de 40 en Corse. Nous voulons aller encore plus loin et nous avons fait la preuve qu'il y a une possibilité d'avoir une meilleure protection des nids. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 2020? Depuis 2020, nous avons rencontré les socioprofessionnels et nous leur avons dit de manière très simple,
nous allons sanctuariser les nids qui, en période de reproduction, sont occupés et où il y aura une nidification certaine. Et c'est ce qui se passe depuis 3 ans sous le contrôle d'Oulevante. Nous faisons ensemble le comptage de tous les nids et nous disons au préfet où est-ce que les arrêtés doivent être pris pour les mettre en protection. Et le fait de travailler en synergie avec tout le monde permet aujourd'hui, non seulement les socioprofessionnels, mais les pêcheurs, de venir nous signaler quand est-ce qu'à partir du mois d'avril, les nids sont occupés et nous déclenchons une mise en protection intégrale. Que faire de plus pour essayer de garantir les bonnes nidifications du balbuzard et d'essayer effectivement d'être au rendez-vous de ce que l'on doit faire au niveau du cadre environnemental. Voilà ce que nous avons eu de cesse de faire depuis 2020. Et depuis 2020, vous aurez certainement pu vous en rendre compte, on a eu pratiquement plus d'interventions par la presse, par les médias. Les choses sont rentrées dans une période de stabilité intéressante. Je ne fais que rappeler les préconisations que nous avons mises en place à Scandre, étaient décernées et demandées par le CNPN, qui aujourd'hui, à la veille du lancement de l'enquête publique, a complètement changé l'approche du décret que nous avons eu avec eux et de la manière de gérer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'enquête publique s'est ouverte au mois de janvier et que la première réunion qui s'est tenue à Galéria le vendredi 17 janvier sous l'égide de la présidente de la commission d'enquête, eh bien, nous avons eu une levée de boucliers conséquente, non pas de l'Office de l'environnement, qui était, lui, déjà au travail pour garantir ce que demandent les différentes commissions et pour effectuer les travaux qu'il y a à faire. Une levée de boucliers des pêcheurs, des maires, de tous les maires, di Ugircondo, tutti i maires. Et j'en profite pour vous glisser qu'on sera reçu en préfecture avec eux le 6 mars, parce qu'eux aussi veulent exprimer leur mécontentement et la manière dont on a abordé la problématique de Scandre. Au-delà des maires, les pêcheurs, interdits de la zone, les personnels de loisirs qui travaillent sur le secteur, i nostri paesani, poi non abbiamo andare neanche gli scogli né a portare i zozideli in bord di mare. Voilà ce qu'est la réalité de ce que pourrait être une mise sous cloche. Et enfin, je voulais vous dire que, et j'ai vu cette semaine dans la presse qu'on est allé chercher des exemples de l'autre côté de la Méditerranée, alors que la Corse, par le biais de la réserve de Bonifacio, est un exemple qui a été reconnu non seulement au niveau national, mais au niveau mondial. C'est le professeur et scientifique Frédéric Bioret qui, en conclusion de son rapport sur le plan de gestion de la RNBB 2023-2032, pour le compte du Conseil scientifique, indiquait « Ce plan de gestion doit servir de référence pour d'autres réserves naturelles, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. » En effet, il expliquait qu'une approche différenciée, capable de concilier l'ensemble des usages, l'effet réserve doit être un point de vue environnemental, économique, culturel et sociétal, une richesse pour le territoire. Et c'est véritablement dans cet axe-là que nous souhaitons nous inscrire, essayer de dire aux gens que la gestion de la réserve de Scandre, ça fait 3 ans qu'elle est maîtrisée, que l'on arrive à faire cohabiter tout le monde et qu'on arrive à mettre en place des choses qui sont efficientes pour le cadre environnemental, pour la nature, pour le balbuzard et pour toutes les personnes qui fréquentent le secteur. Enfin, un dernier point qui a été abordé à cette enquête publique, c'est le cadre sécuritaire. Les pêcheurs, et notamment nos amis de Girolata et François Alphonse qui étaient présents à cette réunion,
ont évoqué le caractère dangereux de la passe de Gargalo, où on doit véritablement avoir une écoute attentive. Et personnellement, je ne suis ni pêcheur ni un sachant, mais les gens qui se sont exprimés sur le sujet l'ont fait de manière très précise et il conviendra bien évidemment de les écouter. Je crois que c'est important. Enfin, je voudrais terminer en vous disant que dans ce secteur, il est proposé bien sûr un nouveau décret de projet qui se fonde sur les orientations que nous avons formulées et que je viens de décliner avec vous. Actualiser et consolider le diagnostic portant sur l'écologie et la gestion des usages du site, bien évidemment. Inscrire des mesures réglementaires efficientes ayant à préserver les milieux et les espèces, sans toutefois y porter préjudice. Conditions de sécurité pour la navigation, maintien des usages durables, à la fois pour le secteur économique local et les activités récréatives. Et bien sûr, les pêcheurs qui n'ont pas manqué de nous signaler l'importance qu'ils avaient à fréquenter le secteur et à pouvoir s'y rendre. Inscrire en fait un principe d'instauration de zones de quiétude pour les balbuzards pêcheurs en période de reproduction, sans a priori, et même au mois d'août si les oisillons n'auraient pas pris leur envol. On va beaucoup plus loin que le décret. Adopter une cohérence d'origine réglementaire qui doit nous permettre d'éviter un ancrage diurne et nocturne sur la totalité de la réserve. L'activité de pêche professionnelle et la navigation par des arrêtés de l'autorité compétente, garantissant adaptabilité et bien évidemment en les faisant cohabiter. Instaurer dans le périmètre de la zone de protection intégrale de la réserve un dispositif de licence professionnelle et plaisancière. Juste, je m'arrêterai un instant pour dire que lorsqu'on est sur cette réserve naturelle de Corse, avec des quotas et des licences, si on venait à s'en référer aux socio-professionnels, on aurait 52 bateaux qui feraient des rotations dans le secteur. Mais on aurait la main sur la grande plaisance et sur la possibilité d'éviter une grande majorité des 60 000 bateaux qui rentrent dans la zone et qui, eux, pour le coup, font fi de toutes les règles, même si Navingo, qui est un outil de navigation extrêmement précis, mais souvent, lorsqu'on contrôle ces gens-là dans le secteur, ils évoquent le fait de la méconnaissance ou de ne pas savoir qu'il y a des zones de nidification de balbuzards. Autant dire que si on venait à baliser ces secteurs et qu'on venait, par le biais de la convention qui nous lie avec l'État, que nous n'avons pas re-signé, parce que nous demandons à avoir des moyens complémentaires pour garantir Scandola et sa pérennisation au sein de l'UNESCO, on aurait la possibilité de surveiller davantage le secteur et non pas d'avoir une embarcation, mais d'en avoir 3 ou 4 et d'être en permanence sur le plan d'eau. Voilà ce que nous voulons instaurer dans ce périmètre de zone de protection intégrale. En conclusion, le Conseil exécutif de Corse souligne la nécessité de renforcer cette coordination des politiques publiques qui est engagée par l'Office de l'environnement de la Corse, avec l'ensemble des institutions, les communes, les communautés des communes, la collectivité de Corse, les agences et les offices, le Conservatoire du littoral et les services de l'État. Et enfin, de se donner les moyens financiers et opérationnels dédiés à la gestion de la surveillance et au contrôle pour répondre efficacement à tous ces enjeux. La collectivité de Corse propose de mettre en place une politique largement plus ambitieuse que celle proposée par l'État à Scandola. Avec la création de sa réserve naturelle, elle engloberait par ses 70 000 hectares les 1 000 hectares de la réserve de Scandola et des mesures de limitation de la fréquentation sous la forme de quotas et de licences pour toutes les activités socio-économiques, et nous en avons fait l'exemple au Lavetti. C'est la seule solution pour retrouver non seulement le label, mais pour conserver l'inscription de Scandola au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Bien sûr que la conservation des balbuzards est un enjeu majeur et nous y veillons à chaque instant. Mais elle est assurée, comme je vous l'ai expliqué, et de manière intégrale puisque les oiseaux sont surveillés de manière régulière. Je terminerai en vous donnant lecture d'un passage du CESEC qui a pris acte du rapport à l'unanimité et qui dit « Le CESEC estime que la mise en place d'un plan de gestion de la réserve de Scandola, qui inclut des dispositions en faveur d'un tourisme raisonné et durable, indispensable à l'économie et aux populations de la microrégion, constitue un objectif essentiel à satisfaire de manière impérative dans l'optique prioritaire de pouvoir conserver les labellisations existantes et récupérer celles qui ont été perdues. » Je terminerai en vous disant quelques mots, les mots d'un pêcheur du secteur qui est venu me voir et qui m'a dit Caro Presidente, voglio dirvi due affari. Suite alla riunione pubblica di Scandola, mi ha detto c'è 50 anni fa dalla riserva di Scandola i mugini ce n'erano milioni. I mugini sono questi pesci che campano in surface sopra l'acqua. Non ce n'è più. Le dérèglement climatique ci tocca, di già. Mi ha detto di noi, a sapete, noi pischiamo qui, siamo tutti i giorni all'acqua. C'è 2 nidi tutti gli anni, ci sono la gelli e ci sono i giughi. A sapete dove li so? Io ho detto forse perché sono andato a bere. Mi ha detto sono alla sortita di un porto di Borto. Ce n'è una dritta e una manca. E mi ha detto, e sapete perché ci sono? Perché è qui che si smagliano i filetti e che non lampiamo i nostri pesci all'acqua. Ecco il buon senso dei pescatori e tenia a dire della sua assistenza oggi qui all'Assemblea di Corsa ringraziabile. Ringraziabile oggi consigliere dunque da usese con le dieta una presa ad atti. E vi mando tutto au rapporto di usese che la vede non te i vostri cartolari e poi ci una visu favorevole di l'Assemblea di Gioventù di a commissione competente. C'è stato un bel dibattito tra i giovani e si è venuti sono stati contenti di avere e dare le vostre risposte e hanno dibattuto tra elli e come appena tutto il mondo so, da una parte per la protezione di sicuro perché hanno capito che era un gioiello di un nostro ambiente ma allo stesso tempo la necessità di avere una regolazione come lo ci vuole di frequentazione. Ecco, i rapporti bisogna stati comunicati. Passo a parola. No, prima c'è di noi la Commissione che ha fatto un rapporto a Zedenat. Qual è chi... Dunque, avvise favorevole di Zedenat. Qual è chi vuole bien la parola non ta Scandola? Angèle Tiapigny. Merci, Madame la Présidente. Alors, la modification du décret de 1975, effectivement, est une demande déjà ancienne, dans les années 90 à peu près, et elle a fait l'objet de 2 projets de révision antérieurs, l'un de 2004 porté par le PNRC et le second par l'OEC en 2016. Donc deux demandes de révision qui n'ont pas abouti. En 2021, Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement, vous demandez une nouvelle fois la modification du décret pour encadrer la fréquentation et prémunir le site des conséquences de son attractivité, avec en toile de fond depuis quelques années maintenant le risque de perdre le label UNESCO. À ce stade, une première interrogation. Entre 2021 et 2024,
donc date de l'enquête publique, à quelle date ont été produites les propositions de l'OEC. Je dis ça parce que peut-être que dans ce laps de temps conséquent, on aurait pu peut-être se mettre d'accord pour éviter d'entamer cette nouvelle période de report pour un nouveau texte. La réponse de l'État à votre demande est donc ce projet de décret que nous examinons aujourd'hui, avec notamment un article 4 considéré trop restrictif. Celui-ci met en place une zone de protection intégrale, effectivement, interdite aux bateaux toute l'année, et des zones de protection renforcées autour des nids de balbuzards, qu'ils soient occupés ou non, interdisant de fait toute activité sur un rayon de 250 mètres entre le 15 février et le 31 août. Ce durcissement, pris, dit l'État, dans l'intérêt de la faune, a généré la réaction des bateliers, c'est vrai, des pêcheurs et des communes, et votre délibération leur emboîte le pas. Alors, je dois avouer que la position du rapport est assez étonnante quand on a la mémoire du dossier et qu'on sait que votre famille politique a toujours plaidé pour une restriction croissante de l'activité, à tort ou à raison. Et en page 22 du rapport, vous parlez même de la valorisation du patrimoine naturel, qui semble donc acter votre revirement vers plus de pragmatisme. Le rapport précise également que les indicateurs sont au beau fixe, que la biomasse des poissons est excellente, une des meilleures recensées dans les aires maritimes protégées, que la fréquentation des bateaux a baissé, elle aurait été divisée par 3, suite aux décisions limitatives prises dans cette intention. Alors, en tant qu'élu du territoire, je ne suis pas certaine, pour connaître un peu le site, qu'on puisse être aussi formel et contrôler l'ensemble du trafic sur le périmètre de la réserve. Par ailleurs, le rapport évoque, pour soutenir l'activité économique, l'accompagnement des acteurs maritimes pour décarboner leurs embarcations. Ça semble être une piste intéressante, au-delà même de la seule réserve, et je pense notamment aux pêcheurs, en mobilisant, si c'est possible, le fait en pas, puisque c'est un fonds dédié à la pêche et qu'on peine à le consommer. Pour revenir au décret, l'article 4, en effet, pose problème, parce qu'il est d'une part trop restrictif en termes d'accès aux embarcations, et d'autre part, il les expose à un grave risque sécuritaire, notamment en évitant la passe de gargalo. Dans le rapport, vous émettez des propositions d'amendement. Pour la partie ZPI, le rapport propose un système dérogatoire, vous en avez parlé, pour les pêcheurs, les professionnels du tourisme licenciés et pour les plaisanciers sur réservation avec un mécanisme de licence. Très bien. Pour la partie ZPR, l'idée serait de prendre des arrêtés préfectoraux ponctuels selon que les nids soient occupés ou pas. Et la réponse apportée à Christelle Combette en commission du développement confirme bien que la période d'un peu plus de 6 mois est conforme aux besoins de l'espèce. Ces amendements, qui sont donc déjà formalisés, sont des pistes valables qui auraient peut-être suffi à rendre le décret acceptable. C'est donc le point problématique majeur des 27 articles que compte le décret. Le reste n'est pas contesté, ni l'interdiction de survol des drones, ni la réglementation du mouillage, ni surtout la limitation de la vitesse à 5 nœuds dans l'ensemble de la réserve, limitation qui est une mesure nécessaire pour l'ensemble des navires, y compris ceux de plaisance. Sur ces bases, on aurait peut-être pu rendre un avis favorable, moyennant la révision de l'article 4, comme justement exprimé dans le rapport. Et cela aurait au moins permis de ne pas perdre davantage de temps, que l'on sait tous en la matière précieux. Mais vous privilégiez de rendre un avis globalement défavorable pour rouvrir la discussion, dont acte. On votera favorablement ce rapport en sa forme actuelle pour que la concertation reprenne avec l'État
dans l'optique d'aboutir le plus rapidement possible à une nouvelle version. Mais cette concertation, et je pense que vous serez d'accord avec moi puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais cette concertation ne pourra être qu'une partition à deux mains jouée par la CDC et l'État. Les communes qui se sont positionnées également contre cet article 4 sont concernées et aspirent à être consultées lors de ces échanges. La commune d'Auzagne, on le lit dans le rapport, regrette d'avoir été écartée jusqu'à présent. Celles de Piane, Haute, Serrières et Galéria ont pris publiquement parti contre le décret et veulent défendre leur vision de ce que doit être la réserve de Scandole. Elles doivent impérativement être associées aux discussions, car ce sont elles qui ont à gérer les opérateurs économiques au quotidien. Ce sont elles qui gèrent les flux de population vers le site et leurs administrés ont à cœur l'avenir de la réserve. Et bien sûr, ce sont elles les dépositaires de ce lieu emblématique qui doit être, pour reprendre leurs propos, une réserve vivante. Je vous remercie. Merci. Qui d'autre souhaite intervenir? Oui, Paul Félix. Je partage en grande partie l'intervention de ma collègue. Moi, je pense que, bien entendu, on ne peut pas accepter, entre autres dans une logique à minima d'autonomie, d'accepter un diktat d'État violent, qui d'ailleurs est proposé avant que les conclusions de la commission d'enquête ne soient produites. Ce qui est quelque chose de bizarre, parce qu'on fait des propositions qui ne sont pas validées réglementairement par une commission d'enquête publique qui a été clôturée seulement le 12 février. J'ai cherché à trouver sur Internet, il n'y en a pas, je pense qu'elle n'existe pas encore. C'est problématique. Maintenant, moi je conçois, je dirais, la protection de l'action anthropique corse. Mais ensuite, on doit garder des fondamentaux unesquiens. On a sur le site l'ichthyofaune la plus forte en densité de Méditerranée. Et elle est sur un secteur très concentré. C'est-à-dire qu'un passage de navire avec une aire de déplacement imposante, un sillage et des remous crée des déplacements en masse de poissons. Surtout en période de reproduction et avec des déplacements, et de ce fait, ils sortent de la réserve pour trouver des zones tempérées à 20 degrés qu'ils n'ont pas immédiatement aux abords de la réserve, qui a la particularité d'avoir des fonds tombants et des apics immédiats, et c'est la caractéristique de toutes les côtes de cette zone, où il y a d'ailleurs des apics et des falaises très significatives en hauteur, et on a exactement la même reproduction en partie sous-marine. Moi, je conçois qu'on ne peut pas accepter, je dirais, un décret colonial, mais pour autant, on doit avoir une vision patrimoniale forte en termes de protection. Moi, j'entends qu'on ait des systèmes dérogatoires pour des professionnels, mais la question, c'est qui sont les professionnels? Combien de professionnels? Quels sont les moyens des professionnels? Moi, quand je lis que la progression des fréquentations humaines embarquées par les professionnels n'a progressé en 8 ans que de 9%, je m'inscris en faux. Tout simplement parce que, comme tous les commerces, je dirais, de détail touristique, que ce soit des bars, que ce soit des boulangeries, on ne comptabilise pas tout. C'est la réalité.
Ça ne veut pas dire qu'il y a une économie souterraine, mais ça veut dire qu'il y a une réalité. Une réalité. Est-ce que vous pensez que tous les marins qui ont un capitaine de sang, ils ont toute la paye qui est déclarée? Je ne pense pas. Point. C'est déjà le début d'une réponse. Parce que sinon, vous n'en trouvez pas. Donc, moi, je pense que on doit demander, bien entendu, de se remettre autour de la table, mais je crois qu'il faut un copil. On ne peut pas laisser les instances office de l'environnement toutes seules à la discussion. Le secteur de la promenade en mer est un secteur en tension, autant que les déchets. Si vous regardez les sinistres de bateaux, si vous regardez les morts, je pense à Bonifacio, entre autres, à Ajaccio, il y a quelques années, ce n'est pas un secteur tranquille. C'est un secteur qui génère des profits importants sur des périodes très courtes et qui a une forme de pression naturelle. Et après, il y a une logique économique, il y a une réalité. Il y a des familles qui vivent de ça. Et puis, si la Corse est un attrait touristique, elle doit montrer ses joyaux. Mais après, c'est les moyens de les montrer, les moyens de les adapter à une réalité et à un pragmatisme. On est quand même dans un des 25 sites UNESCO au monde. Or, les rapports de 2023 de l'UNESCO, ils ne sont pas aussi favorables de ce qu'on peut penser. Ils montrent une inflexion sur la notion justement de protection. Donc, on n'est peut-être pas loin d'une décision d'un placement en mesure d'alerte. Et là, ça voudrait dire interdiction totale de tout. Bon, alors c'est une perte et une sortie du label UNESCO, comme on est déjà sorti du label européen. Alors, moi, Président, je vous l'avais dit en aparté, je pensais vous dire je ne vote pas parce que ça ne me convient pas. Il y a trop d'incertitudes. Vous n'avez pas quantifié le nombre de licences. Il y a des phrases assez bizarres. C'est-à-dire qu'on va laisser la possibilité à du locatif bateau d'avoir de la dérogation. C'est complètement farfelu. C'est écrit. C'est écrit, je m'excuse, c'est écrit. Bon. Mais on peut tout écrire, après on peut tout gommer. Tant que ce n'est pas un texte définitif et que c'est que du projet, et que surtout l'esprit du projet, c'est de rentrer, de se mettre à la table et de réécrire un décret qui est éco-compatible pour répondre au cahier des charges du docteur, il n'écoute pas, mais ça ferait quelque chose de correct. Donc, mettez en place un copil, associez les groupes politiques, associez les socioprofessionnels, bien entendu les services de l'État, ils sont de droit, et qu'on essaye d'avoir des mesures conservatoires immédiates dès l'été 2025, sans que peut-être qu'il y ait le décret définitif, qu'on ait peut-être quelque chose, peut-être par voie d'ordonnance, ou un arrêté préfectoral dérogatoire. La limitation des 5 nœuds, il le faut immédiatement. L'interdiction de mouillage immédiatement, l'interdiction des haut-parleurs immédiatement, la zone de sécurité sur toutes les zones de nidification réelle obligatoirement. Après, il y a autre chose qui me heurte. Un nid qui est vide, ça a été un nid abandonné. C'est un nid où il y a eu une activité anthropique qui a créé une gêne et qui a créé un départ. Parce qu'en général, on sait que ce sont des types de nidification qui sont permanents, normalement, si la réserve avait joué son rôle. Donc, je conçois qu'une mesure de protection à 250 mètres sur un nid vide, elle est, je dirais, non efficiente au moment où le nid est vide. Mais est-ce que le nid va toujours être vide? Est-ce qu'au moment, il ne faut pas chercher les moyens de redonner à ces nids des vocations? Peut-être que là, il y a une vision globale à avoir. Et ensuite, vous avez raison, il faut une vision générale, c'est tous les nids, ce n'est pas seulement quelques nids, c'est l'ensemble des nids. Donc pour cela, prenez l'engagement de constituer un copil et qu'on revoie, qu'on discute des quotas, qu'on pose le problème des bateaux à grande vitesse, des pneumatiques nuques,
qu'on réfléchisse à obliger des passages avec des moteurs électriques dès qu'on rentre dans la zone de visite, quitte à ce que derrière, on ait un système d'aide pour pouvoir, si la flotte n'est pas amortie ou n'est pas sur une phase de renouvellement, avoir un moyen d'aide pour avoir cette sanctuarisation. Parce qu'un 2 fois 500 chevaux ou un 2 fois 300 chevaux qui passe à 10 nœuds avec un déplacement de 15 ou 20 tonnes, ça fait quelque chose en termes de bouleversement sous-marin. Donc moi, je pense qu'on a les moyens et qu'on a les techniciens et qu'on a la connaissance pour avoir un avis opposable au service de l'État. On peut s'entourer de compétences. J'ai vu que vous avez fait appel au professeur Boudresque. Il y en a d'autres. Mais il ne faut pas qu'on cherche à s'inventer des histoires. L'histoire de laisser la passe ouverte parce qu'il y a un problème de sécurité, elle est trop hâte. Mais trouvons la vraie vérité. Quand il y a une grosse mer, il n'y a personne qui prend la mer. Les promenades en mer, elles ne sortent pas. Et le bateau, qu'il y ait une dérogation pour un pêcheur, mais que la plaisance, elle doit se passer par là parce qu'il y a tempête, elle ne doit pas sortir du tout. Ou alors on aura un très très gros problème d'assurance. Il y a des conditions de clapot maximum qui interdisent la sortie en mer. Donc bon, tout ça, moi je veux bien. Je peux même semblant de ne pas faire le connaissant des choses de la mer. Mais on doit rentrer dans la réalité. Si on était un pays indépendant, peut-être qu'on serait obligé vraiment d'interdire. Merci. D'autres interventions sur le sujet? Antonia Luciani. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller exécutif, cari colleghi. Donc notre Assemblée est saisie pour rendre un avis sur la modification du décret de la réserve de Scandola. Je suis évidemment particulièrement attentive au devenir de la réserve, étant moi-même de Girolate, village situé sur la commune d'Auzagne et commune dans laquelle se trouve la quasi-intégralité de la réserve du périmètre maritime et terrestre de la réserve de Scandola. Alors avant de réagir sur le contenu du décret, je voudrais indiquer que j'interviens en mon nom, bien sûr celui du groupe, mais aussi et surtout au nom de tous ceux qui depuis plusieurs décennies se sont opposés localement à toute forme de spéculation foncière et immobilière et fait de la protection de l'environnement, des paysages et de la biodiversité l'engagement de toujours. Je voudrais à ce titre réaffirmer que malgré l'avis défavorable qui est émis sur ce projet de décret, notre position en faveur de la défense de l'environnement, de la protection de la biodiversité et d'un nécessaire équilibre entre protection et développement reste inchangée. Ce site est un joyau que nous devons préserver des pressions anthropiques et du changement climatique. Alors pourquoi est-il nécessaire de modifier ce décret? Ça a été rappelé par le président, mais également les autres intervenants, parce que ce décret est obsolète, datant de 1975, qu'il ne correspond plus à l'évolution des usages. Et donc nous sommes favorables à son évolution et à sa modernisation, d'autant plus que cette modernisation s'inscrit dans un cadre plus large, qui est celui qui a été rappelé par le président, qui est celui du projet d'extension de la réserve de Scandola à l'échelle de la façade maritime nord-occidentale de la Corse. Nous saluons donc le principe de la révision qui a été demandé à maintes reprises par notre Assemblée à travers des motions ou des délibérations, se faisant le relais de demandes locales. En revanche, ce qui est critiquable, et ça je crois que ça fait relativement l'unanimité, c'est la méthode employée par le ministère de l'Environnement, qui va à l'encontre du travail qui est mené depuis plusieurs années par l'Office de l'Environnement, mais également le parc, qui est gestionnaire, je le rappelle, les acteurs locaux, les élus, les socioprofessionnels, les usagers, les bateliers, les pêcheurs, les services de l'État eux-mêmes, pour mettre en œuvre des mesures de gestion et de protection proactives pour que ce site touristique, qui, du fait de son classement UNESCO, bénéficie d'une renommée internationale.
Alors bien sûr, on regrette le manque de concertation du ministère et également ce changement de doctrine. Ça a été rappelé, de nombreux maires de la région se sont exprimés défavorablement, en particulier la commune d'Auzagne qui a pris une délibération en ce sens. Donc sur le fond, quels sont les articles problématiques ? Il y en a évidemment plusieurs qui concernent notamment les nids de Balbuzard, mais également la passe de gare, Gallo ou d'autres. Mais avant ça, j'aimerais rappeler que nous sommes favorables à de nombreux points qui sont, selon nous, des avancées significatives. D'abord, les dispositions qui permettent aux scientifiques et aux gestionnaires de mener des opérations qui sont nécessaires à l'acquisition de connaissances sur la faune et la flore. L'interdiction du survol, évidemment, qui est étendue à l'ensemble de la réserve pour les drones. Cette mesure, elle est aujourd'hui indispensable parce qu'il y a de plus en plus de drones partout et particulièrement dans ces zones-là. Une réglementation complète du mouillage de jour et de nuit sur l'ensemble de la réserve, et ça c'est vraiment indispensable parce que ça va permettre de sanctuariser les herbiers de Posidonie et de protéger les fonds marins, et aujourd'hui ils sont véritablement en danger au regard de la réglementation actuelle. Donc ces points, entre autres, sont une avancée considérable et nous les soutenons évidemment. Ceux qui sont problématiques, ça a été évoqué donc, notamment par le président, c'est celui de la protection des nids de Balbuzard, où effectivement le fait d'avoir une décision unilatérale d'interdire d'approcher les nids, qu'ils soient occupés ou non, du 15 février au 31 août, semble à la fois absurde et inopérant. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte la réalité écologique évolutive du Balbuzard et ça remet également l'engagement collectif qui a été mis en place depuis plusieurs années maintenant avec les acteurs institutionnels et les socioprofessionnels qui ont construit et continuent d'œuvrer pour bâtir un modèle de gestion touristique durable. Donc évidemment, nous appuyons la proposition qui est de renforcer le principe d'instauration des zones de quiétude autour des nids, mais les nids qui sont effectivement occupés après constatation de la présence des oiseaux et donc d'agir par arrêté préfectoral ponctuel pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la situation et pour continuer à assurer la totale protection des nids. Un autre point problématique concerne la modification donc, de la réglementation de la zone de protection intégrale. Je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus notamment par Paul-Félix Benedetti. La passe de gare, Gallo, est considérée comme une zone pouvant servir de refuge et je suis désolée de vous dire que la houle est forte même les jours de beau temps. Le fait d'interdire complètement le fait de pouvoir se protéger dans cette passe contrevient à la sécurité de la navigation et d'ailleurs les cartes anciennes nomment la Punta de Gargalo Punta Spartiventu. Donc je pense qu'elle porte bien son nom et nous indique qu'effectivement qu'il s'agisse de la pointe de Gargalo ou la pointe de la Revelata, il s'agit de pointes particulièrement exposées, notamment sur la côte ouest. Donc je pense qu'il faut absolument en tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous appuyons évidemment le fait qu'il puisse y avoir des dérogations de passage pour se mettre à l'abri. Et je souhaiterais, j'en ai parlé en amont avec le président de l'Environnement, que l'on puisse ajouter à cette liste les navires de service public de transport maritime de personnes et de fret concédés par la collectivité de Corse pour les liaisons entre Porto Girolata et Galeria, qui sont donc des rotations qui se font 2 fois par semaine, toute l'année. Il est donc indispensable que ces liaisons qui se font de manière quasi quotidienne soient prises en compte dans le cadre de la dérogation. Évidemment, nous sommes de manière, je dirais, plus générale, favorables à l'instauration des mesures plus restrictives qui ont été proposées dans le cadre des travaux menés par l'Office de l'environnement concernant l'instauration de licences ou de quotas, toujours dans l'objectif de défendre un tourisme durable et une gestion maîtrisée de la zone. Évidemment, nous sommes favorables à l'extension de la réserve et de la mise en place d'un plan de gestion. Alors, y compris la baisse de la fréquentation a été remise en cause. Étant de Girolata et y passant une bonne partie de l'année, je peux attester que effectivement, depuis la crise du Covid, pour ce qui concerne la plaisance, eh bien effectivement, il y a une baisse de fréquentation qui a été notée en raison des difficultés économiques qui ont également touché la plaisance et notamment la moyenne plaisance, puisque, comme vous le savez, le port de Girolata ne peut pas accueillir de grosses unités.
Pour conclure, je voudrais remercier l'Office de l'environnement et les services pour le travail accompli et dire que nous appuyons la proposition qui est faite par l'Office de l'environnement d'émettre un avis défavorable et surtout d'ouvrir une phase de réécriture du décret en concertation élargie avec l'ensemble des acteurs. Arringradiabi. Arringradiabi. Altre domande di parola. Pierre, pardon, scusami. Madame la Présidente, rapidement, puisqu'on a appris une terrible nouvelle qui fait que nous sommes un peu contrariés. Donc, ce rapport, pour moi, est l'illustration parfaite de la supercherie que constitue la décentralisation à la française. Je m'explique. La réserve naturelle créée en 1975, réserve d'État. Mais en 2002, la Corse obtient la compétence de création des réserves naturelles. Donc il me semble naturel que la modification du décret de 1975 soit confiée à l'autre institution. Ça me paraît couler de source. Alors, d'autant plus qu'on a une compétence reconnue par tout le monde, l'exemple de Bonifacio, qui est loin de faire honte et qui peut servir même d'exemple à plusieurs autres secteurs. Donc, moi, je suis assez maximaliste, comme toujours. Dans un premier temps, on devrait nous confier la rédaction du nouveau décret. Et je ne sais pas si c'est possible, dans un deuxième temps, faire disparaître la réserve nationale d'État et créer une nouvelle réserve nationale de Corse sur tout le territoire où nous réglerions nous-mêmes. Ne rigolez pas, c'est la loi. C'est pas à peine de rigoler. Hein. Et donc, voilà ma proposition, Monsieur le Président. Ce Pierre Jong est un puits d'innovation, d'idées. Bien. Monsieur le plus personne ne va intervenir sur le sujet. Non. Donc, Monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bon, je tiens à remercier l'ensemble des orateurs. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse parce que je ne voudrais pas qu'on laisse imaginer, suite à votre prise de parole, que s'il n'y a pas eu concertation, c'est la faute de l'Office de l'environnement. L'Office de l'environnement, non, par rapport à ce que disait Mme Chiappini tout à l'heure, nous avons été spectateurs dans cette affaire-là et nous avons accompagné la démarche comme nous l'a demandé l'État. Je vais, juste pour votre information, j'ai sollicité le ministère de l'Environnement lorsque j'ai appris que la modification du décret a été validée et j'ai demandé un entretien non seulement pour rencontrer la ministre, mais pour rencontrer le CNPM. Réponse le 12 février 2025. C'est-à-dire c'était le jour où l'enquête publique était terminée. Bon, donc bien sûr qu'on a essayé de se mettre en musique avant pour éviter de revenir ici pour demander d'être contre le décret, d'essayer de faire des propositions. Parce qu'il faut quand même qu'on se dise que le décret, on est d'accord à plus de 80% de ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour être très honnête avec vous, je me suis entretenu avec l'enquêtrice publique en lui disant, nous, s'il y a possibilité de le réviser que les 20% restants pour gagner du temps, et comme le disait Paul-Félix Benedetti tout à l'heure, pour éviter de proroger et de ne pas rentrer en vigueur dès 2025. Nous, on est prêts à écouter effectivement ce qui a été dit. Sauf que, à l'enquête publique, au vu des prises de position de tous les acteurs, il y avait plus de 100 personnes à Galéria. Le secrétaire général de la préfecture a rembobiné. Il a dit le décret en l'état n'est pas acceptable, donc je pense que ça va être porté au procès-verbal de l'enquête publique et ça risque d'arrêter l'enquête publique. Bon, au demeurant, nous on a essayé de construire les choses, mais vous avez raison, vous avez évoqué le fait en pas, décarbonation, on est dans une logique où on peut faire beaucoup de choses. Sauf que dans la construction de ce que l'on veut faire, et je rejoins Pierre Jong, si on avait les coups des franches sur le sujet, on pourrait aller plus vite et plus loin, et encore plus loin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, dans cette aventure-là, on a essayé de construire. À partir du moment où la révision du décret a été annoncée, on a travaillé avec la DMLC pendant 1 an, pas moins de 10 réunions. Ils nous ont demandé d'écrire le décret. Nous l'avons écrit en concertation avec la DMLC.
Et à la veille de l'ouverture de l'enquête, on s'est tous retrouvés avec le décret actuel où on était obligé aujourd'hui de s'y opposer. Vous avez évoqué aussi les différentes sources, les sources que nous avons portées et versées au dossier, qui ont été portées par les scientifiques de l'Office de l'environnement, n'ont pas été faites par l'Office de l'environnement. Les études qui ont été faites sur les poissons ont été faites par WW France. Donc, je veux dire, pour le coup, on ne peut même pas nous dire, oui, mais vous dites que tout va bien et c'est vous qui écrivez et qui dites ce que vous avez envie de dire. Donc non, on n'a même pas été là. Toutes les données, et M. Benedetti a fait référence à M. Boudouresque, qui est un scientifique reconnu en la matière, il faisait partie de cette expertise-là. Donc il n'y a pas moins de corbes, de mérous et de dentilles à Scandola que dans toutes les autres réserves naturelles de France. On est bien doté. Alors certes, celle de Bonifacio fait rêver, je vous l'accorde. Mais au demeurant, Scandola n'est pas en l'état évoqué dans le rapport. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après, on est d'accord sur tout. Voilà, donc même si vous estimez qu'on change de position, moi je n'ai pas la sensation de changer de position. Ce que nous avons proposé est un durcissement des choses. D'avoir des arrêtés minutes sur tous les nids occupés, y compris au mois d'août, ça n'était jamais arrivé. Jamais à Scandola, jamais. Ce sont des mesures que nous avons déployées depuis 2021. Ça s'appelle des arrêtés minutes, c'est le préfet qui les prend. Et il les prend et on nous les signale. Et ce sont les pêcheurs et les gens, les socioprofessionnels du coin qui nous indiquent là où il y a des oisillons dans les nids et là où il faut les surveiller. Donc on est loin dans la démarche et on essaye véritablement de faire primer le cadre environnemental sur Scandola. Vous pouvez me faire confiance. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, le Levante fait partie de l'accompagnement qu'on a fait sur les 2 dernières années. Madame Ferrandini vient compter les nids avec nous. Donc voilà, on essaye de... Voilà. Paul Félix, les raisons sur... c'est valable pour tout. Vous avez fait un parallèle économique sur les capitaines de sang, sur... Bref, c'est la même chose sur toutes les activités économiques. Bars et autres commerces, on est tous d'accord. Même si vous faites état qu'il n'y a pas de réseau souterrain, et je vous l'accorde. Mais bref, ça fait partie des choses que l'on doit avoir en ligne de mire. Vous dites, vous n'avez même pas compté combien de licences. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, il y a 52 licences qui pourraient être délivrées dans ce secteur-là. Celles-là, les 52 licences identifiées à des gens qui travaillent dans le coin et qui font vivre l'économie locale, on pourrait très bien stopper notre affaire-là. Les 60 000 plaisanciers qui arrivent et qui rentrent de manière illicite dans le secteur, il faut les canaliser. Alors oui, vous avez lu, peut-être on peut à la marge se dire ou pas se dire les choses, mais sincèrement, et s'il faut aller dans un copil pour qu'on puisse le partager, je le ferai volontiers. Sauf que si je présente ce rapport aujourd'hui devant vous, c'est que le 15 mars, c'est le deadline pour que je rende copie au préfet. Voilà. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, je vais avec tous les maires en préfecture d'Ajaccio. Alors, on est dans la seringue. Si l'enquête publique venait à se réouvrir, très volontiers, j'ouvrirai un copil ou une commission ad hoc à l'Assemblée de Corse pour vous donner accès aussi au dossier et pourquoi pas travailler avec vous. Je crois que c'est la volonté du président du Conseil exécutif d'ouvrir sur tous ces secteurs sensibles et ça nous permettrait d'aller plus loin dans la discussion. Mais je le dis et je le redis, dans cette aventure-là, ce n'est pas l'Office de l'environnement qui s'arc-boute sur le sujet. Ce sont tous les acteurs. Je veux dire, on n'est pas, nous, je vous dis, 80% du décret nous convient. Si on peut moduler ce qui reste de manière très intelligente en faisant ce que l'on préconise de faire depuis 2020, ça nous va très bien. Est-ce que ça va être le cas ? Je ne le sais pas au moment où je vous parle, mais en tous les cas, nous, on va dans cet axe-là et on continue de travailler pour que les choses puissent atterrir ainsi. Antonia, merci de ton expertise en tant que résidente. Et je crois que, pour le coup, moi, je ne suis pas un sachant, je ne suis pas un navigateur, je ne suis pas de capitaine de sang. Non manco una vercella per andare nell'isola di Girolato che non ci fosse quanto mica.
ma di cosa sento e di cosa si dice quando tu sai se posite in due settori è meglio entrare a guardare, perché così no, farà in fondo. Donc, le cadre sécuritaire, il doit guider nos pas et nos décisions. Et je peux vous dire qu'on a eu une oreille attentive auprès du Prémar, qui, bien évidemment, ne peut pas négliger ce côté-là et qui sera entendu. Bien sûr que je ferai part de noter ce que vous venez de dire, qui confirme que les livraisons 2 fois par semaine qui réapprovisionnent Girolata doivent être sécurisées et que c'est une raison supplémentaire. Oui, après, je partage votre point de vue. On ne va pas aller à 10 nœuds dans ces secteurs-là. Je crois que la réglementation, elle est entre 3 et 5 nœuds, d'ores et déjà. Donc, bon, on mesure et on maîtrise les choses. Et enfin, Antonia confirme la baisse de fréquentation. Moi, c'est les premières estimations que j'ai. Hein. Donc, je vous les livre comme je les ai, mais ça semble être confirmé par les gens du coin. Et enfin, bien sûr, Pierre Jong, dont j'ai fait déjà état de sa réponse, merci pour essayer de nous conforter dans nos positions qui consistent à dire que la collectivité de Corse doit gérer l'intégralité de son périmètre, de son littoral, et que les réserves de Corse doivent primer sur tout type d'autres réserves d'État qu'il puisse y avoir dans le coin, et que l'on puisse travailler ensemble. Je terminerai juste parce que souvent on fait l'amalgame avec l'UNESCO, et vous avez raison d'évoquer l'inquiétude que vous avez. D'ailleurs, j'ai refusé de signer la convention qui nous lie avec l'État, parce qu'on a une convention qui nous lie avec l'État aujourd'hui où l'État dit à l'Office de l'environnement ce qu'il a à faire. Donc, scandale, patrimoine mondial de l'UNESCO, ça ne sert pas que la Corse, à mon avis, serve encore à Vrancia. Donc, si demain on veut signer une vraie convention qui nous lie, mais qui nous lie véritablement, il faut qu'ils mettent des moyens pour que je puisse renforcer les moyens de surveillance dans la zone UNESCO et que l'on puisse travailler de concert pour que les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des intervenants. Ringradia Bassai. Ringraziabi, donc je vais soumettre au vote ce rapport. Oui, explication de vote. Oui. Oui. Le 15 mars, il y a réunion pour donner les avis, ou avant. Mais si le décret qui est proposé là n'est pas le décret final, il y a un nouveau décret. Ce nouveau décret, il doit être lui aussi soumis à l'avis de la collectivité de Corse. Donc, je reviendrai vers vous. De toute manière, on va suivre l'évolution des choses. Nous, on se doit de rendre une délibération parce que le préfet nous l'a demandé. Et il fallait qu'on délibère avant la fin du mois de mars parce que ça s'arrête au 15 mars. Et je vois la semaine prochaine avec tous les maires, le préfet le 6 pour anticiper le 15. Et après, on attendra le retour de l'enquête publique et le retour des différents entretiens que l'on aura et avec la ministre et avec l'État pour vous dire ce qu'il en est. Mais je reviens, toujours mon explication de vote. Si le décret est révisé et que le décret modifie les conditions de la zone de protection exclusive, la notion d'enquête publique qui portait sur autre chose, par l'État, c'est ce dossier-là, ça sous-entend de refaire au moins un complément d'enquête, qui lui sera peut-être validé. Donc ça veut dire qu'il y a la place pour un copil sur les licences, parce qu'il y a écrit licence plaisance. Moi, quand on me dit que la fréquentation baisse, quand je regarde le nombre d'autorisations en transport de passagers maritimes sur la période et qu'il y a une augmentation de bateaux très substantielle, je me dis, ils prennent plus de bateaux pour faire quoi? Faillite? Je ne sais pas. On en reparlera. Allez. Donc, on va passer au vote. S'il n'y a pas d'autres explications de vote. Bon, je vous soumets ce rapport sur le projet de décret de création de la réserve naturelle de Scandola. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Au cours de nos débats, nous avons appris une mauvaise nouvelle. Plusieurs d'entre vous m'avaient interpellé. Donc est décédé brutalement, subitement, le maire de Sartène, Paul Kilikini.
Donc, moi, je pense qu'en ces moments, parce que nous sommes en train de débattre, d'avoir un exercice démocratique au moment même où décède un maire, on en a parlé tout au long de ces 2 journées, il est important qu'on pense à sa famille, qu'on pense à lui et qu'on fasse, si vous le voulez bien, une minute de silence. Merci. Bon, c'est une annonce très difficile, très dure, bien évidemment. Je sais que plusieurs ici êtes affectés. Les éléments, je ne connaissais pas autant que vous, autant que Jean-Christophe, autant qu'Evelyne, autant que Jean-Paul Panzani, Paul Kilikin. J'ai eu le plaisir d'être à sa table lorsque le ministre Rebsamen est venu, il y a quelques jours, il y a peu de temps. Nous étions à côté, nous avons plaisanté, et pour tout vous dire, on a gagné le sénateur Panuzzi, qui était aussi à notre table. Il y a aussi des moments au-delà des oppositions politiques, voilà, des moments sympathiques, et on avait passé un moment de ce type. Je me souviens qu'il avait déclaré il y a peu de temps, je crois que c'était au mois de janvier, il avait dit qu'il pourrait très bien faire encore un mandat la prochaine fois, mais que ça ne l'intéressait plus, parce que, et qu'il gagnerait probablement, mais que ça ne l'intéressait plus, parce que de toute façon, il fallait passer les rênes du pouvoir aux jeunes. Voilà, il a dit « je ne mourrai pas en tant que maire », et le destin a fait qu'il est décédé comme maire, on le retiendra en tout cas comme maire de Sartène. À ce moment, évidemment, ces moments difficiles, on pense à sa famille qui doit être sous le choc, parce que ça a été, d'après ce que j'ai compris, très subi, visiblement un arrêt cardiaque. Si vous voulez vous exprimer, Monsieur le Président de l'Exécutif ou quelqu'un d'autre, on est tous un peu sous le choc, hein, bien évidemment. Président. Alors, bien sûr, on vient d'apprendre cette triste nouvelle et d'autant plus choqué que, comme vous l'avez dit, c'est totalement imprévisible. Donc, bien sûr, je salue la mémoire de Paul Kilikin, maire de Sartène. Je pense, en ces moments douloureux, à sa famille. Et bien sûr, nous garderons de lui l'image d'un homme engagé, d'un homme entier, attaché à sa ville, fidèle en amitié, avec un caractère que beaucoup d'entre nous ici connaissent. Donc, je crois que maintenant, c'est le temps du deuil. Je crois que Jean-Christophe veut dire un mot. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus. Je me tourne vers Evelyne, Jean-Paul, Paul Jo, Jean, Paul Fay et d'autres, pardon de ne pas les citer, qui l'ont connu avant moi, et d'aussi près au fil des années. J'ai effectivement, avec Xavier, Tony, Pierre et d'autres, eu le plaisir et l'honneur de partager avec lui un certain nombre de combats, notamment aux dernières territoriales qui nous ont conduits à siéger ici. Mais ce soir, comme vous toutes et tous, ce n'est pas à ça que je pense, même si on le garde à l'esprit et au cœur. C'est à l'homme qui était très implanté localement, familialement, humainement, au papa, aux frères, aux compagnons ou à l'époux, à celui qui a, je crois, au cours de 2 mandats au moins, d'un 3e, me semble-t-il, entamé, contribué à façonner cette ville qu'il aimait tant. Je pense à tous ses frères qui sont nos amis, et puis à toute sa famille. Et effectivement, sans être trop long, je crois que notre Assemblée se devait de lui rendre cet hommage. Merci. Et que l'on va, au cours des heures qui viennent, être au plus près des siens, en tentant modestement de continuer à faire vivre son exemple de vie et son engagement au service du peuple.
Oui, Paul Félix. Bon, bien entendu, ça m'attriste parce que la dernière fois que je l'ai vu, moi aussi, c'était à la préfecture. Je lui ai fait une magagne, je lui avais dit qu'avant de chercher à fusionner les grandes communes, qu'ils prennent celle qui était la plus proche d'Unquette, que Sartène a historiquement encerclée, et c'est la seule d'ailleurs commune totalement enclavée de Corse. Paul était un ami, c'est un militant historique du patriotisme corse, un militant même d'une cause dure, dans les années 75, alors qu'il était tout jeune. Et il avait gardé quand même cet esprit rebelle. Et il était capable d'arriver à une réunion en préfecture avec un chien en laisse, avec une corde de 10 mètres. Et c'était quelqu'un qui avait quand même un mode original de liens sociaux. Il était touche à tout. Excellent enseignant, homme d'une très grande culture, fin connaisseur de la langue corse grâce à son père, qui était un érudit en la matière, entre autres de la lingua sartinese. Il était entrepreneur, bâtisseur, et il pouvait être agriculteur. Et il a été un homme politique à Sartène sur une longue période, où il n'a pas eu la chance d'avoir des années glorieuses, comme certains de ses prédécesseurs, avec une abondance de financement. Et il a eu à gérer plutôt des budgets contraints et restreints. Maintenant, moi, je m'incline donc sur cet homme et j'ose espérer que Sartène aura la capacité de faire émerger des personnes qui auront autant de valeur et un attachement aussi fort pour la Corse et pour leur commune. Deux mots. Je connaissais peu Paul Chilichini. J'ai eu surtout à le fréquenter au SDE. Je l'avais bien entendu rencontré aussi dans un certain nombre de réunions, notamment, je crois, une fois en conseil des sites ou en CTP-NAF. C'était un personnage, je n'étais pas, et il n'était pas d'accord avec moi, donc ce soir, je ne peux pas dire autre chose, mais néanmoins, je pense qu'à sa famille, comme vous tous, à ses enfants, à la ville de Sartène, c'était un maire qui avait été élu, soutenu par ses concitoyens, et il était au service de la chose publique. C'est ce que je retiendrai de lui, même si je ne peux pas affirmer que j'avais des liens d'amitié envers lui. Je crois que c'était réciproque. Mais les choses sont ainsi dans la vie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, c'est important qu'on en parle tout de suite. Et on pense donc à tous les siens, bien sûr. Alors, nous allons continuer maintenant et terminer notre ordre du jour. Il nous reste quelques points à voir. Concernant l'exécutif, je voudrais qu'on vérifie. Donc, il n'y a plus de dossier pour l'exécutif. Donc, je voudrais qu'on fasse, mais vraiment 2 minutes de pause, parce que moi, j'ai besoin de sortir 2 minutes. De toute façon, il faut organiser les choses là. Je voudrais voir les présidents de groupe, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Merci. Attention au quorum.
Oui, ne partez pas parce qu'on a besoin du quorum pour les élections. Hein. Quoi? Ah. Mais tu sais, quand il... Non, c'est juste 2 minutes. Voilà, 2 minutes.
S'il vous plaît, merci de reprendre vos places. On va essayer d'être efficace. Merci. 9h30. Installez-vous. La séance est ouverte. Reprise des... Je demande aux journalistes de sortir des travées. Alors, s'il vous plaît, rejoignez vos places. Nous allons passer à l'élection de la commission permanente. S'il vous plaît, au renouvellement de la commission permanente. Présidente, explication de candidature et demande d'explication. S'il vous plaît, il y a diffusion là. Attendez. S'il vous plaît, on est en session. Hyacinthe, merci. Attends, on a un problème sur un bulletin déjà. Attendez, sur les candidatures. Après, je donnerai la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Voilà, il y a un problème juste technique, voilà, de reprographie. La liste, donc, je reprends, s'il vous plaît. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, je donne des explications, je voudrais que les élus les entendent et ensuite, je vous laisse faire votre travail. Donc, comme il n'y a pas eu d'accord pour une liste unique, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a donc, on va passer au vote, il y a 3 listes, d'accord ? On vous distribue, au moment où je parle, des enveloppes avec 3 bulletins. Il ne faut qu'un bulletin dans l'enveloppe, sinon le vote est nul. Je préfère le rappeler, on s'isamaille, il n'y a pas de panachage non plus. Voilà, non mais je préfère le dire, vous ne choisissez pas comme ça. Donc, 3 listes. Jean ? On est vendredi, il est 21h30 et beaucoup d'entre nous ont très peu dormi. Donc, je voudrais que ça se passe correctement. Vous avez 3 bulletins, une enveloppe. Il ne faut qu'un bulletin
bien évidemment, dans l'enveloppe, je précise qu'il y a une erreur pour l'administration sur les bulletins d'Awansem ou Corinne Fronte, parce que Jean-Christophe Angelini n'est pas candidat. Et ça, il avait dit. Ah, c'est visiblement ce qu'on a transmis. Donc c'est Saverio Luciani qui est candidat. Donc est-ce qu'on doit refaire les bulletins? Donc nous allons refaire les bulletins. Voilà. Madame la Présidente. Madame... Oui. Oui, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, à cette heure-ci, Christelle, je t'en prie. Il n'y a pas de souci, Janine. Non, pour aller un petit peu plus vite, je pense que plusieurs d'entre nous avons des procurations. Est-ce qu'il est possible de descendre et de voter pour soi et pour notre procuration? D'accord. Ben, bonne route ce soir. J'habite à Ajaccio. Derrière moi, c'est un cri du cœur du secrétariat. C'est pas possible. Bon, par contre, je souhaiterais que les bulletins soient rapidement imprimés. Merci. J'informe que nous sommes en public là. Hein? Oui, oui, ah bon. Oui. Non, mais je voudrais, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Je voudrais que les assistants de groupe rejoignent leur place. Merci. Les élus, la leur. Merci. Nous sommes en diffusion là, au public. Donc maintenant, je vais donner la parole à Paul Félix. On a pris la décision de présenter une candidature parce que nos petits calculs nous ont montré que si nous n'étions pas candidats, nous allions renforcer votre pouvoir autocratique et concentré en vous en donnant un en plus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne change pas de l'idée qu'on va discuter des conditions d'organisation et de travail de la commission permanente, qu'on va discuter des conditions de convocation des membres de la commission permanente, que vous allez apprendre à faire des lettres nominatives avec un chronodépart à l'adresse de chaque candidat pour que je ne puisse pas contester de ne pas avoir été convoqué. Ensuite, que les réunions de la commission permanente devront se faire dans des lieux de visio de la collectivité de Corse et pas sur des adresses IP, à moins qu'on en devienne tous d'accord. Mais il faudra que je donne mon accord. Et ensuite, je pose là une question. Moi, j'ai donné un accord pour qu'on fasse une liste unique et pas pour retrouver trois bulletins. Parce que ou on est dans le consensus, ou on ne l'est pas. Donc, pourquoi il n'y a pas la liste unique? Pourquoi il n'y a pas une seule liste et qu'on fait un vote global? Parce qu'il faut, dans ce cas-là, autant d'hommes que de femmes. Donc, ce n'est pas possible. On refait comme la dernière fois, là. Voilà. On n'a rien inventé. Et Dieu sait si, depuis 3 heures, j'essaye de vous persuader, depuis midi, de faire une liste unique, tous ensemble. Ça nous aurait évité beaucoup de ralentissements, de délais supplémentaires. Voilà, vous le savez. Donc, et qu'on s'est engagé, on s'engage collectivement à réfléchir aux modalités de fonctionnement, mais il y a des choses qui sont prévues par la loi et auxquelles on ne pourra pas déroger. Ensuite, on discutera, comme d'habitude, tous ensemble, et on verra si les propositions que vous faites sont acceptées ou pas pour le fonctionnement de la commission permanente. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu de présent absent, excusé, permanent. Vous le verrez. Voilà. Alors, puisque la notion de liste unique et de grande collégialité s'arrête à un problème d'arithmétique homme-femme dans le groupe majoritaire, moi je fais une proposition au groupe d'opposition, c'est comme il a lui l'obligation de la parité 2-2, s'il voulait faire 3-1, en fusionnant et en organisant la liste, nous pouvons le faire. Donc je vous offre la proposition pour que vous soyez à parité avec la majorité. Ben, si on fait une liste où on se met,
Ben, vous pouvez faire 3 femmes, un homme, 3 femmes, comme vous voulez. Vous bougez pas. Non, parce que la liste unique, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas la liste unique. Non, j'embrouille pas, j'embrouille pas. S'il vous plaît, on suspend la séance. Merci. Dire aux gens de ne pas mettre l'ancien bulletin, de le jeter. S'il vous plaît, reprenez vos places. Reprenez vos places, merci. Reprenez vos places et assurez-vous que vous avez le bulletin Awansem avec Sawir Yuluchani. Sinon, il est nul.
Jean-Christophe, tu n'es plus candidat, hein? Vérifiez les bulletins, hein, par contre, autrement ils sont nuls. Bien, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde... Et non. Est-ce que tout le monde a une enveloppe? Qui n'a pas d'enveloppe? Tout le monde a 3 bulletins. Madame la Présidente, il y a quelqu'un qui a oublié des lunettes au cas où. Voilà. Donc tout le monde a les 3 bulletins, dont le bulletin à Wansem, ou s'il vous plaît, Monsieur Profisi, ne prenez pas les mauvaises habitudes des autres. Je suis obligé de détendre un peu quand même. Ne vous laissez pas influencer par les mauvaises habitudes de vos collègues. Donc, tout le monde a les 3 bulletins, dont celui d'Awansem avec le tête de liste Saïr Yuluchani. Bien. Maintenant, il faut qu'on donne les bulletins avec les procurations. Ah, très bien. Et je constate que la droite est très organisée. Adirit et prontabouda, a tutto e brigour et anoudutu. Bien, donc j'en déduis que je n'ai pas de procuration. Ah, merci, la confiance. Très bien. Bon, parfait. Donc, tout le monde a les procus? Vous avez vos procus, c'est bon? Non, je vérifie, hein, parce que... C'est bon? Tout le monde a eu... Oui, on me dit qu'il y a les procurations qui arrivent en direct, là, aux idées. Bon, hein, pas pour ce vote-là. Hein. Monsieur Benedetti, s'il vous plaît. Merci. Donc, la séance reprend, les opérations de vote débutent, le secrétaire de séance va vous appeler. Angelini Jean-Christophe. J'espère que tu vas pas que c'est trop grave. Oui. Anthony Daniel. Harry Véronique. Battestini Serena. Benedetti Paul Félix. Biancucci Jean. Biqueray Didier représenté par Marité Mariotti. Boris Jean-Marc représenté par Jean-Paul Panzagne. Borromée Ivanine représenté par Jean-Christophe Angelini. Bodz et Valérie.
Branca Marie-Claude. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire un truc. Caïtou Paul Joseph. Christophe, il dit Bayern, hein. Campana Françoise. Casanova Servas Marie-Hélène, rappresentata da Daniele Antonini. Ciappini Angèle. Cognetti Turchini Cati, rappresentata da Jean-Michel Savelli. Colombai Anna Maria. Colonna Romain. Combette Christelle. Dansari Frédéric, rappresentata Françoise Campana. Duval Centre, rappresentata d'Angèle Ciappini. Fanny Muriel. Filippo Petranto, rappresentato da Paola Mosca. Francesci Paolo Elisa, rappresentata da Eveline Galoni d'Istria. Eveline Galoni d'Istria. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles, rappresentato da Gianson Tulemau. Giacometti Piri da Josefa, non c'è mica. Guidoni Pierre, rappresentato da Pier Gionga. Le Beaumain Vanina, rappresentata da Saverio Luciani. Le Mau Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Luciani Antonia, rappresentata da Romain Colonna. Luciani Saverio. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora, rappresentata da François Sorbe. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoni Jean-Martin, rappresentato da Georges Mela. Mosca Paola. Nuagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pedinieri Chantal, rappresentata da Charles Volimacci. Pieri Marianne, rappresentata da Christelle Combette. Pietri Véronique. Paul et Antoine. Paul et Pierre. Ponce Vera Juliette. Pozzo di Borgo Louis. Profis di Jean-Noël. Quastana Paul, rappresentato da Marie-Claude Branca. Savelli Jean-Michel. Savelli Joseph, rappresentato da Muriel Fagne. Seatelli Jean-Louis, non c'è mica. Sorba François. Terighi Charlotte, rappresentata da Valérie Bozzi. Tiberi Giulia ha dato Pragur a Pierpoli. Valdrighi Hervé, rappresentato da Vero Arrighi. Vanni Assant. Vinciguera Alex, rappresentato da Jean Biancucci. Volimacci Charles.
Sandra Marchetti, rappresentata da Don Joseph Lucioni e Don Joseph Lucioni. Hyacinthe, s'il te plaît, tu peux venir. Hyacinthe, tu peux venir, s'il te plaît. Alors, le scrutin est clos. Monsieur, je vais faire. Allez. Allora, lista Sofiuno. Lista fa Populisam. Lista Sofiuno. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista Sofiuno. Lista Sofiuno. Lista avancem ancora in front. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista avancem ancora in front. Lista Sofiuno. Lista avancem ancora in front. Lista avancem ancora in front. Lista fa Populisam. Lista Sofiuno. Lista avancem ancora in front. Lista avancem ancora in front. Lista Sofiuno. Lista fa Populisam. Lista avancem ancora in front. Lista Sofiuno. Lista avancem ancora in front. Lista avancem ancora in front. Lista avancem ancora in front. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista fa Populisam. Lista Sofiuno. Lista fa Populisam.
Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista avanziamo ancora in fronte. Lista avanziamo ancora in fronte. Lista fa popolo insieme. Lista un soffio nuovo. Lista un soffio nuovo. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista un soffio nuovo. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista un soffio nuovo. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista un soffio nuovo. Lista fa popolo insieme. Lista un soffio nuovo. Lista fa popolo insieme. Lista avanziamo ancora in fronte. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. Lista fa popolo insieme. E lista un soffio nuovo. Alors, liste fa popolo insieme, 32. 61 inscrits. 63 inscrits. 61 votants. 61 exprimés. Liste fa popolo insieme, 32. Liste Sofio Nuovo, 16. Liste Avanzemo Corrifonte, 13.
Donc 7 sièges pour Fapoblu, 4 sièges pour Usofiuno et 3 sièges pour liste Avancem ou Correfond. Donc sont élus il y a Saint-Vanni, Nadine Ivagioni, Jean Biancucci, Véronique Arrighi, Romain Colonna, Marie-Hélène Cataloma-Servas, Paul-Joseph Caïtoucouli, Jean-Martin Mondoloni, Valérie Bozzi, Jean-Michel Savelli, Angèle Chiappini, Savio Lugiani, Giulia Tiberi et Paul Félix Benedetti. Félicitations. Je vous informe qu'une paire de lunettes a été retrouvée, des lunettes de femme, noires. Voilà, donc on va les remettre au secrétariat général. Hein. Bien, on va passer à l'élection des vice-présidents. Il va falloir passer aussi... C'est une cause d'annulation, hein, non. Ce qui s'est passé à l'Assemblée à Diadiouantou hein, l'autre jour. Hein. Bien, nous allons donc élire les 2 vice-présidents. Il faudrait, je vous donne la parole, il faut, c'est la règle, donc un ticket, un homme, une femme, ou une femme, un homme, d'accord, et au sein de la commission permanente. Voilà, donc il va falloir que vous me donniez vos tickets de candidature. Jean Biancucci. Alors, le sens se compte parce qu'après, la liste, pour la suite, c'est important aussi. Donc, je vous écoute. Il y a Saint-Vanni, Nadine Nivagioni. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc, le matériel électoral va être distribué. On est obligé de passer à l'urne. Alors, j'en profite quand même dans l'intervalle, pendant que les choses se font. Ça va aller assez vite. On a été obligé d'attendre parce qu'on ne savait pas s'il y aurait d'autres candidatures, vu qu'on a des surprises. Nous allons aussi avoir à traiter je pense que les bureaux des commissions, on les fera la prochaine fois, non? On a le temps. Vous êtes d'accord? On les fait au mois de mars. Bien, fin mars. On a la désignation, je peux le faire dans l'intervalle là? On gagne du temps, attendez. Est-ce que tout le monde est d'accord que le temps qu'on vous distribue le matériel de vote pour les 2 vice-présidents, est-ce que vous êtes d'accord pour traiter de la désignation des secrétaires de séance? Bien, merci. Donc, secrétaire de séance, il me faut 3 secrétaires de séance, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'on a eu des candidatures de Fapoblu. Donc, il y a Donjo Luccioni, il y a Sandra Marchetti, et, donc, qui était déjà là, et il y a Anna-Maria Colombani, c'est ça? Merci. Donc là, on peut tout à fait les élire. Bon, on est bien d'accord que à main levée, donc qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? On s'offre ou ne participe pas au vote. Pour les secrétaires de séance, hein? Ouais,
Je recommence. On est d'accord, allez. Les secrétaires de séance, allez, vous faites des garcoses, agapia des garcoses. Secrétaires de séance, des jeunes volontaires, bravi. Allez, alors, qui est contre? Qui est contre? Ah, mais moi, je vous ai proposé, hein, proposez-moi des secrétaires de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Alors, abstention. Alors, attendez, abstention, Corinne Front. Et non-participation, on sauf et avancem. Bien, donc, qui est pour tous les autres. Et, bah, voilà, comme quoi, il faut dire les pour. C'est bien pour la jeunesse, merci. Donc, ils sont élus. Et je tiens d'abord à remercier les sortants, Lisa, bien sûr, Donjo, mais qui rempile, il n'a pas le choix, et Sandra aussi, qui rempile, qui est partie, mais que je salue et que je remercie. Bien, en tout cas, ils sont très consciencieux, et je vous prie de croire qu'ils ont l'œil. Bien, donc ça c'est fait. Est-ce qu'on est en mesure de voter, là? Pas encore, pour les vice-présidents. Alors, nous avons des désignations. Alors, il faut désigner des représentants de l'Assemblée de Corse au sein de différents organismes. Nous avons en effet des modifications à apporter parce que Xavier Lacombe, comme vous le savez, est devenu député. Jean-Baptiste Arène, donc il a démissionné de l'Assemblée. Jean-Baptiste Arène est devenu président de la Chambre régionale d'agriculture, territoriale d'agriculture. Et puis nous avons aussi, à la demande des groupes FAPO Boulou et Corin Front, des désignations à faire à l'Office de l'équipement hydraulique et également la SAFER et le comité de massif. Alors, je vous écoute. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Hein. Donc, c'est rempli déjà, c'est renseigné. Alors, on a M. Volimatch, d'après ce que je comprends, qui va remplacer M. Xavier Lacombe au sein du Conseil de l'énergie, de l'air et du climat, à la Commission régionale de suivi d'évaluation des plans de déchets, au Comité d'évaluation des politiques publiques, au syndicat mixte du parc naturel de la Corse, au Conseil départemental de l'éducation nationale de Corse du Sud, au Conseil académique de l'éducation nationale et à la Commission de réflexion sur la chasse, en tant que titulaire. D'accord ? En tant que suppléant, vous aurez la joie et l'honneur d'être à la Commission d'aménagement foncier de Corse, si vos collègues en sont d'accord, au syndicat mixte de grands sites des îles Sanguinaires et de la Pointe de la Parate, à la Commission de concertation de l'Académie de Corse, au Conseil de l'urbanisme et de l'aménagement de la Corse. On va voter la délibération complète. Complète ? Très bien. Concernant maintenant M. Profizzi, en remplacement donc de Jean-Baptiste Arène, vous pourriez être désigné en qualité de titulaire à l'Office de l'équipement hydraulique, à l'Office foncier de la Corse, à l'Office de développement agricole, l'ODARC, au Parc naturel régional de la Corse et au syndicat mixte du Djunsan. Et en tant que suppléant au sein du Conseil de l'énergie, de l'air et du climat et, je m'en réjouis, au groupe Amicizia Corsica Toscana. Oui. Je ne sais pas comment on doit le formaliser, mais on voudrait faire une modification au comité de massif de remplacer Madame Branc par Monsieur Profizzi. C'est dans la délibération, c'est prévu. Voyez, j'anticipe sur vos souhaits.
Je continue, c'est pas fini. On va prendre acte aussi de différentes modifications. Alors là, il faut voter quand même, non? Non, on fait tout en bloc. On fait tout en bloc, mais là, il y a une prise d'acte dans l'article 3. Alors qu'avant, ce n'est pas une prise d'acte, hein, c'est une désignation. Si vous voulez. Bon, alors, on délibère, s'il vous plaît, sur les désignations que j'ai évoquées il y a un instant, celle de M. Volimac et celle de M. Profidi. Qui est contre? Ils ne prennent pas part au vote, oui, je précise. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Nous sommes tous d'accord. Très bien. Maintenant, je vous demande de prendre acte de différentes modifications apportées à des désignations au sein de différents organismes à la demande de Fapo Boulou et de Corinne Fronte. Pour l'Office d'équipement hydraulique, donc il y a des modifications. Paola Mosca remplacera Madame Vanina Ciarililuzzi. Jacinthe Vanni remplacera Anne-Laure Santucci. Jean-Paul Panzani, qui est réintégré donc au sein de l'Assemblée de Corse, donc réintègre, c'est ça, l'office hydraulique. Là, c'est juste une manip technique. Bien. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, c'est-à-dire la SAFER. On a Jacinthe Vanni qui va remplacer Jean-Félix Aquaviva en tant que titulaire, parce qu'il est devenu conseiller exécutif. Et enfin, j'en arrive au point soulevé par M. Benedetti, mais nous avions anticipé, M. Profidi, vous allez remplacer Mme Branca au comité de massif. Attendez, voilà, je vous demande de prendre acte de ceci. Maintenant, oui, quelqu'un a demandé la parole. Si vous permettez, il faudrait rajouter à l'ODARC, l'ODARC, donc Jean-Paul Panzani, remplace Madame Vanina Ciarililuzzi. Oui, je vous en prie. Micro, madame. Sauf erreur de ma part, j'étais à l'ODARC parce que j'étais désignée par l'Office hydraulique pour siéger à l'ODARC. Alors, ça sera au sein de l'Office hydraulique qu'on nommera quelqu'un pour me remplacer au Conseil d'administration. Veuillez m'excuser, Madame la Présidente. Bien. Présidente, une question. Pierre, oui. Nous avions 2 représentants au Conseil des familles et il y a un an, un décret que je qualifierais d'inique nous a supprimé un poste. On avait demandé à revenir sur cette décision et toujours pas de réponse. Est-ce que vous avez... Non, moi je n'ai pas d'informations. Il n'y a pas de réunion du conseiller famille. Oui, il y en a une. Il y en a une oui. la semaine prochaine. Bon, eh ben, on va se renseigner dans l'intervalle. On va demander au conseil exécutif, s'il vous plaît, conseil exécutif de voir pour le conseil des familles et vous vérifiez. Merci. Ce qu'il en est. Oui. Voilà. Donc on est en train de vous donner le matériel de vote pour voter pour les vice-présidents. Donc vous avez pris acte, on a voté pour les désignations de M. Volimac et M. Profidi et vous avez pris acte des autres changements. Merci. On a les vice-présidents maintenant à faire et après on a une désignation aussi où on doit voter au 6. Présidente. Suis 6, Corse du Sud. Qui demande la parole? Moi. Pardon, oui. Pour les commissions organiques, il n'y avait pas de changement. Enfin, au moins chez nous, il y en a un. Oui, il y a des changements en commission organique aussi, bien sûr. Oui, oui. Oui, Nadine. On le voit après. Attendez, maintenant, fini. Hein, tu as raison. En remplacement de Vanina Luzzi en rapporteur, il y aura François Sourbe. Bon, on voit après. Oui, préparez-vous les groupes. Enfin, normalement, j'ai tout là. Hein. On a tout reçu. Bon. On voit les commissions après. Là, maintenant, on passe au vote, s'il vous plaît. Oui, Paul Félix. Oui. Monsieur Xavier Luciani m'a fait une remarque, mais il est timide. Donc c'est un scrutin nominal, les vice-présidents. Ce n'est pas le scrutin Fapo pour l'UNSEM. C'est une liste de 2. Une liste de 2 sans la mention au-dessus.
Qu'est-ce que vous avez Elle dit doit être comme... Elle doit être... Alors, je vous demanderai, avant de voter, de bien vouloir découper vos bulletins. Et... Non, non, non. Non. On est... Non. Que ce soit très clair. C'est une candidature, c'est un scrutin de liste. Donc on peut mettre la liste, le nom de la liste. Oui, c'est la proposition de la liste. C'est très clair. Eh bien, tu annuleras, tu feras un recours. Ça veut dire qu'il y a un groupe. Ça veut dire qu'à la commission permanente, il y a des groupes aussi. C'est quoi le quorum d'un groupe? Je suis seul. Je suis un groupe Corinne Front à la commission permanente. Bon, allez, s'il vous plaît, on est en direct, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, un peu de sérieux, allez. On est en direct, il est 10h10, 22h10. Donc, on va procéder là. Tout le monde a une enveloppe. Et donc, les candidatures, la liste avec les deux noms. C'est bon. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est clair, moi, j'ai pas de problème. Oui, voilà. Le code des collectivités locales, c'est bon. Merci, Serge. Merci, merci. Tenez. Moi, je suggère qu'on offre à Paul Félix, c'est quand ton anniversaire. Mais je vais le trouver. Je vais t'offrir le code général des collectivités locales. Bien, allez, territorial. On y va. Donc, monsieur le secrétaire, tout le monde est équipé ou pas? Il manque encore les pouvoirs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aider Elisabeth? Merci, Elisabeth. Il manque encore les pouvoirs. Les enveloppes pour les pouvoirs. Tout le monde les a. Non, non, Donjon ne les a pas. Alors, avant qu'on aille dans les écoles... D'accord, pour faire la pédagogie sur la culture, de la légalité, etc. On se briefera un peu avant quand même. Hein, voilà. Merci. Tout le monde a le matériel de vote. Tout le monde a... Enfin, ceux qui ont des procurations ont 2 enveloppes. Saverio, c'est bon? Allez, ça va. C'est parti, monsieur le secrétaire de séance. Angelini Jean-Christophe. Scrutin ouvert. Anthony Daniel. Arrighi Véronique. Battestini Serena. Benedetti Paul Félix. Biancucci Jean. Beccherai Didier. Représenté par Marité Mariotti. Boris Jean-Marc. Représenté par Jean-Paul Panzani. Borromei Vanina. Représenté par Jean-Christophe Angelini, Bozzi Valérie. Branca Marie-Claude, Kaitou Colli, Paul Joseph. Campana Françoise. Casano Servas Marie-Hélène, rappresentata da Dani Antonini. Ciappini Angèle. Cognetti Turchini Cati, rappresentata da Jean-Michel Savelli. Colombagna Anna Maria, rappresentata da Giuliette Ponsevera. Colonna Romain, Combette Christelle. Dansari Frédéric, rappresentata da Françoise Campana.
Du Val Santa, rappresentata da Angel Ciappini. Fanny Muriel. Filippi Petranto, rappresentato da Paola Mosca. Francisci Paoli Lisa, rappresentata da Evelyn Galloni d'Istria. Galloni d'Istria Evelyn. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles, rappresentato da Giansanto Le Mao. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, rappresentato da Pier Gionga. Le Beauvin Vanina, rappresentata da Saverio Luciani. Le Mao Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Luciani Antonia, rappresentata da Romain Colonna. Luciani Saverio. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora, rappresentata da François Sorba. Maupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin, rappresentato da Mela Georges. Mosca Paola. Nivagioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pedinieri Chantal, rappresentata da Charles Volimacci. Pieri Marianne, rappresentata da Christelle Combette. Pietri Véronique. Poli Antoine, Poli Pierre, Ponce Vera Juliette. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Quastana Paul, rappresentato da Marie-Claude Branca. Saeli Jean-Michel. Saeli Joseph, rappresentato da Muriel Fagni. Seatelli Jean-Louis. Sorba François. Terighi Charlotte, rappresentata da Valérie Bozzi. Valérie Bozzi. Vous avez été appelée, hein, Madame Bozzi. Pour le pouvoir de Terighi Charlotte. Tiberi Giulia, rappresentata da Pierpoli. Valdrighi Hervé, rappresentato da Vero Arrighi. Vanni Yassant. Vinciguer Alex, rappresentato da Jean Biancucci. Volimacci Charles. Sandra Marchetti, rappresentata da Donjo Lucioni e Donjo Lucioni. S'il vous plaît, alors le scrutin est clos. On commence le dépouillement.
Bien, alors, excusez-moi, hein, on m'a téléphoné pour un... Ça n'a rien à voir, pour un problème administratif qui n'a strictement rien à voir. On est en opération de vote, là, on va dépouiller. Savoir quel statut on a. Je n'ai pas vu de liste d'émargement. 48 votants, nous, on est où? Ben, vous ne vous êtes pas déplacé pour voter. Donc, on est non-participation. Vous serez en non-participation, bien sûr. Mais je pense que c'était votre objectif. Oui, oui, oui. Eh bien voilà, on arrive à quand même à... Mais on ne nous a comprendre. pas demandé ce qu'on faisait. Non, non, mais on ne vous demande pas. Vous êtes libre de vos actions. D'accord. Hein. Voilà, merci. Donc un nul. Qui note, s'il vous plaît? C'est bon? Donc un nul. Donc Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Donc un nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Un nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Nul. Nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Nul. Nul. Vanni Nivagioni. Nul. Nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Et un nul, pardon. Un nul. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Vanni Nivagioni. Un nul. Un nul. C'est bon? Bien.
Donc 32 voix pour la liste Vanini-Vajon. Et donc ils ont la majorité requise pour être élus dès le premier tour. Et 16 nuls. Donc vous êtes élu vice-président de l'Assemblée de Corse. Voilà, toutes mes félicitations. Bravo. Oui, c'est les mêmes. Tiens, voilà. On va faire les désignations dans les commissions. Je vous ai saisi à travers un rapport concernant la modification de la composition des commissions organiques. Mais entre-temps, nous avons reçu des éléments complémentaires. C'est bien cela, hein? Comme les choses arrivent au fur et à mesure, donc alors apparemment, pour la commission des finances, serait désignée Anna-Maria Colombani, Jean-Paul Panzani, Joseph Savelli, Alex Vinciguerra et Charles Volimacci. C'est bon? Pour la commission des finances. C'est ce qu'a donné le groupe, hein, les deux groupes. Bon. Bien, alors visiblement, monsieur Volimacci, il n'y a pas de problème. Pour on sauf où la désignation est bonne. Donc je voudrais les noms pour la commission des finances du groupe majoritaire. Ils arrivent. Ah, bah. Alors, je vais passer à la Cédénat en attendant. Pour la Cédénat. Je les ai. Anna-Maria et Alex Vinciguerra. Les autres a changé. Et Joseph Savelli qui réintègre. Anna-Maria qui réintègre. Et Joseph Savelli. Et Jean-Paul, le reste, réintègre la Cédénat. Bon, s'il vous plaît. Il y a Anna-Maria Colombani et Joseph Savelli qui réintègrent, qui vont en commission des finances. Bien, avec Alex Vinciguerra. C'est ça. Jean-Paul Panzani, il n'y est pas. Non, il réintègre la Cédénat. Alex Vinciguerra qui remplace Anne-Laure Santucci. Mais Fapo, vous connaissez le mail ou pas? Le mail. Vous pouvez envoyer un mail Normalement, vous avez reçu au secrétariat général. Normalement, vous avez reçu le mail. Ou alors, il s'est perdu. On s'en excuse. Nous sommes plutôt des bons élèves, en général. Bien. Ensuite, moi j'ai, pour la Cédénat, il y a Jean-Noël Profizzi, on est bien d'accord, qui vient en Cédénat, merci. Et on a, puisqu'il y a eu des changements entre l'exécutif et l'Assemblée, voilà, il y a donc Jean-Paul Panzani, là, il vient à la Cédénat, Antonia Luciani, qui intègre la Cédénat,
et Flora Mattei. Moi, j'ai ces noms-là. Hein. Bien. Donc, je vous demande de prendre acte. Ça suffit? Bon, je fais voter. Serge Tom, il veut que nous votions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Non-participation d'Awansem. On est toujours trahi que par les siens. Bien. Qui? Non, non, les intéressés, non, Monsieur Profils, il n'est plus là et Monsieur Volimatch n'a pas voté. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Il nous reste un point. 6 au 6, il faut un renouvellement aussi. Donc il y a un rapport qui vous a... Et il y a urgence parce qu'il y a il manque quelqu'un au 6, les instances décisionnelles du 6. Donc, des 6, pardon. Il manque quelqu'un pour FAPOB au 6-2A et quelqu'un pour FAPOB au 6-2B. Même 2 personnes, un titulaire et un suppléant. Vous avez un rapport qui est arrivé dans l'après-midi à ce sujet. Je voudrais d'abord qu'on vote l'urgence parce qu'il y a eu un petit couac administratif de notre part, ici, au secrétariat général. Donc, et le 6 donc, a besoin que les désignations soient faites. Donc, je vous invite à voter l'urgence sur ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui est pour? Tout le monde? Merci. Donc là, il va falloir qu'on passe au vote aussi. C'est obligatoire pour les 6. Rapidement. Alors, vous viendrez avec les procurations. Est-ce que le matériel de vote est prêt? Présidente. Oui. Présidente. Oui, qui c'est qui parle? Oui. S'il vous plaît. Même sur une élection partielle. Ah oui, normalement, oui. Hein. C'est ce qui vient de nous être dit. En demandant l'avis de tous les groupes et l'accord de tous les groupes, il faut quand même passer à l'urne. Eh oui. On l'a fait pour l'élection normale. On l'a fait pour l'élection normale. On est obligé, pour remplacer un membre, de le faire pour l'élection partielle. Hein. Moi, je ne veux pas que soit remis en cause cette désignation. Enfin, voilà. Les commissions, c'est interne. Qu'on se comprenne bien. Les commissions, c'est interne à l'Assemblée de Corse. Le 6, c'est un organisme à part. Voilà. Allez. Donc, on distribue les... Vous distribuez, s'il vous plaît, le matériel de vote. Bien, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Jean-Jacques, il y a un vote, s'il vous plaît. Merci. On a besoin de savoir qui est présent dans la salle, qui va voter, qui ne va pas voter. Voilà, merci. Donc, je voudrais, Paul Félix, on va te passer la parole. Je voudrais qu'on distribue le matériel de vote. On est obligé de voter pour cette désignation à titre partiel, comme on l'a fait pour la désignation globale. On n'est pas dans un organisme, on n'est pas dans une instance interne là, de l'Assemblée. Ce n'est pas une commission. Paul Félix, je t'en prie.
Je crois qu'il y avait 6 membres de la collectivité dans chaque conseil d'administration du 6, de A, de B. C'est ça. C'est le 6, hein? Bon. Oui. Il y a besoin de quel quorum pour que le vote soit valide? « 32 présents ou représentés. Oui, c'est un vote à bulletin secret, oui. S'il y a 32 qui votent, c'est bon, on avait ma gorte. Hein. Vous voulez dire que les 32 représentés, là? Ah, sinon on vote. Hein. Non, c'était... Vous êtes prêts? C'est bon? Bien, s'il vous plaît. Donc, qui se positionne à côté de l'urne? Merci, Madame l'huissière. Donc, vous ont été distribués des bulletins de vote. Vous ont été distribués des bulletins de vote concernant le conseil d'administration du 6 2A. Donc, Poumonte.
avec le titulaire Jean-Paul Panzani et la suppléante Juliette Ponce-Vera. C'est bon? Est-ce que tout le monde a au moins une enveloppe? Est-ce que ceux qui ont une procuration ont 2 enveloppes? Bien. Nous passons aux opérations de vote. Le scrutin est ouvert. Je voudrais un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniel, Arrighi Véronique, Battestini Serena, Benedetti Paul Félix, Biancucci Jean, Biccherai Didier, Borri Jean-Marc, représenté par Jean-Paul Panzani, Borromei Vanina, Bodzi Valérie, Branca Marie-Claude, Caitou Coli Paul Joseph, Campana Françoise, Casanova Servas Marie-Hélène, rappresentata da Dani Antonini, Ciappini Angèle, Cognetti Turchini Gatti, Colombani Anna Maria, rappresentata da Giuliette Ponsevera, Colonna Romain, Combette Christelle, Dansari Frédéric, Duval Santa, Fagni Muriel, Filippi Petranto, rappresentato da Paola Mosca, Francici Paoli Lisa, rappresentata da Eveline Galoni d'Istria Eveline, Gionga Pierre, Giabigoni Jean-Charles, rappresentato da Giansanto Le Mao, Giacometti Piré da Josefa, Guidoni Pierre, Le Beaumain Vanina, Le Mao Giansanto, Lucchini Jean-Jacques, Luciani Antonia, rappresentata da Romain Colonna, Luciani Saverio, Marchetti Sandra, rappresentata da Don Joseph Lucioni. Mariotti Marie-Thérèse, Mattei Flora, rappresentata da François Sorba, Maupertuis Marie-Antoinette, Mela Georges, Mondoloni Jean-Martin, Mosca Paola, Nivagioni Nadine, Panzani Jean-Paul, Pedinieri Chantal, Pieri Marianne, Pietri Véronique, Poli Antoine, Poli Pierre, Ponsevera Juliette, Pozzo di Borgo Louis, Profizzi Jean-Noël, Quastana Paul, Saveli Jean-Michel, Saveli Joseph, rappresentato da Muriel Fagne, Satelli Jean-Louis, Sorba François, Tarighi Charlotte, Tiberi Giulia, Valdrighi Hervé, rappresentato da Veronica Righi, Vanni Yassante, Vinciguer Alex, rappresentato da Jean Biancucci, Volimacci Charles, Lucioni Don Joseph. Le scrutin est clos. Nous allons dépouiller. Donc 32 votants. Panzani Ponce-Vera. 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 Panzani Ponce-Vera.
Panzani Pontevera. On fait des paquets de 10. Panzani Pontevera, s'il vous plaît. Panzani Pontevera. 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 La liste Pontevera Panzani a obtenu 100% des votants. Bravo, ils sont élus donc au 6 2A. Nous allons procéder à l'élection pour le 6 2B. Tout le monde a le matériel de vote? On peut commencer à voter. Alors, tout le monde a sa procuration. Tout le monde a de quoi voter pour... C'est bon? On y va. Merci. Angelini Jean-Christophe, Antonini Daniel, Arrighi Véronique, Battestini Serena, Benedetti Paul Félix, Biancucci Jean, Biccherai Didier, Bori Jean-Marc, rappresentato da Jean-Paul Panzani, Borromei Vanina, Bozzi Valérie, Branca Marie-Claude, Caitou Paul Joseph, Campana Françoise, Casanoa Servas Marie-Hélène, rappresentata da Dani Antonini, Ciappini Angèle, Cognetti Turchini Cati, Colombagni Anna Maria, rappresentata da Giuliette Pontevera, Colonna Romain, Combette Christelle, Dansari Frédéric, rappresentata da Françoise Campana, Duval Santa, Fanny Muriel, Filippi Petranto, rappresentato da Paola Mosca, Francici Paoli Lisa, rappresentata da Eveline Galoni d'Istria, Galoni d'Istria Eveline, John Gapierre, Diabigoni Jean-Charles, ha dato Pragura Gian Santo Le Mao. Giacometti Piré da Josefa, Guidoni Pierre, Le Beaumain Vanina, Le Mao Gian Santo, Lucchini Jean-Jacques, Luciani Antonia, ha dato Pragura Romain Colonna.
Luciani Saverio, Mariotti Marie-Thérèse, Mattei Flora, Adato Pragoura François Sorba, Maupertuis Marie-Antoinette, Mela Georges, Mondoloni Jean-Martin, Mosca Paola, Nivagioni Nadine, Panzani Jean-Paul, Pedinieri Chantal, Pieri Marianne, Pietri Véronique, Poli Antoine, Poli Pierre, Ponzevera Juliette, Pozzo di Borgo Louis, Profisi Jean-Noël, Quastana Paul, Saveli Jean-Michel, Saveli Joseph rappresentato da Muriel Fagne, Seateli Jean-Louis, Sorba François, Terrighi Charlotte, Tiberi Giulia, Valdrighi Hervé rappresentato da Vero Arrighi, Vagni Hyacinthe, Vinciguer Alex rappresentato da Jean Biancucci, Volimaci Charles, Marchetti Sandra rappresentata da Don Gioluccioni e Don Gioluccioni. Le scrutin est clos. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, nous allons procéder au dépouillement. Ponce Panzani. 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 Et Ponce Panzani. Poncevera 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 Panzani. La liste Poncevera Panzani a obtenu 32 voix, donc les deux candidats sont élus. Merci. Donc,
merci beaucoup. Nous en avons terminé pour les désignations. Il y aura peut-être des ajustements à faire dans les commissions, à voir. Et il y aura les bureaux des commissions aussi à renouveler la prochaine fois que vous vous réunissez en commission. On ne va pas faire... voilà, on est d'accord. Les doyens d'âge vont convoquer. Voilà. Je vous remercie. Ce fut une séance très dense. Merci beaucoup. Merci à Corinne Front qui est restée jusqu'au bout. Voilà. Au revoir. Bon Azer.